Bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cabo Verde alcançou um marco histórico ao ser certificado pela OMS como país livre do paludismo em janeiro de 2024. Este feito posiciona o país como modelo regional na luta contra a doença, demonstrando que a eliminação é possível, mesmo em contextos africanos com desafios estruturais. O paludismo em Cabo Verde é um paludismo de moderada intensidade e está muito relacionada com a mobilidade da população. Inclusivamente, desde 1954, temos vindo a desenvolver ações no sentido da sua eliminação. Por isso, tivemos 3 períodos de eliminação, de suspensão da infecção, de 67 a 72, de 83 a 85, e a partir de 2018 até hoje não temos transmissão autóctone do paludismo. Para isso foi desenvolvido já há muito tempo um sistema forte de vigilância resiliente. Por isso, Cabo Verde implementou um sistema robusto de vigilância epidemiológica e entomológica com foco na detenção precoce de casos importados e o controlo do vetor. Neste momento, o país está a executar um plano nacional para evitar a reintrodução da doença com ações coordenadas entre a saúde, ambiente e educação. Reconhecemos que, tão difícil como a eliminação e a erradicação do paludismo, as estratégias tomadas para a sua manutenção também são desafiantes. Nós, neste momento, estamos a trabalhar os casos importados. A maioria dos casos recentes são importados de países vizinhos. Merci, Cabo Verde. Merci. 2 minutes. Thank you very much. Merci. Voilà, Zimbabwe a la parole, les Seychelles se préparent. Merci. Zimbabwe. Thank you, Chairperson. Honorable Chairperson, distinguished delegates, Zimbabwe welcomes the report on malaria elimination efforts and commends the regional office for its comprehensive work. We reaffirm our commitment to the 2030 targets of the Global Technical Strategy for Malaria. Over the years, Zimbabwe has made notable progress in reducing malaria incidence and mortality through the effective use of indoor residual spraying, distribution of insecticide-treated nets, and strengthening case management. These gains are the result of strong collaboration between government partners and communities. However, in the 2024-2025 season, we experienced a resurgence of cases, driven not by funding shifts alone, but by a combination of contextual challenges. Exceptionally high rainfall created extensive breeding sites, artisanal mining activities altered environments, and increased exposure to vectors. The misuse of insecticide-treated nets for fishing undermined protection at household level, and the discontinuation of DDT coupled with emerging resistance to other insecticides has reduced the effectiveness of vector control. These realities illustrate the complex and evolving nature of malaria transmission in our country. In response, Zimbabwe has intensified surveillance, reinforced community education on the proper use of vector control tools, expanded access to testing and treatment, and is exploring alternative insecticides and innovative approaches to strengthening control measures.
Our experience underscores the importance of sustained domestic investment, operational research, and regional cooperation. Together, we can protect the gains made and ensure that by 2030, malaria is no longer a threat. Merci Zimbabwe. Merci Zimbabwe. Seychelles a la parole. Tout Togo se prépare. Merci. Honorable Chair, in spite of the continuing high human and economic cost of malaria on our continent, Seychelles is encouraged by the reduction in incidence and mortality in some parts of our region. Seychelles is free from endemic malaria, but we remain vigilant due to the risk of imported cases and climate-induced vector proliferation. Seychelles emphasizes enhanced surveillance and rapid response to prevent reintroduction, leveraging our experience in vector control. Climate adaptation strategies, as rising temperatures may expand mosquito habitats. Regional partnerships, including support for high malaria burden nations through knowledge sharing and other support. We echo the resolution's call for stronger political will, data-driven strategies, and equitable access to tools like the new malaria vaccine for children and diagnostics. Seychelles also stresses the need for domestic resource mobilization in endemic countries, community education to sustain prevention efforts, including environmental sanitation, cross-section collaboration to tackle underlying drivers like instability, poverty, and environmental degradation. It's only through relentless united action can we achieve the 2030 malaria targets. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Seychelles. Togo a la parole, le Liberia se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Togo s'est engagé dans la lutte contre le paludisme conformément à la stratégie technique mondiale 2016-2030 et contribue aux efforts régionaux pour une action urgente afin d'accélérer la lutte antipaludique. En matière de prévention, notre pays met en œuvre la chimioprévention saisonnière du paludisme dans 4 régions sanitaires. Le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes a introduit la chimioprévention du paludisme pérenne chez les nourrissons dans 16 districts sanitaires et se prépare l'introduction dès le 1er septembre 2025 du vaccin antipaludique et à sa 6e campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides en 2026. En capitalisant la digitalisation, un référentiel national de données sur le paludisme est en cours de mise en place afin de centraliser et harmoniser les données issues de multiples sources. Aussi, une adaptation infranationale des interventions initiées pour orienter les décisions stratégiques et optimiser les ressources. Le Togo promeut également la collaboration multisectorielle associant les collectivités locales, les organisations communautaires, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers afin d'améliorer la couverture et l'efficacité des interventions. Toutefois, des défis importants restent à relever, notamment la résistance aux insecticides et aux antipaludiques. Le Togo réaffirme son engagement à contribuer activement à la mise en œuvre de la déclaration de Yaoundé appel à une mobilisation collective accrue ainsi qu'au partage d'innovation de bonnes pratiques pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme. Le Togo prend note des actions proposées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Togo. Le Liberia a la parole et le Gabon se prépare. Honorable Chair, distinguished delegates and colleagues, Liberia reaffirms its unwavering dedication to combating malaria in alignment with the Yaoundé Declaration and the 2030 malaria target. Key milestones achieved include the introduction of accurate malaria vaccine in April 2024 and the establishment of the Malaria Council and Fund in April 2025 to facilitate domestic resource mobilization. Our strategy encompasses the distribution of insecticide-treated bare nets through antenatal care programs, community health workers in 5-kilometer radius, and expanded program on immunization in schools. A successful mass distribution campaigns in 2024 resulted in over 2 million RTN distributed, achieving 88% coverage. Furthermore, Liberia actively promotes prompt diagnosis and treatment, including intermittent preventive malaria treatment. A recent pilot project in Buyao-Nima County showed a fourfold increase in uptake. National Malaria Control Program has employed multiple first-line treatment to mitigate the risks of anti-malaria drug resistance. These efforts have yielded significant results, reducing malaria prevalence from 28% in 2013 to 10% in 2022.
Despite the substantial progress, challenges remain. To further advance our malaria control program, Liberia respectfully requests WHO technical support, particularly in integrated vector and case management. Specific areas require assistance include surveillance on Anopheles staphylococcus and studies on RTN durability. Additional support is crucial for implementation of update technical guidelines and supportive supervision. Achieving the 2030 target necessitates a unified support from government, communities, researchers, and Liberia is committed to collaborate with all member states to accelerate the progress toward a free malaria world for all. Thank you. Merci au Liberia. Le Gabon a la parole et l'Angola se prépare. Donc, si l'Angola, le Gabon a la parole. Donc, l'Angola. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaríamos de reafirmar aqui, nesta magna Assembleia, que a República de Angola, o paludismo continua a ser a principal causa de morte. A prevalência nacional é de 1,7%, de acordo com o inquérito de indicadores múltiplos de saúde, elaborado em 2023-2024. A transmissão é maior na região norte do país, sendo o grupo mais afetado crianças menores de 5 anos, que concentram 49% dos óbitos. Angola está empenhada em implementar as ações do plano estratégico aliado com a estratégia técnica global 2016-2030. Neste contexto, estamos a ampliar a distribuição de redes mosquiteiras de nova geração de rotina e campanha de distribuição em massa, implementando o tratamento preventivo em grávidas e formando os adecos para diagnóstico e tratamentos comunitários. Angola continua também empenhada na introdução da vacina da malária, de rotina, para acelerar a médio e longo prazo a redução sustentável da mortalidade por malária. Angola acolhe as medidas propostas no relatório e reitera o seu compromisso com o reforço do Sistema Nacional, visando a garantia e resiliência do Programa de Controlo do Paludismo, na ampliação e implementação de iniciativas multissetoriais emblemáticas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Merci à l'Angola, le Mali, et Gambie se prépare. Merci Madame la Présidente. Le Mali est un pays à charge élevée et s'est engagé dans la lutte contre le paludisme à travers plusieurs initiatives. L'objectif de développement durable, stratégie mondiale 2016-2030 et l'initiative charge élevée et impact élevé et la déclaration de Yaoundé. Les actions prioritaires incluent la prévention, le diagnostic gratuit pour les populations vulnérables et la subvention au traitement. En 2024, le Mali a réalisé une distribution de plus de 1,5 million de moustiquaires imprégnés en routine, le traitement préventif intermittent avec une couverture de 53% chez les femmes enceintes en dépit du recours tardif aux consultations prénatales. La chimioprévention saisonnière avec une couverture de 81% chez les enfants de 3 à 59 mois dans 58 districts sanitaires et l'introduction du vaccin dans 19 districts à forte transmission pour les enfants de 5 à 36 mois. Malgré ces progrès, le Mali fait face à des défis structurels et une incidence en hausse localisée. La pérennisation des actions nécessite un engagement politique renforcé et des soutiens internationaux pour l'atteinte des objectifs mondiaux d'élimination du paludisme. Le Mali, après examen, préconise l'adoption du dit rapport par le présent comité. Je vous remercie. Merci au Mali. Gambie a la parole, le Kenya se prépare. Thank you, Madam Chair. The Gambia recognizes the Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030 adopted by the World Health Assembly in May 2015. The strategy set the target of reducing global malaria incidence and mortality rate by at least 90% by 2030.
The Ministry of Health of the Gambia has made significant noticeable progress in addressing threats and mobilizing collective action towards achieving the 2030 malaria target. To meet the 2030 malaria target in the Gambia, a multifaceted approach has been adopted to tackle the complex nature of malaria. The Gambia, like many other countries in sub-Saharan Africa, faces significant challenges, but also has opportunity to galvanize opportunity towards malaria control and elimination. The Gambia has achieved significant gains in reducing the malaria burden over the last decade. The number of confirmed cases of malaria dropped by more than 50% in 2024. During the second quarter of 2025, the Gambia was able to distribute 1.5 million new generation of insecticide-treated nets to the general population. As part of our elimination effort, the Ministry of Health, through the National Malaria Control Program in 2023, started malaria case-based surveillance in 2 health regions where lowest case of malaria were recorded over the last 5 years. Hence, every case of malaria detected at health facility in this region is followed up to the household level, investigated, and all households members treated accordingly. Furthermore, fighting malaria in all its forms and addressing emerging threats from insecticides and anti-malaria resistance require forming alliance through cross-border collaboration initiatives. Merci à la Gambie, merci à la Gambie. Le Kenya a la parole, le Tchad se prépare. Thank you, Chair. Kenya welcomes the technical paper on strengthening Africa's health security and commends the focus on enhancing event detection, build resilient systems, and fostering partnerships against malaria. Malaria remains a major public health threat in Kenya. In response, we have aligned our national strategies with the WHO Global Technical Strategy for Malaria and High Burden to High Impact approach through digitalized surveillance and community thresholds and predictive analytics. We have improved early detection and response to outbreaks, particularly in endemic regions. The RTS malaria vaccine has been rolled out in 10 counties, reaching over 10 million children under 5, significantly reducing severe cases. We are also deploying next generation dual active ingredient insecticide treated nets and enhancing digital platforms for vector surveillance. To build resilience, Kenya has scaled up community health services, strengthened primary care networks, and integrated supply chain tools to reduce stockouts. Our end malaria mobilizes private sector supports and domestic finance to competent donor funding. We urge continued support from WHO partners through technical assistance, resource mobilization, action to combat drug insecticide resistance and prevent cross-border spread. I thank you, Chair. Asante sana. Merci au Kenya. Le Tchad a la parole et le Mozambique se prépare. Le Tchad. Merci, Madame la Présidente. Nous avons un souci avec l'ordinateur. Si on peut repasser après. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, le Mozambique a la parole et l'Afrique du Sud se prépare. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, e todo o protocolo observado. A malária continua sendo grande problema de saúde pública em Moçambique. O inquérito, Moçambique é dos 5 países da região africana com maior número de casos de malária. O inquérito demográfico de saúde de Moçambique mostra que a prevalência da malária em Moçambique é de 32%. Apesar desta prevalência, é importante realçar que reduzimos a mortalidade pela malária em cerca de 2%. O Ministério da Saúde dispõe de um plano estratégico nacional da malária 2023-2030, o qual contempla atividades e metas a serem cumpridas rumo à eliminação da malária. Apesar dos progressos alcançados até o momento, vários desafios se impõem ao país, dentre os quais podemos destacar a resistência antimicrobiana, a insuficiência de recursos humanos e de diagnóstico, as alterações climáticas e entre a resistência também dos vetores aos inseticidas. Por isso, Moçambique continua a advocar estratégias face à resistência de vetores aos inseticidas
mas também intensificar a informação, educação e comunicação com engajamento a todos os níveis e reforçar a cadeia de abastecimento de medicamentos a todos os níveis e também fortalecer o Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado pela atenção dispensada. Merci au Mozambique. L'Afrique du Sud a la parole et le Congo se prépare. Thank you, Madam Chair. The global fight against malaria faces significant hurdles, and tragically, it is the African continent that suffers the most. Globally, in 2023, the number of malarial cases estimated 63 million, and our continent accounted for an alarming 94% of all cases and 95% of all deaths. Malaria is preventable and curable, and increased efforts are dramatically reducing the malaria burden in many places. We therefore fully endorse the proposed actions presented in the resolution, which call upon strengthening primary health care supply chains and data systems, scale up resistance management and community engagement, mobilize domestic resources, and foster multi-sectoral collaboration. However, Chair, based on our history in South Africa and experience with malaria control, South Africa wants to add a note of caution, particularly regarding the transition away from indoor residual spray with DDT. We were one of the first countries that phased out DDT in residual spray in 1996 due to environmental concerns. This decision led to a devastating epidemic, where cases skyrocketed, resulting in tens of thousands of infections and hundreds of deaths, especially of pregnant women and children, including even cerebral malaria. It was only reintroduction of DDT in residual spray that brought it under control. We therefore propose that in the short term, while we work towards finding alternatives, the African region should consider developing the capacity to manufacture DDT. This will reduce our reliance on single global manufacturer who always threaten to quit or to stop manufacturing. We need to ensure a consistent supply to protect our people while we transition to safer methods. Thank you. Merci à l'Afrique du Sud. Le Congo a la parole et le Burkina Faso se prépare. Madame la Présidente, le Congo salue le rapport présenté sur la lutte contre le paludisme et remercie l'OMS ainsi que d'autres partenaires, le Fonds mondial, Rollback Malaria, ALMA pour leur appui constant. En République du Congo, l'incidence du paludisme est restée pratiquement stable. 2015 cas pour 1000 habitants en 2015, 2012 cas en 2024. Cela démontre que malgré les efforts considérables, nous devons accélérer et diversifier les interventions au Congo. Le Congo a déjà mis en place plusieurs mesures essentielles, la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, tant en routine qu'en campagne de masse, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, la chimioprévention saisonnière introduite en 2015 pour les enfants de moins de 2 ans, des actions communautaires de lutte antivectorielle ainsi que des études régulières de résistance conduites par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Par ailleurs, la surveillance épidémiologique s'est renforcée avec l'utilisation des cadres de score conformément aux orientations de ALMA. Cependant, l'absence de baisse significative de l'incident démontre que les défis persistent. Le Congo prépare donc l'introduction de 2 interventions supplémentaires, la vaccination et la pulvérisation intradomiciliaire. Nous considérons également que la surveillance de la résistance des vecteurs aux insecticides et les parasites antiparasites doit être mieux intégrée au niveau régional en s'appuyant sur déjà des capacités techniques dans ce domaine. Enfin, nous insistons sur la nécessité de maintenir et diversifier la mobilisation de ressources pour garantir la durabilité de la lutte. Le Congo réaffirme ainsi son engagement à contribuer à l'atteinte de la cible 3B des objectifs de développement durable d'ici 2030 et rappelle que c'est une action collective intégrée et durable que nous pourrons vaincre le paludisme sur notre continent. Madame, je vous remercie. Merci au Congo. Le Burkina Faso a la parole, le Niger se prépare. Madame la Présidente, distinguée déléguée,
La délégation du Burkina Faso félicite le secrétariat pour la qualité de son rapport et salue les efforts conjugués de l'OMS et de tous les autres acteurs pour accélérer les progrès vers l'atteinte des cibles fixées à l'horizon 2030 dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 et les objectifs de développement durable. Face au fléau du paludisme, le Burkina Faso déploie une stratégie intégrée de lutte contre le paludisme dont les actions majeures sont les suivantes. La distribution gratuite tous les 3 ans des moustiquaires imprégnés avec une couverture de plus de 90% du territoire national malgré le contexte sécuritaire et humanitaire. Ces moustiquaires étant à double principe actif depuis 2025, cela en vue de réduire la résistance aux insecticides. L'introduction du vaccin antipaludique en 2023 et sa généralisation courant août de cette année 2025. L'organisation des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier, la prise en charge des cas, les tests de diagnostic rapide et les thérapies à base d'artémisine ont été largement disponibilisés. Nous avons aussi lancé tout dernièrement la brigade Labal pour l'assainissement du cadre de vie qui va constituer une importante mesure pour catalyser la lutte. Sur le plan institutionnel, le programme national de lutte a été transformé en secrétariat permanent directement rattaché au cabinet et nous venons de mettre en place le Comité national de lutte contre le paludisme qui est un comité multisectoriel pour davantage mettre en avant les facteurs environnementaux qui sont favorables à la lutte contre le paludisme. Pour terminer, ma délégation prend note des mesures proposées et exhorte l'OMS à poursuivre ses efforts de renforcement de la mobilisation des ressources, de l'assistance technique, ainsi qu'au soutien à la coordination des interventions. Je vous remercie. Merci au Burkina Faso. Le Niger a la parole et l'Éthiopie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le Niger fait partie des 11 pays d'une charge élevée à un fort impact qui représente à eux seuls 70% de morbidité et 70% de mortalité. Le Niger, avec l'appui de ses partenaires, multiplie les efforts pour répondre présent à l'objectif d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Ces efforts se traduisent notamment par un fort engagement politique au plus haut niveau et ont permis la mise en œuvre des stratégies suivantes. D'abord, la lutte antivectorielle. Les campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA pour couvrir tous les ménages. En 2024, pour renforcer la couverture universelle en MILDA, il y a eu une distribution de plus de 15 millions de moustiquaires donc, à travers le pays. Les interventions de prévention spécifiques également, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois, le traitement préventif du paludisme intermittent, la vaccination avec les vaccins contre le paludisme dans 12 districts du pays, la prise en charge des cas confirmés. Le gouvernement du Niger a rendu la prise en charge gratuite du paludisme pour toutes les populations sans aucune discrimination. La communication pour un changement de comportement a été faite en vue de l'implication et l'adhésion des populations à toutes les interventions. Cependant, malgré ces efforts, force est de constater que le nombre de cas ne diminue pas d'année en année. C'est pourquoi le Niger a décidé de matérialiser l'adhésion à la déclaration donc, de Yaoundé, décidé cette année pour la CPS de passer de 67 districts à 72 et de renforcer la lutte contre les vecteurs. Et le Niger a décidé du passage à l'échelle à la vaccination aux autres districts. Je vous remercie de votre attention. Merci au Niger. L'Éthiopie a la parole et Eswatini se prépare. Thank you, Honorable Madam Chair. We would like to express our sincere appreciation to the Secretariat for preparing this comprehensive and timely technical paper. In Ethiopia, malaria remains one of the major public health and socio-economic problems, with 69.1% of the population at risk of malaria. Ethiopia initiated the Subnational Malaria Elimination Plan, intensifying efforts in enhancing coordination, resource mobilization, supply chain management of malaria commodities, public health emergency response mechanisms, vector control and surveillance of drug resistance. Efforts are also underway to initiate the anti-malarial vaccine in children below 5 years of age in selected intervention areas. Despite the positive achievements, the geographical expansion of the new and potent vector, the high-level resistance of vectors to insecticides, suboptimal usage of interventions by target communities, and shortage of complete and timely data for evidence-based decision-making are also remain as a challenge and among the reasons for the surge.
Ethiopia believes that the current situation warrants a united front and collaboration more than ever. Ethiopia stands ready to work on the proposed actions and call for the continued support from WHO and partners. Thank you. Merci à l'Éthiopie. Eswatini a la parole et la Guinée équatoriale se prépare. Thank you, Honorable Chair. The African region bears about 94% of global malaria cases and 95% of deaths. Yet progress towards the Global Technical Strategy GTS 2030 targets is off track for a sizable number of our member states. Challenges such as weak health systems, humanitarian crisis, inadequate domestic funding, climate change, insecticide and drug resistance, and weak coordination continue to retard progress in the region. The document presented proposes actions that include strengthening primary health care-based malaria services, securing supply chain systems, scaling up malaria surveillance, and mobilizing domestic resources, among others. Eswatini is among the 8 countries earmarked for elimination of malaria, E8, and has made strides towards ending malaria as a public health threat. While malaria elimination remains a reachable target for our country, progress is slow due to the risk of resurgence of malaria cases through cross-border migration and importation from neighboring endemic areas. In a bid to ensure a sustainable malaria response, Eswatini has established the End Malaria Fund that has been key in mobilizing domestic and private sector funding for the malaria response. This sustainable funding is earmarked for scaling up malaria surveillance, strengthening border screening, and integrating climate risks data into malaria preparedness. Eswatini endorses the proposed actions in the document and recommendations and recommends strong cross-border collaboration between member states and sustaining financing for surveillance and control in border areas. Guinée équatoriale a la parole et la République démocratique du Congo se prépare. Guinée équatoriale. Merci Madame la Présidente. Nous félicitons le secrétariat pour l'élaboration de ce document soumis au comité régional pour lutter contre le paludisme à l'horizon 2030. Au cours de ces dernières années, le paludisme s'est maintenu comme la maladie la plus répandue et la 2e cause de mortalité en Guinée équatoriale. Dans la région insulaire de Bioko, où se trouve la capitale Malabo, d'importants progrès ont été réalisés pour la réduction de l'incidence de la malaria grâce aux interventions mises en œuvre par le Programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé, mise en œuvre de façon continue depuis 2004, avec l'appui financier des partenaires du secteur pétrolier et du gouvernement de la Guinée équatoriale. Grâce à ces interventions, la victime du paludisme sur l'île de Bioko a été réduite à 16,9% en 2024. En revanche, dans la région continentale du pays où ces interventions ont été interrompues ces dernières années, la parasitémie du paludisme est restée beaucoup plus élevée, atteignant 59%, alors que certaines zones rurales atteignent même 70 à 76% de la parasitémie. En raison de cette forte charge de morbidité, la prévention et le contrôle du paludisme ont toujours été constitués une priorité au sein de la planification stratégique nationale de la Guinée équatoriale. En 2023, le ministère de la Santé et du Bien-être social a publié un plan stratégique de lutte contre le paludisme 2024-2028 qui établit un cadre d'intervention combinant le contrôle et la prévention du vecteur à travers des campagnes massives de pulvérisation intradomiciliaire associées à la distribution de moustiquaires imprégnés des insecticides de longue durée, le renforcement du diagnostic, de la prise en charge et du traitement des cas, la mobilisation sociale et le changement de comportement et l'amélioration du système de surveillance et d'évaluation. L'objectif fixé par ce plan est de réduire à 50% l'incidence et la mortalité du paludisme d'ici 2028 par rapport au niveau du... Merci, le temps. Merci à la Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo a la parole et Zambie se prépare. Merci.
Merci, Madame la Présidente. La République démocratique du Congo approuve le cadre pour faire face aux menaces et mobiliser l'action collective pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme et lui en remercie. Le paludisme continue de demeurer un problème majeur de santé publique en République démocratique du Congo. Il constitue la première cause de morbidité et de mortalité dans la population générale et chez les enfants. L'RDC a enregistré plus de 27 millions de cas de paludisme durant l'année dernière. Parmi eux, 48,7 concernaient les enfants de moins de 5 ans, soit près de 13 millions de cas. Pour lutter contre ce problème de santé publique, la RDC a mis en place des mesures de prévention classiques, à l'instar de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides, le traitement préventif chez la femme enceinte, l'administration de la chimioprévention saisonnière. Pour compléter ce paquet d'interventions, et suite à une charge accablante de cette maladie chez les enfants, le gouvernement de la RDC, à travers son programme national de lutte contre le paludisme et celui du programme élargi de vaccination, a introduit le vaccin antipaludique R21 comme intervention spécifique visant à protéger les enfants de moins de 5 ans contre le paludisme depuis le mois d'octobre 2024, en administrant plus de 693 500 doses dans les 31 zones de santé de la province du Congo central, en espérant étendre cette vaccination d'ici 2026 dans 9 autres provinces prioritaires. L'RDC exprime ses vifs remerciements aux différents partenaires, dont l'OMS, pour l'accompagnement tant technique que financier dans la lutte contre le paludisme. Je vous remercie. Merci à la République démocratique du Congo. Zambie a la parole et l'Ouganda se prépare. Thank you, Chairperson. Malaria remains a disease of public health concern in Zambia. We therefore support the ambitious targets set by the World Health Organization because they will definitely help us achieve what we need to be achieving as a country. In Zambia, malaria elimination has been hampered by several serious challenges. Among these are the growing resistance of mosquitoes to commonly used insecticides, which diminishes the effectiveness of insecticide-treated nets, and indoor residual spraying. Financial gaps. We continue to face financial gaps in the implementation of our malaria intervention. Zambia is now faced with also limited resources, like I've alluded to, affecting the coverage and program sustainability. We are also facing a lot of challenges as a result of climate change, leading to expanded mosquito breeding habitats. This was considered a low-risk area, but as a result of that, because we're just having so many places where mosquitoes are breeding, so this is a huge risk. Zambia remains committed to the 2030 malaria elimination agenda. Despite these challenges, we continue to mobilize resources, strengthen surveillance, adopt innovative tools such as new generation of insect-treated nets, enhance community strategies, and integrate climate-resilient interventions into malaria programming. Furthermore, we recognize the need for regional solidarity in combating this disease. Therefore, we remain open to enhance cross-border cooperation in surveillance, vector control, and knowledge sharing. Merci à la Zambie. Et voilà. L'Ouganda, la parole, et la République centrafricaine se prépare. L'Ouganda. La République centrafricaine a la parole et le Bénin se prépare. Merci, Madame la Présidente. La République centrafricaine félicite le secrétariat pour la qualité de son rapport et voudrait mentionner que le paludisme demeure la première cause de consultation et de mortalité des enfants de moins de 5 ans en République centrafricaine.
L'incidence du paludisme est passée de 351 pour 1000 habitants en 2015 à 310 en 2014. La mortalité de 122 pour 100 000 habitants en 2014 à 92 pour 100 000 en 2023. Malgré ces progrès réalisés, le pays reste au-delà des cibles fixées par l'OMS. En réponse à cette situation, des actions courageuses sont entreprises. Je voudrais citer, entre autres, la mise en place des cadres stratégiques, dont le plan stratégique 2024-2028, la politique et le plan stratégique de l'engagement communautaire. La formation d'environ 4000 agents de santé communautaire, d'environ 2000 chefs de village et quartiers sur les principales stratégies de lutte contre le paludisme en milieu communautaire, l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination, la création d'une ligne budgétaire nationale dédiée couvrant l'achat de réactifs et des antipaludiques. Malgré ces efforts, la République centrafricaine reste confrontée à des défis marqués par l'émergence de la piqûre diurne des moustiques, la résistance aux insecticides. Nous appelons à une solidarité accrue et à une mobilisation renforcée des ressources pour accélérer la marche vers l'atteinte des cibles fixées, conformément à la stratégie régionale de l'OMS. La République centrafricaine approuve le rapport présenté et invite les États membres à l'adoption des stratégies proposées. Je vous remercie. Merci à la République centrafricaine. Le Bénin a la parole et Botswana se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Bénin salue la pertinence et l'actualité du rapport présenté qui met en lumière les enjeux de l'atteinte des objectifs de la lutte contre le paludisme à l'horizon 2030. Quoique encore élevé, le Bénin connaît une baisse de l'incidence et des décès du paludisme ces 5 dernières années. L'incidence a baissé de 41% entre 2022 et 2024. La mortalité due au paludisme a baissé de 37% dans la même période. Ces résultats sont le fruit de la mise en œuvre des stratégies complémentaires, notamment la distribution systématique chaque 3 ans de moustiquaires imprégnés d'insecticides, dont celle tenue en 2023 a permis de distribuer 9 millions de moustiquaires, soit une couverture des ménages de 92,27%. Cette campagne a été digitalisée depuis 2022, ce qui a permis un meilleur contrôle des opérations de dénombrement des ménages, l'extension de la chimioprévention saisonnière à 1,2 million d'enfants de 3 à 59 mois, l'introduction de la vaccination antipaludique en 2024 au profit des enfants de 6 à 24 mois, avec une couverture de 87% pour la première dose et 50% pour la 3e dose. Les stratégies en cours intègrent la surveillance renforcée de la résistance aux insecticides et médicaments. Le Bénin réaffirme son engagement et exhorte les pays de la région africaine de l'OMS à l'action collective pour atteindre les objectifs de lutte contre le paludisme à l'horizon 2030. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Bénin. Le Botswana a la parole et la Tanzanie se prépare. Botswana. Thank you, Madam Chairperson. As Botswana, we are noting that this call couldn't have come at a more critical time for us and indeed for the continent. Botswana was well on track to meet its targets to eliminate malaria. However, due to unprecedented amounts of rainfall in the past year, we found ourselves with a more than 10-fold increase in malaria cases, including in areas that had not had malaria for the past 15 years. Botswana, as one of the countries earmarked for elimination by 2030, aims to address growing threats that can jeopardize malaria elimination efforts, including insecticide and drug resistance, climate change, and fragile healthcare systems. These challenges call for collective key strategies and actions through strengthened health systems by investing in capacity building for healthcare workers, particularly community healthcare workers, revitalizing primary healthcare, strengthening the malaria epidemic containment mechanisms, and improving supply chains to ensure universal access to quality malaria prevention and treatment services. There is the need for increased funding and resource mobilization to address the financial gap. Botswana's malaria response has been financed mostly by the government, but we will explore
innovative funding mechanisms and partnerships to support malaria programs. The multi-sectoral collaboration to engage various sectors, including health, local government, and traditional affairs, environment, finance, private, international partners, and other civil society organizations is vital for a comprehensive approach to malaria control. We appreciate, Chairman, that community engagement and participation is vital, and we welcome the report. Thank you. Merci, Botswana. Tanzanie a la parole et Madagascar se prépare. Thank you, Chair. The United Republic of Tanzania reaffirms its commitment to addressing all threats to malaria control efforts and reducing the burden of malaria morbidity and mortality. Our robust malaria surveillance system guides key interventions, including monitoring disease burden, treatment efficacy, and vector dynamics. Based on evidence, we shifted from pyrethroids-based insecticide nets to piperonyl butoxide nets, and we are also planning to introduce dual active ingredient nets in 2025. Furthermore, we're also planning to change our first-line malaria medicine from artemether lumefantrine to artesunate amodiaquine as interim measures towards use of multi-first-line strategy. Chairperson, to improve the access, we have scaled up malaria by providing malaria testing and treatment through community health workers in underserved areas, ensuring early diagnosis and care. Tanzania recognizes the role of climate variability in transmission and has begun engaging research institutions to integrate climate data into malaria programming. Amid declining international financing, the government has increased domestic funding and established the End Malaria Council to mobilize local resources. Chairperson, we thank WHO and partners for their continued support and fully align with the technical paper's recommendations. I thank you. Merci beaucoup à la Tanzanie. Madagascar a la parole et la Mauritanie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Madagascar salue l'action collective régionale partagée par le secrétariat sur la lutte contre le paludisme. Le paludisme demeure l'un des principaux défis de santé publique à Madagascar, présentant la cause majeure de morbidité et de mortalité, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. À l'intérieur du pays, les profils épidémiologiques sont différents d'un district à un autre. L'année dernière, Madagascar a mené des campagnes de distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Un programme de prévention spécifique est dédié couramment aux femmes enceintes dans le cadre de soins de santé primaire. Malgré les efforts réalisés en termes de surveillance et de prévention, Madagascar n'a pas atteint les objectifs d'élimination du paludisme. La situation est aggravée par plusieurs facteurs, entre autres la situation géographique même de Madagascar, la dépendance financière vis-à-vis du financement extérieur, la résistance aux insecticides et aux traitements, les effets du changement climatique. Face à ces défis, Madagascar s'aligne sur les orientations régionales et mondiales et s'engage à déployer les innovations, à intensifier la mobilisation des ressources, renforcer la résilience face aux crises et au climat et favoriser la coopération régionale et internationale. On note que le paludisme fait partie des maladies mises en œuvre dans le cadre d'interventions multisectorielles avec l'approche One Health. Ainsi, Madagascar réaffirme son engagement à contribuer à atteindre les objectifs régionaux et mondiaux de réduction de 90% de l'incidence et de la mortalité due au paludisme d'ici 2030, en s'inscrivant pleinement dans la dynamique du cadre intégré de lutte contre les maladies à transmission vectorielle en Afrique et de la déclaration de Yaoundé pour mettre fin au décès dû au paludisme. Je vous remercie. Merci Madagascar. Mauritanie a la parole et la Guinée se prépare. Merci Madame la Présidente. La Mauritanie félicite le secrétariat sur la qualité du document AFR-RC 7508. L'année dernière, notre pays a traversé une épreuve difficile avec une épidémie de paludisme sans précédent. Fort de cette expérience, nous avons cette année mis en œuvre un plan de prévention rigoureux pour protéger nos concitoyens et éviter toute nouvelle épidémie. En effet, après la vague épidémique 2024, le pays a entrepris une série d'actions parmi lesquelles on peut citer la transformation
du programme national de lutte contre le paludisme à un programme d'élimination du paludisme, la mise en place d'une stratégie de riposte, l'acquisition de moustiquaires, environ 1 200 000 distribués, la formation sur les nouvelles directives de prise en charge du paludisme, une formation des formateurs nationaux, comprenant formation de formateurs régionaux, formation interrégionaux, la formation en cascade. L'impression de nouvelles directives, la distribution des médicaments et des TDR au niveau de toutes les structures de santé, parallèlement à une campagne de sensibilisation et de communication. Une campagne de CPS dans les 3 Mokata'a les plus exposés. L'instauration de la surveillance générale. Ainsi, la Mauritanie approuve le document en question et invite les pays à l'adopter. Je vous remercie. Donc, merci à la Guinée, à la Mauritanie, la Guinée a la parole et le Tchad se prépare. L'Ouganda, on a vu, vous êtes revenu, mais on vous a remis en bas. Vous allez suivre, vous allez attendre. OK, merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants des États membres, chers partenaires. En Guinée, le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité. Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années grâce à des interventions ciblées. Distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, MILDA, chimiothérapie préventive saisonnière, CPS, généralisation des tests de diagnostic rapide, TDR, et utilisation des traitements à base d'artémisinine, ACT. Ces efforts ont permis de faire passer la prévalence parasitaire de 44% en 2012 à 17% en 2021. Depuis août 2025, la Guinée a intégré le vaccin RTSS du paludisme dans son programme élargi de vaccination. Cependant, plusieurs menaces persistent. Dépendance au financement extérieur, risque croissant de résistance aux insecticides et aux antipaludiques, impact des changements climatiques et vulnérabilité du système de santé face aux crises sanitaires. Face à ces défis, la Guinée recommande le maintien d'un fort engagement politique, le renforcement de la mobilisation des ressources nationales, l'anticipation des résistances et l'introduction d'outils innovants, la consolidation du système de santé et la mise en œuvre d'approches multisectorielles et communautaires. La Guinée réaffirme son soutien à la proposition AFR RC 75-8 de l'OMS et appelle une mobilisation renforcée pour atteindre les cibles de la stratégie technique mondiale de l'horizon 2030. Je vous remercie. Merci à la Guinée. Le Tchad a la parole et le Nigeria se prépare. Merci Madame la Présidente. Le Tchad remercie le secrétariat de l'OMS pour ce rapport très riche et chargé de défis pour notre continent et pour le Tchad en particulier. Au Tchad, le paludisme est endémique avec une prévalence de 41% dans la population générale. L'incidence du paludisme était de 129 cas pour 1000 personnes en 2024. Cette maladie demeure le premier motif de consultation et la première cause de décès hospitalier sur 27% environ. Le programme national de lutte contre le paludisme a renforcé ses actions par l'introduction du vaccin antipaludique en octobre 2024, la mise en œuvre des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier et la distribution des moustiquaires de routine pour les enfants et les femmes enceintes, ce que nous considérons comme un des piliers de la prévention. Le Tchad réaffirme son engagement ferme à éliminer le paludisme d'ici 2030, conformément aux orientations du plan stratégique national 2024-2028. Cet objectif ambitieux traduit notre volonté de protéger durablement nos populations contre cette maladie endémique. Dans cette perspective, nous appelons à une meilleure intégration des services de santé primaires et à une surveillance renforcée des menaces biologiques. Une approche coordonnée et multisectorielle est essentielle pour anticiper les risques et améliorer la réponse sanitaire. Le Tchad invite à une coopération régionale renforcée, notamment dans les zones frontalières affectées par les crises humanitaires qui impactent très sérieusement toute la planification. La coordination entre pays voisins est indispensable pour une lutte efficace contre le paludisme et les autres menaces sanitaires.
les différents efforts consentis se heurtent à des défis majeurs qui sont l'insuffisance des ressources financières, le faible accès aux soins dans les zones reculées et la résistance croissante aux outils traditionnels de lutte. Ces obstacles compromettent la progression vers l'élimination du paludisme. C'est pourquoi nous sollicitons le soutien renforcé de l'OMS ainsi que des partenaires techniques et financiers pour accompagner ces actions et concrétiser l'objectif d'un Tchad sans paludisme d'ici 2030. Le Tchad prend note du rapport et invite les autres pays à en faire de même. Je vous remercie. Merci au Tchad. Le Nigeria a la parole et les Comores se préparent. Thank you, Chair. Despite being a preventable and treatable disease, malaria continues to pose a grave challenge across the continent. In Nigeria, it remains one of the leading causes of illness and deaths, accounting for more than 60% of outpatient consultations. These figures are deeply concerning and unacceptable, especially given that the tools and knowledge required to prevent these deaths are already available to us, and they underscore the urgent need for renewed and collective commitments across the entire region. The impact of malaria is not limited to health. It has profound economic and development consequences, draining an estimated $1.1 billion annually from the Nigeria's GDP. Clearly, addressing malaria is both a public health and a development imperative. We acknowledge that significant progress has been made in the past 15 years, a milestone worth celebrating. However, progress has slowed in recent years, and new challenges have emerged that threaten to erode this gain. As a government, we are exploring innovative solutions to mitigate these emerging threats. Through initiatives such as Rethinking Malaria Strategy and the establishment of Malaria Advisory on Malaria Elimination in Nigeria, we are aligning interventions more effectively with local contexts. We recognize the indispensable role of partnerships. Our collaboration with communities, development partners, and the private sector remains central. Nigeria is committed to sustaining momentum towards malaria elimination, but no country can succeed in isolation. Malaria knows no borders, and it will require shared responsibility, solidarity, and sustained investments to achieve our collective 2030 targets. We therefore call for strengthened regional collaboration, innovative financing, and continued support from all stakeholders to ensure that malaria becomes a disease of the past. Thank you, Chair. Merci au Nigeria. Que Comores ont la parole, la Namibie se prépare. Madame la Présidente, l'Union des Comores adhère aux mesures proposées aux États membres. Mettre en œuvre les mesures suivantes pour galvaniser la lutte contre le paludisme et accroître les efforts de renforcement du système pour rendre les programmes résilients. À cet effet, l'Union des Comores participe actuellement au système d'achat groupé et elle travaille déjà sur l'amélioration d'informations sanitaires efficaces et fiables en utilisant les nouvelles technologies dans plusieurs programmes. L'extension de l'utilisation de ces nouvelles technologies pour la surveillance du paludisme par un système de géolocalisation des cas est la prochaine étape avant le deuxième trimestre 2026. Également, l'introduction de la technique GenDrive est en réflexion afin de pouvoir contrôler efficacement la situation du paludisme dans notre pays. Ainsi, le programme national de lutte contre le paludisme organise de manière régulière, chaque 2 ans, une étude sur l'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques en utilisant les procédures de l'OMS. Nous allons donc poursuivre ces efforts pour le renforcement de la mobilisation des ressources domestiques et auprès des partenaires pour la lutte antipaludique. L'Union des Comores présente un faciès épidémiologique différent selon les îles. Ainsi, sur les 3 îles, 2 d'entre elles sont en phase d'élimination depuis plus de 5 ans, tandis que la 3e reste en phase de contrôle. Compte tenu des mouvements des populations d'une île à une autre, des efforts colossaux doivent être déployés pour éviter la réintroduction du paludisme dans ces 2 îles déjà éliminées. L'Union des Comores encourage donc la mise en œuvre d'initiatives multisectorielles phares, notamment l'initiative E2025, et elle va continuer à travailler sur ces nouvelles stratégies innovantes pour accélérer l'élimination du paludisme dans notre pays. Je vous remercie. Merci aux Comores. La Namibie a la parole et les îles Maurice se préparent. Thank you so much, Madam Chair, and good morning, everybody. We thank
definitely thank the Secretariat for the comprehensive reports, for the quality reports that are put at our disposal. And no doubt this set of guidelines, this set of documents will aid and assist our national intervention strategies. We acknowledge the fact that achieving malaria-free Africa demands unwavering commitment and innovative approaches at the country level. Namibia has demonstrated this potential, Madam Chair, because way back in 2019, one of our health districts, the Korihas Health District in the central western part of Namibia, has demonstrated that success and has become a beacon of success for earning the SADC Simon Konene Award in 2024, marking 3 consecutive years of zero malaria cases. This achievement shows that it is possible. If we have targeted interventions and dedicated community engagement, it is possible to eliminate malaria from our midst. But despite that triumph, Madam Chair, and early ambitions, malaria remains a persistent public health challenge for Namibia, and our comprehensive interventions entails the toolkits, as other member states have put on the table. It's the IRS spraying, it's the insecticides treated net, the long-lasting insecticidal treated nets in the high-risk areas, the surveillance, and all the mechanisms. But we continue to contend with the outbreak of malaria. We have seen this in 2024, continuing to this year, and our toolkits is what we will continue to mobilize to deal with this. So in conclusion, Madam Chair, it is Namibia's commitment to continue deploying these measures, and we look forward to the collaboration with member states and other stakeholders. Merci à la Namibie. Les Maurice ont la parole et l'Ouganda se prépare. Thank you, Chair. Mauritius remains malaria-free since 2012, but continues to face the risk of imported cases from endemic countries due to travel and labor migration. Active surveillance is conducted by the Public Health Inspectorate Unit for passengers arriving from malaria endemic countries, including screening, blood smears, and rapid diagnostics testing. Robust surveillance at points of entry at the airport and the seaport includes fever screening, passenger locator records, and prompt testing of symptomatic passengers. Vector control measures are sustained throughout the year, including larviciding, residual spraying, and source reduction, particularly in areas with migrant worker accommodation. We also have rapid response team who activated for immediate investigation and containment of any suspected malaria case. Collaboration with WHO and neighboring countries for cross-border surveillance and technical support remains essential to prevent re-establishment of malaria. Thank you, Chair. Merci, Osil Maurice. L'Ouganda a la parole. Thank you, Chair. Malaria remains Uganda's most significant public health and socio-economic challenge, accounting for 30 to 50% of outpatient visits and costing the nation an estimated $577 million annually at health expenditure and low productivity. Despite the progress made in the last 25 years, including an 80% reduction in malaria prevalence, the recent years have marked by stalled progress and devastating epidemic in 2022, which saw over 3.3 million additional cases. This reversal underscores the fragility of the past gains and the urgent need for the shift from malaria control to malaria elimination. The Ministry of Health has a vision for malaria-free Uganda to enable socio-economic transformation. Interventions are deployed through a decentralized, stratified, and data-driven model, recognizing Uganda's highly heterogeneous malaria transmission landscape. Key interventions including high-quality diagnostics, effective treatment at community level and facility, recent introduction of malaria vaccines, chemo prevention for vulnerable population, integrated vector management using insecticide-treated nets, indoor reducer spraying, and larval source management have been deployed. It's anticipated that the deployment of these interventions to scale will lead the country towards malaria elimination. However, there is a number of growing
biological and weather threats, and the resource envelope shrinking. The government of Uganda has re-energized advocacy towards both domestic and international resource mobilization, including through innovative financing mechanisms to sustain financing for malaria whilst deploying robust accountability mechanisms and efficiency. I thank you. Merci à l'Ouganda. Donc, merci, distingués délégués. Je pense que tous ceux qui voulaient parler ont eu à parler. Et là, j'invite les représentants des États membres d'autres régions, d'institutions du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales qui souhaitent s'exprimer à lever leur plaque nominative. Et je vous rappelle que vous avez 2 minutes par intervention. Merci. La parole est à Alma. Thank you, Madam Chair. African Leaders Malaria Alliance welcomes the framework addressing threats, galvanizing collective action to meet the 2030 malaria targets. Now is the moment to confront a hard truth. We are not on track and we face a perfect storm of threats, insufficient resources, rapid population growth, climate change, biological risks, and humanitarian crisis. Our heads of states are committed to malaria elimination on the African continent. The AU summit in February endorsed the AU roadmap to 2030 and beyond, envisioning accelerating the catalytic framework on ending HIV and TB, as well as eliminating malaria. It is imperative that Africa secures the resources necessary to combat malaria with renewed energy, scaling up budget allocation, innovative financing through national and malaria councils and funds, which AMA is ready to support countries to set up. We urge countries to call for an IDA Malaria Booster 2 program, as well as leveraging platforms like the Green Climate Fund. African countries must support the replenishment of the Global Fund. Strategic data must guide decisions so that the most impactful packages of interventions are tailored subnationally to maximize impact. Scorecard tools can strengthen accountability and action at all levels and help ensure that country commitments are realized. Working together through the Yaoundé Declaration, the ministerial champions, and this declaration, you honorable ministers are unleashing a big push that enhances the political commitment and multi-sectoral engagement and resource mobilization to target and maximize impact and foster the rapid introduction of new fit-for-purpose tools, including through local manufacturing. The time for hesitation is over. Now is the time to act with unity, urgency, and unwavering resolve. Zero malaria starts with all of us. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Alma. Et maintenant, c'est rollback malaria. Vous avez 2 minutes. Thank you, Madam Chair. Excellencies, ministers, ladies and gentlemen. Congratulations to WHO and all of you for keeping malaria high on the Africa's agenda. Thanks to our collective efforts, 12.7 million lives have been saved over the last 2 decades. Despite the progress is stalling. Drug resistance, climate change, conflict, underfunding threaten our gains. Last year, 4 billion investment was just half of what was needed. Closing the $4.3 million gap isn't just moral, it is economic. Meeting malaria targets by 2030 could boost Africa's GDP by $127 billion. We know what works. We have the tools. We applaud Africa's role in local manufacturing and strengthening its health systems. The RBM partnership in support is launching a new strategy focused on country-led leadership, sustained financing, data-driven innovation. Let's act together with agency, with solidarity to end malaria. To our partners, your support is not just saving life, it is unlocking Africa's full potential. Now is the time to step up, fully fund the fight. Let us be the generation that turns the tide, not just against malaria, but for a healthier and stronger Africa. The time to act is now. Zero malaria starts with all of us. I thank you.
Merci beaucoup. Et je comprends que plusieurs acteurs non étatiques ont demandé de faire des déclarations sur le point de l'ordre du jour. Et je les invite à prendre la parole et ils n'auront qu'une minute. On va commencer par le réseau de recherche sur les médias africains et le paludisme, AMREN, et la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine se prépare. Thank you, Madam Chair. The African Media and Malaria Research Network applauds the efforts of the WHO and different actors to eliminate malaria in Africa. Unfortunately, the disease remains one of Africa's most persistent public health challenges, claiming lives, limiting productivity, and perpetuating poverty. AMREN believes that achieving the 2030 malaria targets requires not only scientific tools and political will, but also the power of communication. Journalists amplify evidence-based messages, demystify new tools such as vaccines, and keep malaria high on the public agenda. The media gives voice to communities and help them to understand and identify issues around miscommunication, and also hold leaders accountable for the promises they make. Without strong, sustained communication and political... Merci. Et la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine a la parole et la Fondation des Nations Unies se prépare. Une minute. Honorable Chair, distinguished delegates, we, the IFMSA, are deeply concerned that malaria remains one of the greatest failures of equitable health in our time. According to the 2024 WHO World Malaria Report, 94% of the 263 million global cases and 95% of the 597,000 malaria deaths in 2023 occurred in Africa. Over 3/4 of these deaths were among children under 5. We witnessed surging drug resistance and insecticide resistance in countries such as Zambia and Uganda, community surveillance gaps, and school absenteeism due to recurring infections. We believe youth are powerful partners, and we call on member states and WHO to designate medical students as official members of national task forces, call for and fund youth-led innovation pilots, and accelerate school-based malaria vaccine rollouts, especially in high-burden zones. This is a call not just to treat malaria, but to trust young people to lead its elimination. Thank you. Si la Fondation des Nations Unies et Medicines for Malaria Venture se préparent. Thank you. Honorable Chair, distinguished delegates, the United Nations Foundation celebrates the progress made in malaria control and elimination over the past 20 years, with about 2.2 billion cases and 12.7 million deaths prevented. This demonstrates that when African countries and partners collaborate, extraordinary gains are possible. Yet, as AFRO's technical leaders have warned, interconnected crises threaten to reverse these achievements. We must act decisively to sustain progress and renew the fight against malaria. The UN Foundation supports AFRO's call to increase investments in resilient health systems to accelerate progress on malaria control and reach the 2030 malaria targets. We also urge the international community to support the Global Fund's 8th replenishment campaign to meet its $18 billion goal to save 23 million lives between 2027 and 2029. With sufficient resources, African countries can continue driving critical progress toward malaria elimination in the region. Thank you, Chair. Merci beaucoup. Medicine for Malaria Venture, vous avez la parole. Medicines for Malaria Venture supports Liberia's statement, especially on the protection of pregnant women from malaria. In 2023, 12.4 million pregnant women were infected with malaria in Africa. Although intermittent preventive treatment has been shown to reduce malaria infection and improve birth outcomes, uptake has been slow. Results from an IPTP pilot project in Buyao district of Liberia demonstrates that community and civil society ownership of malaria interventions, as well as regional and national level advocacy, improves uptake of these interventions by more than fourfold. We encourage African countries to promote investments in malaria, as well as community and civil society ownership of malaria interventions. We thank the government of Liberia, the RBM Partnership, and the Christian Health Associates for their support. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.
Et je ne vois plus de demande de prise de parole. Et le secrétariat a-t-il des observations à faire? Thank you, Madam Chair. We received feedback from 35 member states, which really highlight the commitment to malaria. So like once again to express our sincere thanks to all member states for this useful contribution. I'm going to summarize some of the key points that are emerging from this exchange. They can be broadly categorized into 4 to 5 areas. One is the commitment from all member states to scale up existing new interventions, be it ITN use or chemo prevention, particularly in the most vulnerable population. 2, it's the need for the commitment to new intervention, namely malaria vaccines, which have been introduced and rolled out in some of the member states. So we're going to continue providing the support to ensure that many of our member states can introduce and roll out this game changer. The third one is the need to strengthen surveillance, particularly in countries that manage to eliminate malaria. I'm referring to Cape Verde. The need to strengthen surveillance to prevent the re-establishment of malaria. The third category is really the request for technical support or technical assistance in a number of areas, such as DDT transition. This was highlighted by South Africa, vector surveillance, epidemic preparedness and response, but also the need for coming up with a support that should help countries to address the issue of drug resistance. In terms of innovative strategies, we also mentioned, I think, the need for digitalization of health campaigns, the need for digitalizing surveillance systems so as to be able to early detect and respond to malaria outbreaks. And then lastly, it's really what I can say, a call to WHO to not only strengthen regional surveillance, but also support the cross-border collaboration on malaria. So this is I'll say, a high-level summary of the discussions we've been having this morning. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup. OK. Merci pour votre attention. Et devrais-je considérer que le secrétariat a pris note des observations et que le comité régional est disposé à adopter la résolution contenue dans le document AFR-LC 75-WP2 qui prévoit l'adoption des mesures proposées dans le document intitulé « Faire face aux menaces et renforcer l'action collective pour atteindre les cibles fixées pour 2030 en ce qui concerne le paludisme », tel qu'il figure dans le document AFR-RC 75-8. Il en est ainsi décidé. Merci à vous tous et toutes pour votre contribution d'importance. Et nous voici parvenus à la fin de nos délibérations sur le point 11 de l'ordre du jour. Et nous poursuivons directement avec le point 12 de l'ordre du jour qui est intitulé « Personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique. L'état des lieux au titre du pilier 2. » Et veuillez vous référer au document AFR RC 75-9. Je donne la parole au docteur Abdou Salam Gueye, directeur du niveau régional pour les situations d'urgence, pour qu'il nous présente le document. Docteur Gueye, vous avez 5 minutes. Merci. Thank you, Madam Chair.
On behalf of the Secretariat, it is my privilege to introduce document IFR-RC 759, entitled Status of Public Health Emergency Workforce in Africa. This paper highlights the state of our health workforce, the urgent challenges we face, and the action needed to build resilience in the face of growing health emergencies. In the context, Africa's health workforce density is 1.55 per thousand population, far below the global threshold of 4.45 per thousand needed for universal health coverage. The consequences are clear. Emergencies such as COVID-19, Ebola, Mpox, cholera, Marburg, and others have exposed serious gaps in our ability to prevent, detect, and respond. Looking ahead, the situation is even more pressing. By 2030, the continent faces a projected shortfall of 6 million health workers. This threatens both essential health services and the health security of our nations. Through the Joint Emergency Preparedness and Response Action Plan, along Africa CDC, WHO-AFRO are preparing to improve coordination during health crisis. A key achievement is AVONC Surge, which is deployable workforce combining Africa CDC AVONC and WHO Surge to ensure rapid, skilled responses in emergency. To date, over 2,300 people are trained in 30 countries, ready to respond to their own emergency, but also to support other countries. Challenges are in several factors. Training capacity is limited, especially in outbreak response, infectious disease, rehabilitation, mental health. Many institutions lack responses and updated curriculum. Talking about training, in epidemiology, we know that there is a cultural function that have impact on the outbreak. It may be positive or negative impact. And those cultural functions, having it in a display manners, are lacking in many our training centers. Workforce planning is weak and SR system fragmented, hampering effective deployment. Retention remains poor because the salaries are low, job security is a problem, there's burnout, urban-rural disparity, and drive many skilled workers to go somewhere else they feel better. Recommendation. The report proposed practical action. Member states to expand investment in training institutions, integrate emergency preparedness and mental health into curricula, and provide fair wages, incentive, and stable contracts. Harmonize regulation and adopt continental protocol for free movement of healthcare workers. Formalize integrated emergency medical team, AVONC, and also integrate the Global Health Emergency Corps. WHO offer technical guidance, establish regional center for excellence, support digital and e-learning platform, and work with the African Union and the African Continental Free Trade Area to harmonize certification and enhance workforce mobility. Partners, support training and retention through scholarship, fellowship, digital tools, and promote ethical recruitment and help integrate trained health workers into national system. Closing. Chair, strengthening Africa public health emergency workforce is not optional. It is central to achieve universal health coverage, safeguarding the health security of our continent. I invite the Regional Committee to review the technical paper and not the proposed action. Thank you. Merci. Donc, j'invite maintenant les États membres à formuler leurs observations. Merci.
Donc, la Guinée va prendre la parole et Namibie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Son Excellence Monsieur le Président de la République de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, remercie son homologue de la Zambie pour l'accueil et la bonne organisation de la présente session. Par la même occasion, réaffirme sa reconnaissance et son soutien à l'OMS à travers le Bureau régional Afrique pour la qualité du rapport et la vision stratégique dans le cadre des urgences sanitaires et prend note. La Guinée, comme tous les autres pays de la zone afro de l'OMS, a intégré la stratégie de la surveillance intégrée de la maladie et la réponse depuis 2000 avec la première édition, respectivement révisée en 2008 et 2009. Malgré la disponibilité de guides techniques pour la surveillance intégrée de la maladie et la réponse, la Guinée reste confrontée de façon récurrente aux épidémies et aux événements de santé publique. En vue de pérenniser l'utilisation de la stratégie de la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte en Guinée, un plaidoyer mené en Guinée en 2018 par le Bureau régional de l'OMS a permis d'intégrer l'enseignement de la surveillance intégrée de la maladie et la réponse dans 40 écoles et institutions de formation des professionnels de la santé. Action en cours, la formation des agents de santé de premier niveau à la SMIR et la formation en cascade sur la stratégie 717 a été faite au niveau central. Le renforcement de l'ISMIR dans les formations sanitaires et dans les régions. L'intégration à grande échelle des structures sanitaires privées dans la formation en SMIR et l'utilisation efficace des outils de la SMIR dans tous les pays. Au regard des succès et des défis, la République de Guinée invite tous les pays de la région à adhérer à l'initiative des Afro à cet effet. Je vous remercie. Merci à la Guinée, la Namibie a la parole et le Sénégal se prépare. Thank you very much, Madam Chair. Namibia welcomes this report on the status of the public health and emergency workforce in Africa. The report highlights persistent workforce shortages in the region, with the health worker density as presented at 1.55 per 1,000 population, far below the universal health coverage threshold of 4.5, Madam Chair. Namibia recognizes this challenge and has undertaken at the country-level reforms to expand the structure of its workforce to meet our national commitments. A 50% increase in the staff establishment is approved at national level to provide for human resources for health. However, the funding of this increased provisioning is only to be undertaken gradually over a medium-term period due to the limited fiscal space. Namibia continues with workforce development efforts for health security. Field epidemiology and laboratory training program, frontline and advanced tier, continue to strengthen our public health system by improving disease surveillance, enhancing outbreak response, increasing data-driven decision-making, and increased collaboration through a One Health approach. To ensure the availability of trained cadre at all levels of emergency response, the second cohort of SAGE is scheduled to be trained this year, which will include a wider professional variations. We will continue with the capacity building at all levels as we implement our improved structure with the purpose of enhancing overall capacity of the system. We thank the Secretariat, we welcome this report, and we provide and submit our support for the report, Madam Chair. Thank you. Merci à la Namibie. Avant de passer la parole au Sénégal, je voudrais lire la liste et ceux qui ne sont pas inscrits, qui nous disent qu'on le fasse. Donc, il y a le Sénégal, le Bénin, le Kenya, Capo Verde, Seychelles, Éthiopie, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Togo, Capo Verde, Ouganda, Madagascar, Angola, Mali, Tanzanie, Algérie, Gambie, South Sudan, Nigeria et Malawi. Est-ce qu'il y a des pays qui veulent, qui n'ont pas? Voilà, il y a d'autres pays qui sont en train de lever, qui n'ont pas été inscrits. Et après ça, on va arrêter dans le Tchad, dans les Comores, Centrafrique. Centrafrique est déjà là. Mozambique.
Guinée équatoriale. L'autre. OK. À côté de Guinée équatoriale, c'est quel pays? RDC. RDC. Les autos aussi. Les autos au Kenya. Au Kenya. Madagascar. Madagascar. OK. D'accord. Donc, le Sénégal a la parole et le Bénin se prépare. Merci, Madame la Présidente. Messieurs et Mesdames les distingués délégués, le Sénégal a examiné avec attention le document AFRC 75-9 portant sur le personnel de santé publique en cas d'urgence en Afrique, état des lieux. Notre pays partage les défis soulevés dans le document, notamment les défis liés à la répartition équitable du personnel de santé, la formation de qualité et la fidélisation des ressources humaines en santé. Conformément à la vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, travaille pour une répartition plus équitable du personnel de santé. La réflexion sur la motivation du personnel de santé dans les zones difficiles et éloignées est entamée et va bientôt porter ses fruits. Le gouvernement porte une attention particulière aux conditions d'exercice de nos agents, à leur bien-être et à leur santé mentale. Nous adhérons à la standardisation de la formation des personnels de santé avec des exigences hautes en matière de qualité. Concernant la disponibilité du personnel dans les interventions d'urgence, le Sénégal félicite le bureau régional de l'OMS pour la mise en œuvre de l'initiative SURGE. Notre pays dispose déjà d'une équipe multisectorielle et pluridisciplinaire capable de se déployer en 24 à 48 heures suivant la déclaration d'une urgence. Poursuivant nos efforts pour plus d'équité, nous mettons actuellement en place des équipes d'intervention rapide au niveau intermédiaire. Ainsi, 8 régions sur 14 disposent désormais de ces équipes pour une approche multisectorielle. Enfin, notre pays prend acte des mesures préposées. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. Merci au Sénégal. Le Bénin a la parole et Kenya se prépare. Madame la Présidente, le Bénin salue la pertinence et l'actualité du rapport présenté et partage l'analyse du secrétariat quant aux défis persistants, notamment le défi de personnel qualifié et les inégalités de répartition géographique. Conscient de ces défis, le Bénin a engagé ces dernières années plusieurs initiatives pour renforcer son capital humain en santé publique. Il s'agit notamment des interventions suivantes: le recrutement dans la fonction publique et les recrutements sur les ressources propres des formations sanitaires, qui a permis de doubler le ratio de ressources agents qualifiés pour 10 000 habitants, le faisant passer de 6 à 12 ces 10 dernières années. Le renforcement des capacités, y compris des exercices de simulation pour une meilleure préparation des équipes d'intervention rapide. De l'utilisation progressive des solutions numériques pour la surveillance épidémiologique, la surveillance des événements à travers la mise en place de 13 000 relais communautaires et de 556 agents de santé communautaire qualifiés et la coordination intersectorielle avec la mise en place du Comité national Une seule santé pour la préparation et la réponse aux crises et urgences sanitaires au Bénin. Le déploiement progressif de mesures d'incitation différenciées suivant les zones d'affectation afin d'augmenter la couverture des zones rurales et enclavées. Le Bénin soutient pleinement les mesures proposées dans le rapport par le secrétariat et appuie leur adoption. Je vous remercie. Merci au Bénin. Le Kenya a la parole et Cap-Vert se prépare. Thank you very much, Chair. Kenya commends the WHO Regional Office for the report that has come in and that is very timely. A resilient and well-trained and fair distribution of health workforce is fundamental to achieve universal health coverage, which is a key agenda in the Kenyan government.
Kenya has adopted a data-driven and needs-based approach to workforce planning using our health labor market analysis. And as you know, we have the National Public Health Institute in Kenya that has finalized its second National Action Plan for Health that is informed by our SPA and our JEE that was conducted last year. And it addresses the gaps in workforce tracking, coordination, surge capacity under One Health framework. Kenya has also made progress in operationalizing our surge mechanisms. We had the training of our AVOC surge initiative that was done in 2023, and they were trained again in 2024 and now lead over 70% of our response. Finally, to strengthen our frontline service delivery, Kenya has community health promoters who have been deployed to over 100 primary healthcare centers and networks, enhancing early detection and community-level response. Chair, Kenya urges the WHO to support institutionalizing surge workforce systems, integrating mental health, developing cross-border deployment platforms, and establishing regional training hubs. Kenya remains committed to build an inclusive, emergency-ready health workforce that leaves no one behind. Thank you. Merci au Kenya. Capo Verde a la parole et Seychelles se prépare. Muito obrigado, senhora Presidente. Na linha do desenvolvimento centrado na pessoa humana, a que o senhor Ministro da Saúde de Cabo Verde se referiu ontem, em Cabo Verde, apesar dos nossos dados estatísticos de 2022 apontarem para uma densidade da força de trabalho no setor da saúde de 7,25 por mil habitantes, a transição epidemiológica, o envelhecimento populacional, o aumento da procura por cuidados especializados e os compromissos com a cobertura universal da saúde impuseram os compromissos ao país uma resposta inovadora, resiliente e sustentável em termos de recursos humanos para um sistema de saúde resiliente, inclusivo e sustentável. Isso traduziu-se desde logo na elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Recursos Humanos, onde destacamos o processo dos planos, carreiras, funções e remunerações dos profissionais da saúde, cujo cerne é valorizar os profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de saúde, incluindo a valorização significativa do salário em 40% a 60% e subsídios jurídicos para todas as categorias profissionais da saúde, criação de carreiras especiais e aprofundamento do diálogo entre governos e sindicatos. Igualmente, na sua fase final, a regularização dos vínculos precários, atingindo cerca de 50% do pessoal da saúde. Em 2026, pretendemos iniciar a formação médica especializada no país, com o objetivo de formar médicos especialistas até 2045, reduzindo a dependência de missões médicas estrangeiras, constituindo um ecossistema de saúde mais robusto, soberano e preparado para os desafios das próximas décadas. Apoiamos o documento apresentado e estamos disponíveis para partilhar com todos os interessados estes e outros processos em curso na matéria de força de trabalho na saúde em Cabo Verde. Muito obrigado. Merci beaucoup, Cap Verde. Seychelles a la parole et la République centrafricaine se prépare. Merci, Madame la Présidente. Les mesures décrites dans le document dont nous sommes saisis peuvent effectivement changer la donne et nous les appuyons aux Seychelles. Il est essentiel d'investir dans la formation et le développement d'un grand nombre de professionnels de santé publics en proposant des programmes prioritaires et attractifs. Il est crucial d'améliorer les conditions de travail en proposant des horaires plus humains, des équipements adéquats, des salaires compétitifs, des stratégies de fidélisation et un environnement sûr afin de retenir les professionnels et d'attirer de nouveaux talents. La gouvernance et la planification stratégique doivent être renforcées en élaborant des politiques adaptées aux besoins locaux et en assurant une gestion efficace de ressources. La mobilisation de financement durable par le biais des budgets nationaux est essentielle pour soutenir ces initiatives. Les Seychelles estiment qu'en combinant ces actions, l'Afrique sera mieux à même de répondre aux urgences sanitaires, d'améliorer la santé publique et de mettre en place un système de santé plus résilient et plus équitable. Je vous remercie.
Merci aux Seychelles. La parole est à la République centrafricaine et l'Éthiopie se prépare. Merci, Madame la Présidente. La République centrafricaine remercie le directeur régional pour avoir autorisé d'aborder la question cruciale des personnels de santé publique et d'intervention en cas d'urgence et félicite le secrétariat pour la qualité du document présenté. La faible densité en ressources humaines qualifiées fragilise les capacités de la République centrafricaine à anticiper et à répondre efficacement aux urgences sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, grâce au soutien de l'OMS, de Africa CDC en particulier, nous avons pu réaliser des avancées notables dans les domaines de la formation, des équipes d'intervention rapide, des épidémiologistes du terrain, de la mise à disposition d'outils normatifs, d'équipements, de kits médicaux, de la réalisation d'exercices de simulation pour tester et améliorer la capacité de réponse de notre centre des opérations d'urgence sanitaire. Et enfin, la formation des milliers d'agents communautaires pour appuyer la détection et la réponse de proximité. Ces acquis constituent un socle, mais il demeure encore une forte vulnérabilité dans un contexte de crise que demeure un des défis majeurs. Nous appelons la communauté régionale à renforcer les mécanismes régionaux de mobilité et de mutualisation des compétences à travers les programmes SURGE, AVOC, FTP et accroître les investissements dans les solutions numériques pour compenser l'inégalité de répartition et améliorer la préparation des urgences. La République centrafricaine appelle à une solidarité renforcée et prend note des mesures proposées. Je vous remercie. Merci à la République centrafricaine. L'Éthiopie a la parole et la Côte d'Ivoire se prépare. Thank you, Honorable Madam Chair. Ethiopia commends the Regional Office for the comprehensive and timely report that underscores the urgent need to strengthen our continent's health workforce to achieve universal health coverage and health security in the face of multifaceted challenges. Ethiopia recognizes that a skilled, equitably distributed, and resilient public health and emergency workforce is the backbone of the health system and the first line of defense against health threats. We have strengthened our public health emergency response through multidisciplinary rapid response teams at national and subnational levels and are working on the international classification of emergency medical teams. We have also aligned our national strategy and plans with the WHO Global Strategy on Human Resources for Health and the Joint Emergency Preparedness and Response Action Plan. We continue to invest in primary health care, expanding training, offering incentives, empowering health workers, integrating technologies, and supporting health worker mobility. Despite this progress, challenges persist, including workforce attrition, uneven geographic distribution, limited access to continuous professional development, and insufficient funding. We believe a lot could be done to synergize available capacities across the region and leverage on what we have. To this end, we call upon member states to also leverage the EMT training and knowledge hub in Addis Ababa for building context-relevant capacities within the region. Ethiopia therefore welcomes and supports the technical paper, proposed actions, and looks forward to its accelerated implementation. I thank you. Merci à l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire a la parole et le Togo se prépare. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire félicite le secrétariat pour la qualité du rapport et partage ses conclusions. Depuis 2016, avec l'appui de partenaires, la Côte d'Ivoire met en œuvre le programme de formation en épidémiologie de terrain afin de renforcer les capacités des professionnels de la santé dans la prévention, la détection et la riposte aux épidémies et autres priorités de santé publique et aussi accélérer les progrès du pays vers la réalisation de l'objectif de la sécurité sanitaire mondiale, soit un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants et un vétérinaire épidémiologiste de terrain pour 400 000 unités d'animal. Cette formation qui se réalise selon l'approche Une seule santé comprend 3 niveaux, dont un Master 2. Elle renforce les capacités des agents de la santé humaine, animale, environnementale, de l'agriculture, des eaux et forêts et des forces armées. À ce jour, plus de 500 professionnels de la santé ont été certifiés. Par ailleurs, d'autres professionnels de la santé mentale ont été formés dans le cadre d'une cohorte intermédiaire sous-régionale réalisée cette année.
Ces formations ont un impact réel sur l'amélioration de la surveillance épidémiologique dans les districts et régions sanitaires, avec l'amélioration de la qualité des données, des analyses, des investigations et la production de bulletins épidémiologiques. La formation FTFI Côte d'Ivoire s'impose désormais comme un pilier essentiel de renforcement des capacités des acteurs du système de santé publique ivoirien, en mettant à disposition une masse critique d'épidémiologistes de terrain capables de répondre efficacement aux menaces sanitaires. Grâce à son ancrage dans l'approche Une seule santé, le programme de formation en épidémiologie de terrain contribue à la sécurité sanitaire nationale et régionale. Je vous remercie. Merci à la Côte d'Ivoire. Le Togo a la parole et Capo Verde se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Togo remercie le secrétariat pour la qualité des documents sur les personnels de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique. Au Togo, dans le cadre de l'approche One Health, des activités ont été réalisées, notamment la formation de 130 professionnels nationaux sur le centre d'opération d'urgence et santé publique, le système de gestion d'incidents, la formation de 195 membres d'équipe d'intervention rapide prêts à être déployés dans les 39 districts sanitaires, la formation de 5 épidémiologistes de terrain en FLTP avancé et la formation de 150 agents de santé animale communautaire et de 50 paraprofessionnels vétérinaires à l'aide précoce et au service de santé animale. Toutefois, le Togo est confronté à la lacune dans les capacités de son personnel de santé à détecter, évaluer et répondre aux menaces pour la santé publique. Le ratio de personnel essentiel de santé est de 7,83 pour 10 000 habitants en 2023, dont une minorité a suivi une formation intermédiaire et avancée dans le cadre du FLTP. Le Togo fait du développement des ressources humaines pour la mise en œuvre du RSI 2005 une priorité dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan d'action nationale de sécurité sanitaire 2025-2027. Convaincu que le renforcement des ressources humaines pour la santé publique est la pierre angulaire d'un système de santé résilient, le Togo réaffirme son engagement à atteindre la cible fixée par l'OMS dans le cadre du RSI 2005. Le Togo prend note du rapport. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Togo. Et Capo Verde a la parole et l'Ouganda se prépare. Ah, vous n'allez plus intervenir? Ok, merci. Donc, l'Ouganda va prendre la parole et Madagascar se prépare. Thank you, Chair. Uganda receives the report from the director. Early this year, Uganda recorded an outbreak of Ebola. The outbreak had a cumulative number of 14 cases, 12 confirmed and 2 probable cases. Sadly, 2 confirmed cases passed away, resulting in a case fatality of 28.6%. On a positive note, 10 patients recovered. These were identified within the quarantine that we had done for all the contacts. Madam Chair, the lessons learned from Uganda are critical in assessing and preparing for outbreaks. The know-how is available. Within 87 days, Uganda was able to declare an outbreak which had been in 3 cities and 7 districts over. The challenge remains as we organize financing for emergency response. Even when you have the human capital and capacity, the funding must be available in real time. We need to review and revise the way we resource financing for outbreaks. I thank you. Merci. Merci à l'Ouganda. Madagascar a la parole et l'Angola se prépare. Merci, Madame la Présidente. Nous louons la qualité du document présenté par le secrétariat. La question des ressources humaines en santé est au cœur du système sanitaire malagasy, notamment dans la situation d'urgence. Grâce à l'appui des partenaires, 329 FITP Frontline et 8 masters en FITP sont répartis dans tout le territoire, formation dans le cadre de One Health. 84 agents de différents secteurs ont été formés en search, appuyés par l'OMS-AFRO. 170 agents sont dans le cadre de gestion, formés dans le cadre de gestion des centres d'opération d'urgence en santé publique.
Nous avons également 5 institutions de formation académique en épidémiologie permettant de disposer des épidémiologistes, ressources humaines qualifiées pouvant être disponibles au niveau du pays. La valorisation des agents communautaires de santé constitue un maillon indispensable entre la population et les systèmes de santé formels, notamment en situation d'urgence. D'ailleurs, nos agents communautaires sont des ressources qui assurent la surveillance basée sur les événements. Face à ces efforts, des défis majeurs restent affrontés. Il y a la pénurie et la répartition inégale en termes de ressources humaines, une concentration des personnels de santé dans les grands centres urbains, laissant les zones rurales et enclavées sous-dotées, voire dépourvues. L'autre défi est la motivation et la rétention des agents, dont un grand nombre sont partis à l'étranger. Face à ces défis, il est essentiel de poursuivre la décentralisation et de mettre en place des incitations attractives pour encourager le déploiement des professionnels dans les zones rurales ou de forte insécurité. Enfin, nous réaffirmons notre engagement à disposer des personnels qualifiés et suffisants, mobilisables, notamment dans la surveillance et la prévention des urgences sanitaires, avec l'appui des partenaires et dans la multisectorialité. Je vous remercie. Merci à Madagascar. L'Angola a la parole et le Mali se prépare. Muito obrigada, Senhora Presidente. Angola acolhe com entusiasmo os dados propostos e constantes no relatório e reitera o seu compromisso com o fortalecimento da força de trabalho em saúde pública e emergências, alinhado com os objetivos da Estratégia Regional da OMS. Gostaria de partilhar algumas ações concretas que o nosso país está a implementar. A Angola aumentou nos últimos 7 anos 46% da sua força de trabalho com a admissão de 46 mil novos profissionais. Está em curso um programa ambicioso de formação especializada de quadros que prevê especializar 38 mil profissionais em 5 anos, em que as especialidades ligadas aos cuidados primários de saúde e saúde pública não são exceção. Também temos estado a formar epidemiologistas de campo, gestores em emergências e vigilância, em colaboração com a OMS e instituições acadêmicas regionais. Criamos núcleos provinciais de equipas de resposta rápida, dotadas de técnicos treinados e equipados capazes de atuar em emergências. Criação de equipas multissetoriais no âmbito da abordagem de uma só saúde. Mapeamento e gestão da força de trabalho em saúde pública, com foco nas áreas rurais e difícil acesso. Reforço das condições de trabalho e incentivo de fixação de profissionais nas áreas recônditas. Apelamos à criação de mecanismos regionais de apoio técnico e financeiro para apoio dos países a formar e a reter profissionais de saúde na linha da frente, incluindo mecanismos de partilha de experiências interpaíses. Angola manifesta a total disponibilidade para continuar a trabalhar com Estados-membros, OMS e parceiros. Muito obrigado. Merci à l'Angola. Le Mali a la parole et la Tanzanie se prépare. Merci, Madame la Présidente. La 75e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique place au cœur du débat un enjeu capital: le renforcement du personnel de santé publique et d'intervention d'urgence. Le Mali, fortement concerné par les crises sanitaires récurrentes, soutient pleinement cette priorité. Notre pays rencontre des défis: pénurie de personnel qualifié, charge de travail élevée et difficultés de rétention des compétences. Ces faiblesses entravent notre réactivité face aux épidémies et menacent la résilience de tout notre système de santé. Le Mali saisit cette opportunité pour plaider en faveur d'investissements durables dans la formation, le recrutement et la protection des agents de santé. Nous appelons à un engagement renforcé des partenaires techniques et financiers pour soutenir la stratégie africaine visant à créer une nouvelle donne en santé publique. La coopération régionale, le partage d'expériences et l'innovation sont nos meilleurs atouts pour bâtir une main-d'œuvre sanitaire robuste, capable de protéger les populations et de faire face aux urgences de demain. Je vous remercie. Merci au Mali. La Tanzanie a la parole et l'Algérie se prépare. Thank you, Chairperson. The United Republic of Tanzania applaud the World Health Organization Regional Office for Africa for the ongoing efforts on the public health workforce and take note of the report on the agenda
item. The United Republic of Tanzania remains committed and has made significant milestone on implementation of the regional and global workforce strategies. Tanzania acknowledges the importance of trained and skilled workforce in the attainment of national, regional, and global health security targets in the realization of the Global Strategy on Workforce 2030. The country has employed the use of telemedicine, eco-distant learning platform initiative, and other learning platforms to improve health service delivery, strengthen workforce capacity in emergency and disaster management. Chairperson, to sustain skill sets and capacities, the country introduced mandatory electronic continuous professional development program and has made initiatives to put strategies to ensure sustainable development, availability, and the retaining of public health emergency workforce. We call for joint efforts to address the low investments in the workforce, specifically in the current context of increasing frequency and complexity of emergency overwhelmed health systems. Chairperson, Tanzania reiterates its commitment to collaborate with member states and the WHO on proposed action toward the attainment of regional goals. Thank you. Merci à la Tanzanie. La Gambie a la parole et le Soudan du Sud se prépare. Thank you, Madam Chair. We thank the Secretariat for the technical paper on the status of public health and emergency workforce in Africa. The Gambia recognizes the profound importance of a robust public health and emergency workforce as the bedrock for achieving universal health coverage and ensuring health security across Africa. The insights presented in the technical paper acutely highlight the severe challenges currently impeding our collective progress towards this vital goal. These acute shortages of health workers not only strain existing health system, but also severely undermine emergency preparedness and overall health service delivery. Recent crises have revealed the limited workforce capacity and the urgent need for a prepared and well-equipped health workforce. We note the challenges detailed in the document, and the Gambia is ready to collaborate closely with the WHO, WHO, Africa CDC, and all developing partners and academic institutions to implement these bold and strategic action points. By working together, we can ensure equitable access to competent, motivated, and resilient health workers, fundamentally strengthening health system for health security. Thank you all. Merci à la Gambie. Le Soudan du Sud a la parole et le Nigeria se prépare. Thank you, Excellencies. South Sudan faces one of the most severe health workforce shortages in the world. Our doctor-to-patient ratio is just 0.5 per 100,000, the lowest in the region and globally. The public health workforce is overstretched by recurrent outbreaks such as cholera, malaria, Ebola, threats, mpox, and a growing burden of non-communicable diseases. This crisis stems from conflict, brain drain, under-resourced training institutions, poor incentives, and weak health systems management. The consequences are stark. Limited access to care in rural areas, high maternal and child mortality, protracted outbreaks, and heavy reliance on NGOs, national and international, often at high cost and with risks of parallel systems. Despite these challenges, South Sudan has developed a national health workforce strategy, created a surge capacity department, introduced workforce regulatory instruments, expanded community health worker training, and invested in in-service capacity building, digital surveillance, and emergency response teams across all states. We align fully with African regions' status report and support proposal actions to expand training institutions, harmonize standards, integrate surge workers into permanent roles, and mobilize resources to strengthen workforce capacity and resilience. South Sudan stands ready to work with WHO, Africa CDC, and partners to bring a stronger, better prepared health workforce for our country and our continent. Our country, South Sudan, supports the proposed actions to adopt
and implement continental protocols. Thank you. Merci au Soudan du Sud. Le Nigeria a la parole et le Malawi se prépare. Thank you, Chairperson. Nigeria commends the World Health Organization for presenting the report on the status of the public health and emergency workforce in Africa. The COVID-19 pandemic recurrent outbreaks such as Lassa fever, cholera, and meningitis, as well as the increasing frequency of climate-related health emergencies have underscored the critical importance of a well-prepared, skilled, and resilient health workforce in Africa. The availability of trained public health and emergency personnel is central to strengthening our regional health security. Chairperson, in Nigeria, we have made significant effort to build this workforce through initiatives such as presence of dedicated workforce for epidemic preparedness and response at the National Center for Diseases Control and Prevention, implementation of Nigerian field epidemiology and laboratory training program, which has trained hundreds of field epidemiologists now serving across states. Expansion of training for emergency medical teams, community health workers, and other cadres deployed during outbreaks and humanitarian crises. Chairperson, despite this progress, gaps persist. We face shortages in specialized skills, uneven distribution of personnel, inadequate financing, and challenge of retraining highly trained professionals. Chairperson, Nigeria therefore support WHO effort to advance a coordinated regional approach for strengthening the public health and emergency workforce. We particularly emphasize the need for sustainable financing and investment in training institutions, regional accreditation and mobility mechanism for emergency response. Merci au Nigeria. Thank you, Chairperson. Le Malawi a la parole et Comores se prépare. Chair, thank you very much for giving Malawi the opportunity to comment on this document, which it welcomes and which it supports, because Malawi on our own has actually suffered a series of public health emergencies in the past 2 years. And indeed, because of that need, we discovered the need for a trained and purposely developed workforce that would be able to help to respond to the emergencies. On our own, together with partners, Malawi has had a 2-year emergency preparedness and response flagship roadmap, which has allowed it to train a series of healthcare workers. Specifically, Malawi has been able to train targeted healthcare workers, in particular initially supporters that are going to be responding at community level. We have had multidisciplinary sector officers that have been trained in public health emergency operations, community health workers that have been trained to be able to respond at community level, including through the IDSR. Since the Mpox outbreak came, a number of health workers, 322 in particular, and some senior officers have been trained in Mpox management as well as surveillance and response. Also, 28 trained basic emergency care persons have already been trained in order to be able to be available to respond to future outbreaks. But Malawi needs support to be able to sustain the numbers as well as to certify the courses that have been initiated. Merci au Malawi. Merci au Malawi. Les Comores ont la parole et le Tchad se prépare. Madame la Présidente, l'Union des Comores, comme beaucoup de pays africains, font face à une pénurie critique de personnel de santé, limitant la mise en place de la couverture sanitaire universelle, la préparation aux urgences et la sécurité sanitaire. Malgré des efforts sur le peu d'effectifs existants, la motivation insuffisante du personnel, l'usage limité des technologies numériques,
et l'absence d'harmonisation continentale des normes et de formation et de mobilité freinent les progrès. Dans ce contexte, l'Union des Comores a réalisé quelques progrès, notamment sur la formation de plus de 80 professionnels de santé dans le cadre du programme FITP One Health, renforçant les capacités de surveillance épidémiologique, formation en spécialité de médecine et de cadre de haut niveau, existence de 3 membres formés par CDC Afrique et des professionnels en santé formés par la Banque mondiale aptes à intervenir en cas d'urgence, engagement national dans les initiatives OMS CDC Afrique et un capital humain jeune et mobilisable. Malgré ce tableau reluisant, le pays note des faiblesses qui ne sont pas les moindres. Manque de motivation du personnel de santé, insuffisance d'effectifs, surtout dans les zones rurales et reculées, faible recours aux technologies numériques, absence d'alignement sur les normes continentales de formation et de mobilité, contrats précaires et manque de perspectives de carrière qui alimentent la démotivation. Toutefois, et eu égard à tout ce qui précède, le pays recommande de renforcer la motivation et la fidélisation, investir dans la formation spécialisée, promouvoir l'usage des technologies, aligner les initiatives continentales, renforcer la planification et les ressources humaines en modernisant les systèmes de suivi, en anticipant les besoins et en intégrant les personnels contractuels dans des fonctions permanentes. Je vous remercie. Merci aux Comores. Le Tchad a la parole et Mozambique se prépare. Merci Madame la Présidente. La situation des ressources humaines de la santé au Tchad est caractérisée par une pénurie de personnel de santé en quantité et en qualité et leur répartition inégale à l'échelle du pays. Le Tchad dispose d'un plan national de développement des ressources humaines en santé dont la mise en œuvre aura besoin des appuis multiformes des différents partenaires. En 2023, le Tchad comptait 10 777 agents de santé, toutes catégories confondues. Or, il faut un minimum de 40 000 agents de santé, toutes catégories confondues, pour l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle d'ici à 2030, ce qui est un grand défi au vu des autres défis auxquels le Tchad fait face de nos jours. Pour faire face à la pénurie criarde et croissante en ressources humaines qualifiées et la fuite des cerveaux au Tchad, surtout du côté des médecins envoyés en formation à l'extérieur, il faut souligner d'une part que plus de 1724 agents de santé, dont 425 nouveaux médecins, ont été recrutés à la fonction publique cette année et affectés directement dans les provinces. Et d'autre part, pour renforcer sa souveraineté sanitaire et réduire les évacuations sanitaires, le Tchad a créé 5 CHU. Aussi, le Tchad, qui fait des soins de santé primaire un des piliers pivots pour accélérer la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, dont le démarrage effectif a été lancé depuis février 2025, a fait le choix de renforcer la qualité des paramédicaux, notamment les infirmiers, les sages-femmes et autres, par l'institution depuis 10 ans environ d'un examen unique de certification des diplômes des paramédicaux. Et cette stratégie est complétée par l'encadrement du statut des agents de santé communautaire. Le Tchad appelle au renforcement des programmes de formation régionaux en santé publique et en gestion des urgences afin de mieux préparer les professionnels aux défis actuels et futurs. Je vous remercie, madame. Merci au Tchad. Mozambique a la parole et Guinée équatoriale se prépare. Muito obrigado, Sr. Presidente. Todo protocolo observado. Moçambique saúda a excelente visão estratégica do documento. Iniciamos a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos, com ênfase na formação acelerada de especialistas e na sua retenção em relação aos desastres naturais. O mapeamento de técnicos para a composição de equipas multidisciplinares de resposta rápida a nível nacional, que possam responder aos surtos de doenças tais como epidemiologistas, técnicos de medicina preventiva, de laboratório em saúde pública. Capacitação de profissionais de saúde e agentes comunitários de saúde em matéria de vigilância sanitária integrada de doenças e gestão de incidentes, fortalecendo as suas competências para detectar, monitorar e responder aos eventos de saúde pública. Estas ações terão impacto no seguinte: maior prontidão e capacidade de resposta, fortalecimento da vigilância e controle de doenças, a melhoria na coordenação
interinstitucional e gestão de crise. Moçambique apoia a adoção do documento apresentado. Muito obrigado pela prestimosa atenção. Vamos trabalhar. Merci beaucoup à Mozambique. La Guinée équatoriale a la parole et les autos se préparent. Merci, Madame la Présidente. Nous félicitons le secrétariat pour ce rapport soumis au comité régional. La Guinée équatoriale a été exposée ces dernières années à des situations d'urgence de grande envergure comme la pandémie de Covid-19, l'explosion des bombes du 7 mars 2021 à Bata, le flambeau de l'Mpox et de la fièvre hémorragique du Marbourg en zone rurale du pays en 2023 ont prouvé le besoin urgent de compter avec un système de réponse et de gestion efficace des crises et urgences sanitaires dans le pays. À cet effet, le ministère de la Santé a conçu un plan d'action national de sécurité nationale et un plan d'action sanitaire pour les désastres et émergences sanitaires, lesquels ont établi les bases pour la création d'un système national de réponse aux urgences et émergences sanitaires appelé SUMRE et COES. Les objectifs de ce programme consistent à diminuer la mortalité face aux émergences et urgences en santé publique, de diminuer le temps de réaction face aux urgences sanitaires, d'améliorer la qualité de la prestation sanitaire et extra-hospitalière, de renforcer la coordination interinstitutionnelle et communautaire face aux urgences et émergences sanitaires, de renforcer les capacités techniques des ressources humaines qualifiées. Et d'autre part, nous souhaitons concevoir un plan de collaboration conjointe transfrontalier avec les pays voisins, étant donné que la plupart des émergences sanitaires et en santé publique se produisent en zone rurale ou passent nos frontières qui sont très poreuses. La Guinée équatoriale soutient le rapport soumis par le secrétariat du comité régional et propose son adoption. Je vous remercie. Merci à la Guinée équatoriale. Les autos à la parole, la République démocratique du Congo se prépare. Thank you very much, Chair. Lesotho's health workforce reflects Africa's broader reality, strong foundations in community and primary care, but critical shortages in specialized cadres essential for emergency preparedness. We have over 8,000 community health workers and 3.2 nurse midwives anchoring services, with government financing training through 5 nursing colleges and 1 national university. Our workforce totals 20,899 across 18 occupations as recorded in the 2024 National Health Workforce Account Survey. Yet capacity remains uneven. We have only 455 medical doctors, mostly generalist and acute shortages of anesthesiologists, trauma, critical care specialists, laboratory and imaging staff. In public health, there are just 9 epidemiologists and 144 FETP frontliners. In short, while community-based cadres are strength for universal health coverage, the lack of specialized leaves Lesotho vulnerable to emergencies. Addressing the imbalance alongside tackling health work unemployment is vital for continental health system strengthening. I thank you, Chair. Merci beaucoup pour les autos. La République démocratique du Congo, vous avez la parole et le Kenya se prépare. Merci. Merci, Madame la Présidente. La République démocratique du Congo approuve le document de l'état des lieux sur le personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence du secrétariat de l'OMS et l'en remercie. Le gouvernement de la RDC, ensemble avec ses partenaires, a mis en place un mécanisme de renforcement des capacités du personnel de santé à travers l'Institut national de santé publique, INSP en sigle. En rapport avec la réponse aux urgences sanitaires, l'INSP assure la formation des épidémiologistes de terrain du niveau avancé en collaboration avec nos écoles officielles de santé publique, la formation des FLTP du niveau intermédiaire pour les cadres des provinces et le frontline pour le personnel des zones de santé. La formation de plus de 100 gestionnaires des urgences de santé publique, FEM, la formation des épidémiologistes, la formation plutôt des équipes d'intervention rapide.
Plus de 202 avocats surge ont été aussi formés. Mais les gaps demeurent encore importants. À titre d'exemple, nous avons 250 épidémiologistes de terrain formés du niveau avancé sur un besoin de 519 attendus. Au vu de l'immensité de la RDC et de la complexité des situations d'urgence, le personnel formé pour répondre aux urgences de santé publique, surtout les femmes, demeure insuffisant, surtout au niveau périphérique. Nous notons une répartition inéquitable de personnel formé, avec une grande concentration dans les grandes villes, avec des conséquences sur la détection des événements de santé publique. Ainsi, la RDC reste optimiste par rapport au diagnostic fait par le secrétariat de l'OMS et mettra en place des stratégies adéquates avec l'ensemble des parties prenantes pour augmenter la masse critique du personnel qualifié afin de répondre aux urgences de santé publique selon l'approche Une seule santé. Je vous remercie. Merci à la République démocratique du Congo. Le Kenya, vous avez la parole et la Mauritanie se prépare. Thank you, Chair, but Kenya has already delivered her statement. Et donc, la Mauritanie. Merci, Madame la Présidente. La Mauritanie félicite le secrétariat sur la qualité du document intitulé Personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique, état de lieu. Sans doute, un personnel de santé publique est essentiel pour mettre en place la couverture sanitaire universelle et assurer la sécurité sanitaire. C'est ainsi que la Mauritanie a enregistré les forces suivantes et les initiatives en cours. Présence d'un personnel d'intervention d'urgence, SERGE et MTT actifs, notamment dans les réponses Covid et inondations, collaboration avec l'OMS et le CDC Afrique sur la formation, exemple WHO-AFRO, SERGE, utilisation croissance de teams et d'outils numériques pour la coordination multisectorielle, Zoom, disponibilité d'une plateforme d'apprentissage numérique au CNUSP, engagement dans les exercices SIM, X et TTX pour renforcer la préparation. Quelques défis continuent, pénurie de personnel qualifié en santé publique, surtout en zone rurale, manque de formation continue structurée, faible intégration des personnels formés dans les structures permanentes, contrats en cours, système des ressources humaines peu numérisées, limitant la planification et la mobilité interne, migration des professionnels vers d'autres pays. Perspectives et recommandations, renforcer la formation et la spécialisation, intégrer des modules de préparation aux urgences dans les curricula des écoles de santé, développer des programmes de formation continue via Team Academy, structurer l'absorption de la fidélisation, créer un cadre national de gestion et de ressources, intégrer des personnels, investir dans la santé numérique, déployer des solutions de télémédecine, mettre en place un système de cartographie, mobiliser les partenaires. C'est ainsi, je termine sur cela et je vous remercie. Merci beaucoup à la Mauritanie. Merci à tous les distingués délégués. Et je vois que s'il n'y a pas d'autres interventions, on invite les représentants des États membres d'autres régions, d'institutions du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales qui souhaitent s'exprimer à lever leur plaque nominative. Et je vous rappelle que vous avez 1 minute par intervention. Merci. Donc maintenant, nous passons aux acteurs non étatiques qui ont demandé à faire des déclarations sur ce point de l'ordre du jour. Et je les invite à prendre la parole maintenant. Donc la première intervention, International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, et qui sera suivie de International Service Public PSC. Merci. Thank you, Chairperson. Distinguished delegate, the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, member of the World Rehabilitation Alliance, a WHO-hosted networks,
welcomes the technical document on the status of public health and emergency workforce in Africa, which highlights the urgent need to scale and strengthen Africa's public health and emergency workforce. We recommend that rehabilitation professionals be explicitly included in emergency workforce planning and surge capacity models as AVOC surge, recognizing their crucial roles in recovery, continuity of care, and resilience after emergencies. Embedding rehabilitation competency within training, deployment, and retention strategy will help ensure that health security measures address both survival and long-term functioning in African region. Thank you. Merci beaucoup. Et on revient un peu en arrière. Ils ont levé les plaques un peu tardivement. Donc, IFRC et MSF. Donc, IFRC, on va commencer par vous. Merci. Vous avez 1 minute. The International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies commends the WHO for the good report on the status of public health and emergency workforce in Africa. Community health workers and community-based volunteers are key actors in prevention, preparedness, early detection, and response to humanitarian and public health crises. These volunteers are consistently providing vital community-based surveillance and fast response actions during epidemics and pandemics, even in the hard-to-reach communities. However, they face significant challenges, including being under-resourced, limited capacities, they lack recognition, and lead fragile livelihoods as volunteers. In alignment to the 2017 AU's commitment to scale up a people-centered and integrated community health workforce, it's important for governments to systematically integrate community health workers and volunteers into the national health systems, into preparedness plans, and build their capacities for emergency preparedness and response. Merci bien, merci. MSF. Yeah, thank you, Chair, for the opportunity. MSF notes and appreciates the discussions on this very important thematic, ensuring the comprehensive health care, protection, and standards of decent work for healthcare workers. However, MSF notes that there is little mention within these important discussions of absolute imperative of protecting healthcare workers in volatile humanitarian settings. We operate in more than 70 countries, and we see this happening over and over again. Tragically, we note more and more instances in which healthcare workers, healthcare settings, health infrastructure are not protected, indeed are actively attacked. Chair, we therefore call on all members to collectively call for and enforce the respect of the safety of health and care workers across the world, the respect of the international humanitarian law. Special emphasis must be made by all states of those health and care workers operating in humanitarian and unstable conflict-affected settings. These people are risking their lives. Merci à MSF. Merci à MSF. Yeah. Maintenant, International des services publics. Merci. L'International des services publics salue la pertinence du rapport. La pénurie de personnel de santé en Afrique est criarde, compliquant gravement la mise en place d'une couverture sanitaire universelle et compromettant la préparation aux situations d'urgence. Nous exhortons fortement les États membres à investir dans le personnel de santé et à améliorer notablement les salaires, les techniques, par une augmentation du financement public de la santé, conformément à la déclaration d'Abuja, pour enrayer la gangrène de leur migration. Nous appelons les États membres à respecter les principes fondamentaux du travail dans le secteur afin de limiter les conflits sociaux dans les pays. Nous exhortons les blocs sous-régionaux et le bureau régional de l'OMS Afrique pour nouer des partenariats au niveau national avec des organisations de santé telles que le Conseil africain des professionnels de santé, les réseaux des professionnels de santé d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe. Je vous remercie. Merci. La Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. La Fédération d'abord, la Fédération des associations des étudiants en médecine d'Afrique, FAMSA. Honorable Chair,
Today, Africa faces a shortage of nearly 6 million health workers, with many young professionals leaving due to limited career opportunities. This gap weakens our health system and compromises universal health coverage. We call on member states to prioritize sustainable financing for health workforce and guaranteeing self-working environments. Competitive salaries, job securities, and incentives for rural service are essential to return skilled professionals. As future health workers, we are committed to serving our communities, but we need governments to match our commitment with investments, policies, and incentives that make staying and saving at home the better choice. A resilient workforce is the foundation of resilient health systems. Our continent cannot afford to lose its greatest asset, its own people. Thank you. Merci. Maintenant, la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, IFMSA. Honorable Chair, distinguished delegates, Africa has faced more public health emergencies in the past decade than any other region, from cholera outbreaks to climate-driven disasters. Our resilience is continually tested, and across IFMSA networks, young people are already stepping in. In Nigeria, medical students supported flood relief efforts. In Sudan, they assisted with triage during conflict. In DRC and Madagascar, they led outbreak education. In Malawi, youth-led teams responded during Cyclone Freddy. We urge member states and WHO for the inclusion of medical students in national emergency preparedness and response plans, youth-led public health corps at sub-national levels, and regional training hubs for early career professionals. Therefore, we call for true partnership to transform our communities. Thank you. Merci. Maintenant, the African Forum for Research and Education in Health, AfriHealth. AfriHealth commends the WHO in its report focusing on Africa's emergency preparedness and public health workforce, but points out the lack of specificity on Africa's health workforce. The African Forum for Research and Education in Health, AfriHealth, is the convening body of health professions education and research in Africa and is dedicated to the development and transformation of Africa's health workforce through education and research. AfriHealth, realizing that there is no health without a health workforce, will support WHO Africa region to improve the health of the people of Africa through interprofessional, multi-country, multilingual, and harmonized health professions education and research that will focus on Africa's women, children, and adolescents, public health and emergency preparedness, health workforce security, severe non-communicable disease management, and provision of essential health services at the district level and the integration of disease management in primary health care. Thank you. Merci beaucoup. Union internationale contre le cancer. Greetings. Africa's health workforce density remains at 1.55 per 1,000 population, far below the 4.45 needed for universal health coverage and effective cancer control, causing serious implications for cancer prevention, diagnosis, treatment, and palliative care. Without enough trained professionals, many patients face late diagnosis and limited access to life-saving services. We support greater investment in recruitment and retention of health workers, adequate remuneration, and opportunities for growth, while addressing abuse, discrimination, and burnout, which erode morale. We urge increased mobilization of resources and integration of new technologies to link specialists to underserved areas, maximizing existing infrastructure. Finally, collaboration with civil society and regional organizations is essential to strengthen health systems. With a strong workforce, we can reduce inequities and bring Africa closer to comprehensive, people-centered care. Thank you. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je ne vois plus de demande de prise de parole. Est-ce que le secrétariat a-t-il des observations à faire? Yes, Madam President, just a small request. Thank you very much. Just to sincerely thank all the intervention and for the document AFR-RC 9 regarding the emergency workforce. Your feedback and commitment are essential as we strengthen our collective preparation and response capacities. It is encouraging to note that all countries are actively engaged in various initiatives related to emergency workforce development, including the establishment of emergency medical team,
surge capacity framework, training through FETP, and other programs. We recognize the importance of enhanced regional coordination to streamline this effort and foster knowledge sharing and ensure more effective response strategy. It is also clear that WHO must work closely with partners and stakeholders to support this initiative and complement national action. Additionally, there is a pressing need for increased funding and resource mobilization to sustain and scale this effort. Strengthening the emergency workforce must be viewed as long-term investment in health security, requiring collaboration, coordination, financial support from all partners. We have also noted the declaration of non-state actors, including the need for healthcare workers' protection against violent attack and all hazard. We remain committed to supporting your leadership and working together to ensure a prepared, resilient, and responsive health system across Africa. Thank you very much. Merci pour votre attention. Le secrétariat a pris note des observations formulées et le comité régional est-il disposé à prendre note du document et adopter les mesures proposées dans le document AFR RC 75-9 intitulé « Personnel de santé publique et d'intervention en cas d'urgence en Afrique, état des lieux ». Donc, je ne vois pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Donc, on va continuer. Et sur le point 13 de l'ordre du jour, qui a pour titre « Renforcer la sécurité sanitaire en Afrique, améliorer la détection des événements, mettre en place des systèmes résilients et favoriser les partenariats stratégiques ». C'est le document AFR RC 75-10. Donc, nous allons y passer. Je donne une fois de plus la parole au docteur Abdou Salam Gueye, directeur de niveau régional pour les situations d'urgence, pour qu'il nous présente ce document. Docteur Gueye, vous avez 5 minutes. Thank you very much. On behalf of the Secretariat, I have the privilege to introduce document number IFR RC 75-13, entitled Strengthening Africa's Health Security, Enhancing Event Detection, Building Resilient System, and Fostering Strategic Partnership. The purpose of this document is to advocate for accelerated, innovative implementation of regional strategies to strengthen early detection, build a resilient health system, and forge strategic partnership. I will commence with the context. In 2024, Africa responded to around 150 health emergencies, which have strengthened the ability of health system to deliver service. Regional committees have adopted various strategies in the previous year, including the Regional Strategy to Health Security and Emergency 2022-2030, which include emergency preparedness and response flagship for strengthening preparedness pros, detection tasks, and response surge, as well as framework for sustaining resilient health system 2023-2030. Regional partnerships were also strengthened, including with Africa CDC and the regional economic committees. But their implementation are constrained by limited resources, weak multi-sectorial collaboration, and slow rollout of emerging technologies such as artificial intelligence. Specifically, on the issue of surveillance, IDSR implementation is a challenge. Weak laboratory capacity, lack of well-established interoperable on-health information system, lack of well-trained staff. On preparedness and health system is the issue of weak health infrastructure and its ability to recover from shock. And in partnership is fragmenting coordination mechanism, over-reliance of external donors, limited domestic financing, and competing priorities in a region that has complex partnership landscape. In order to address this issue, we recommend member states to accelerate rollout of IDSR at subnational level and enhance the use of digital technology for real-time data collection and analytics to achieve full implementation of the IDSR. Strengthen laboratory capacity, including genomic sequencing and genomic surveillance. Adopt a legal and regulatory framework,
strengthen on health all hazard surveillance, adopting emerging technology, invest in workforce development, enhance resilience of health system fragile and conflict area and community level, enhance partnership and financing. For WHO, we urge to provide strategic leadership and technical support member states to build IHR core capacity and implement of IHR amendment, facilitate cross-border collaboration, support member states to mobilize resources. I will invite the regional committee to review the technical paper or not the proposed action. Thank you. Merci infiniment, docteur. Donc, j'invite à présent les États membres à formuler leurs observations. On va commencer immédiatement pour gagner du temps au fur et à mesure. Donc, Capo Verde a la parole et Malawi se prépare. Muito obrigada, senhora vice-presidenta. Cabo Verde enfrenta vulnerabilidades acrescidas de riscos climáticos e riscos de doenças emergentes e reemergentes, requerendo uma capacidade integrada de prevenção e resposta com foco em sistemas resilientes e parcerias estratégicas. Cabo Verde adotou a terceira edição da Vigilância Integrada e Resposta a Doenças e validou diretrizes de vigilância baseado em eventos para operacionalizar a vigilância comunitária. Além disso, o sistema de DHS2 foi introduzido em todos os concelhos, embora não seja utilizada por toda a estrutura. Cabo Verde expandiu a sua capacidade laboratorial e implementou a vigilância genômica, contudo, enfrentamos rupturas de reagentes e limitações de recursos humanos. O país encontra-se no processo de nacionalização das emendas ao Regulamento Sanitário Internacional. Cabo Verde dispõe de uma plataforma para a operacionalização da abordagem Uma Só Saúde, mas os sistemas de informação ainda não estão integrados entre setores. Cabo Verde tem investido na formação em saúde pública e o programa de epidemiologia de campo ainda mantém-se a necessidade de recursos humanos especializados para a preparação e resposta a emergências sanitárias. O financiamento é assegurado pelo governo com forte participação dos parceiros, cujo apoio continuaremos a contar. Assim, Cabo Verde reafirma sua determinação em reforçar a segurança sanitária em África e aprova as medidas propostas. Muito obrigada. Merci beaucoup, Cap Verde. Malawi a la parole et le Burundi se prépare. Thank you, Honorable Madam Chair. Malawi joins those that are supporting this document and the interventions therein specified, particularly because it enunciates very rightly the biological, environmental, as well as humanitarian aspects of health security. Despite many challenges, Malawi, with WHO support, has taken a number of bold steps towards this particular objective of preparedness and recovery. 2 years ago, in 2020 and 2023, Malawi, with WHO, conducted a mission that informed the 2-year emergency preparedness and response roadmap, which is now in its second year of implementation. Again, with support from WHO, Malawi secured a US $2.7 million mid-country pandemic fund, and we are in the process of drafting a country-level grant worth $25 million. The pandemic fund that will help to strengthen genomic surveillance, biosafety and security, sample referral systems, community-based surveillance, as well as One Health capacity. Malawi has also initiated development of a One Health policy, serving as a national blueprint for emergency preparedness and response. We recently conducted a joint prioritization of One Health zoonotic diseases that require urgent multi-sectoral action. Further to the above,
Malawi successfully contained the cholera outbreak, which had gone on for 2 years, and we have built capacity of sub-national public health emergency committees across the country with resounding success. We have also strengthened health cluster coordination for improved multi-sector action. Chairperson, the public of Malawi, therefore, notes the proposed actions, and we seek WHO support in advancing One Health by strengthening the national coordination framework to ensure coordination and also collaboration. La machine n'était pas correctement mise. Donc, avant de donner la parole au Burundi, je vais citer la liste des pays et ceux qui n'entendront pas leur nom voudront bien demander pour qu'on les inscrive. Donc, il y aura Burundi, Mali, Ghana, Rwanda, Niger, Éthiopie, Lesotho, Nigeria, Togo, Mauritanie, République centrafricaine, Seychelles, Bénin, et Sénégal, Angola, Zambie, Kenya, Mozambique, RDC, Tanzanie et les îles Maurice. S'il y a un pays que j'ai oublié, qui n'a pas ses noms, Comores. Burkina Faso et Comores. Burkina Faso, Comores. Madagascar aussi. South Sudan. Il y a le Soudan du Sud. South Sudan. OK. Est-ce que c'est tout? D'accord. Donc, merci au Malawi et Burundi à la parole et le Mali se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Burundi salue le soutien multiforme de l'OMS dans le renforcement de la sécurité sanitaire au niveau national comme régional. Et comme beaucoup d'autres pays africains, nous continuons à faire face à de multiples urgences de santé publique, comme l'épidémie du choléra, le paludisme, la polio et plus récemment le Mpox, et géré grâce à une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes sous le lit de l'OMS. Et pour renforcer la sécurité sanitaire face aux multiples épidémies, le Burundi a mis en place des mesures clés comme le renforcement des capacités diagnostiques au laboratoire national et dans les districts, la capacitation du centre des opérations d'urgence de santé publique qui vient récemment d'être doté de son plan stratégique 2026-2030 et déploiement d'équipes d'intervention rapide dans tous les districts, la formation d'épidémiologistes de terrain et l'intensification de la surveillance épidémiologique, sans oublier la gestion des situations humanitaires via des cliniques mobiles et suivi dans les cas de déplacés. Nous félicitons donc les conclusions du rapport AFR RC 75/10 et prenons note des recommandations relatives à l'intensification de la surveillance, à la mise en échelle de la SMIR 3, au renforcement des capacités de laboratoire et de génomique, ainsi qu'à l'approche One Health qui rejoignent nos priorités nationales. Le Burundi, enfin, exhorte l'OMS à poursuivre ses efforts en matière de sécurité sanitaire afin de renforcer la détection et la riposte rapide aux événements de santé publique en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Burundi. Le Mali a la parole et Ghana se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le profil épidémiologique du Mali au cours des 10 dernières années a été marqué par la recrudescence d'un certain nombre de maladies à potentiel épidémique, à savoir la fièvre hémorragique Congo-Crimée en 2019, le choléra en 2021 et la dengue depuis septembre 2023. À cela, il faut ajouter les inondations et autres catastrophes naturelles, les mouvements importants des populations du fait de l'insécurité. Ce contexte a nécessité l'élaboration d'un plan robuste de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, la révision du guide des outils et de la surveillance intégrée de la maladie et riposte, la formation des équipes d'intervention rapide au niveau des districts sanitaires et la formation des acteurs de la plateforme Une seule santé sur le programme de formation en épidémiologie de terrain de première ligne, de deuxième ligne et du niveau avancé.
ce qui a permis d'améliorer la surveillance épidémiologique à travers la détection, le diagnostic, la riposte, la résilience dans la gestion des urgences de santé publique et faciliter la coordination opérationnelle des partenaires sur le terrain. Le Mali sollicite l'OMS à consolider davantage son partenariat stratégique et la collaboration avec le CDC Afrique en vue d'assurer une approche unifiée et coordonnée dans la gestion des flambées épidémiques de maladies et des crises humanitaires dans la région africaine en vue de renforcer la résilience des systèmes de santé et des communautés dans la réponse humanitaire. Le Mali approuve le présent document et recommande son adoption par le comité régional. Je vous remercie. Merci au Mali. Et Ghana a la parole, le Rwanda se prépare. Oui, Ghana. Ils sont pas là? Yes, we are. Thank you, Madam Chair. Ghana thanks you for the opportunity to take the floor to contribute to the discussion on agenda item 13. We commend the Secretariat for presenting this important technical paper. The issues outlined resonates deeply with our national experience. Madam Chair, Ghana has invested heavily in surveillance as the backbone of our health security. Electronic integrated disease surveillance and response platform based on the 3rd edition of the IDSR guidelines is now operational in all 261 districts. This has significantly enhanced real-time detection and response to public health threats across the country. Over the past few years, Ghana has reported and managed several health threats, including outbreak of avian influenza in humans and animals, COVID-19, cholera, Lassa fever, Marburg virus, and Mpox. Our surveillance system successfully detected these outbreaks and rapid response measures were instituted to contain them. However, challenges remain. We continue to face limited coverage of event-based surveillance, occasional stock-outs of laboratory reagents, inadequate cross-border collaboration, and overstretched health workforce and low public awareness on health threats. Madam Chair, Ghana successfully completed the 2nd round of the joint external evaluation this year. Building on this, we will develop a national action plan for health security. On strengthening Africans' health security, we call for 1, accelerated rollout of the IDSR at subnational levels, including laboratory capacity, workforce development, and events-based surveillance, leveraging digital technologies to enhance real-time surveillance and data sharing, and lastly, investing in resilient health systems, particularly at the community level, to withstand shocks and sustain external services during crisis. We note the proposed actions and the recommendation therein. Thank you. Merci bien, merci Ghana. Le Rwanda a la parole et le Niger se prépare. Rwanda. Thank you, Madam Chair. Rwanda welcomes the WHO Regional Committee report on strengthening Africa's health security, which underscores the urgency of investing in preparedness and response. Rwanda has taken concrete steps in this direction, including completing its 2nd joint external evaluation this year and reinforcing our One Health coordination mechanisms. We have also launched a cutting-edge health intelligence center, a real-time data hub, integrating information from health posts to referral hospitals, emergency response, supply chains, and civil registration, which is fully linked with our surveillance systems to enable early warnings and timely evidence-based decision-making. Emerging threats such as the Marburg virus and Mpox remind us that outbreaks can strike without warning, with severe health and economic consequences. Our experience in responding to these threats has shown that early detection, rapid coordination, and sustained investment are critical to protecting lives and livelihoods. Partnerships are central to this progress. A strong example is the Pandemic Fund, a global financing mechanism created to close critical gaps in preparedness. Rwanda's Minister of Health, Dr. Sabin Nsanzimana, serves as co-chair of this governing board, ensuring that the fund delivers real impact. Through its country-driven model, the fund has already supported over 28 African countries, including Rwanda, to strengthen disease surveillance, laboratory system, workforce training, and outbreak readiness. In Rwanda, this support was instrumental in
bolstering our ability to swiftly detect and contain outbreaks. This experience, combined with our enhanced digital infrastructure, demonstrates how global solidarity and country leadership can come together to build a safer, healthier, and more resilient Africa. Rwanda supports this important document. Thank you. Merci au Rwanda. Le Niger a la parole et l'Éthiopie se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Niger, à l'instar des autres pays de la région africaine, est confronté de façon récurrente à des menaces de santé publique d'origine biologique, environnementale et chimique exacerbées par des crises humanitaires provoquées par les inondations et l'insécurité. Dans le cadre de renforcement de la sécurité sanitaire, le Niger a adopté la stratégie Transformer les systèmes de santé en Afrique. C'est ainsi qu'il y a eu la formation de formateurs nationaux, régionaux et des responsables des centres de surveillance épidémiologique au pays. Aussi, les évaluations de capacité de règlement sanitaire international ont relevé des insuffisances dans le cadre de la détection et la résilience des systèmes de surveillance et l'interopérabilité des plateformes dans le cadre de One Health qui n'est toujours pas opérationnel. Alors, dans le cadre de la préparation et de la riposte aux urgences de santé publique, le Niger s'est doté des équipes d'intervention rapide multisectorielles pluridisciplinaires et des équipes médicales d'urgence. Les intrants de gestion des urgences sont régulièrement prépositionnés au niveau de concentré. D'autre part, notre pays a soumis en 2025 ses propositions pour le Pandemic Fund et le programme de sécurité sanitaire de la Banque mondiale. Le Niger approuve le document proposé et invite les États membres à l'adopter. Je vous remercie. Merci au Niger. L'Éthiopie a la parole et les autos se préparent. Thank you, Honorable Madam Chair. Ethiopia commends the Secretariat for the technical paper and the proposed recommendations. They align with our health sector medium investment plan, commitment and commitments to the international health regulation. Ethiopia has nationally rolled out an integrated disease surveillance and response, integrating community-based surveillance into primary health care, although challenges remain in remote areas and those affected by humanitarian emergencies. We have advanced laboratory and genomic surveillance, establishing our first integrated center for bioinformatics and genomic sequencing in 2024. Our electronic IDSR and One Health are through the steering committee are also integrating data across human, animal, and environmental sectors. Ethiopia is also enhancing workforce and system resilience by addressing shortages through targeted deployment and training. Ethiopia calls for enhanced collaboration for cross-border surveillance, operational readiness, and strengthened core capacities, as outlined in the recommendations. Ethiopia takes note of the recommendations and reaffirms its dedication to work with all stakeholders to advance the regional health security agenda. I thank you. Merci à l'Éthiopie. Les autos à la parole et le Nigeria se prépare. Les autos. Thank you, Chair. Lesotho reaffirms its commitment to strengthening Africa's health security and accelerating the implementation of regional and global frameworks for emergency preparedness and response. The African Public Health Emergency Fund has been vital in responding to crises, yet with arrears of 88 million USD by December 2020. Its sustainability is threatened. Lesotho urges member states to honor commitments, clear arrears, and strengthen reporting to safeguard the fund's readiness. Lesotho has undertaken a risk assessment using the strategic tool for assessing risk. It has completed its second self-assessment and will undergo a joint external evaluation in October 2025 to inform the National Action Plan for Health Security. We are advancing the establishment of Public Health Emergency Operations Center and preparing for the state party annual assessment reporting. Our priorities include the strengthening community-based surveillance and electronic IDSR, expanding laboratory capacity and sample transport, investing in a skilled workforce and enhancing cross-border collaboration. Lesotho calls for regional solidarity, innovative financing, and stronger governance to sustain the African Public Health Emergency Fund and align national actions with international regulations, amendments, and the pandemic agreement. I thank you, Chair. Merci aux Lesotho. Le Nigeria a la parole et le Togo se prépare.
Thank you, Chairperson. Nigeria commends the World Health Organization and the Regional Office for Africa for prioritizing strengthening Africa health security. The agenda is timely and essential for safeguarding the health and well-being of our population. The threat posed by emerging and re-emerging infectious disease, from Lassa fever to Ebola, cholera, and most recently COVID-19, remind us that health security in Africa requires robust systems for early detection, rapid response, and sustained resilience. In Nigeria, we have taken deliberate steps to strengthen our health security architecture through the Nigerian Center for Disease Control and Prevention, which continues to coordinate surveillance, laboratory network, and emergency operations. The integrated disease surveillance and response system expanded to enhance event-based detection at subnational levels. Investment in genomic sequencing capacity and digital platform to improve real-time data sharing, ongoing effort to strengthen primary health care and build resilient systems that can withstand shocks while delivering essential services. Nonetheless, gap remains, limited financing, health workforce shortages, and fragmented partnership continue to undermine our collective preparedness and response. Nigeria strongly supports the calls for deeper regional solidarity and cross-border collaboration. We emphasize three priorities going forward: enhancing event detection capacity through strong community-based surveillance and data system, building resilient system by integrating emergency preparedness into routine service delivery and enhancing sustainable financing. Foster strategic partnership across government regional bodies. Nigeria reaffirmed the commitment to workforce with WHO, Merci, the African Union. Thank you, Chairperson. Merci au Nigeria. Le Togo a la parole et la Mauritanie se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Togo a initié des réformes visant à renforcer la participation des communautés dans la lutte contre les urgences sanitaires. En effet, le Togo dispose d'une division de santé communautaire qui s'occupe de la coordination des interventions à base communautaire, y compris les urgences de santé publique. Aussi existe-t-il une division relative à la communication du risque et engagement communautaire. Le Togo est en cours d'adoption de la nouvelle approche 717 et l'implémentation de la surveillance basée sur les événements qui permettront au pays de pouvoir détecter précocement tout événement de santé publique et minimiser les impacts. Pour accompagner ce processus de préparation de réponse aux urgences sanitaires, le Togo dispose d'une équipe surge mobilisable immédiatement dans laquelle se trouvent des experts en communication pouvant faciliter la participation communautaire dans la riposte. Cependant, des efforts restent à faire tels que les documents opératoires normalisés et des principes directeurs pour l'intégration de la participation communautaire dans les systèmes de santé et l'accompagnement technique et financier de l'OMS et d'autres partenaires dans la mise en œuvre de ces activités. Le Togo prend note des mesures proposées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci au Togo. La Mauritanie a la parole et les îles Maurice se préparent. Merci, Madame la Présidente. La Mauritanie félicite le secrétariat sur la qualité des documents, renforcer la sécurité sanitaire. En effet, la Mauritanie a fait des progrès remarquables. C'est dans ce cadre qu'en matière de détection et surveillance, la Mauritanie a franchi des étapes importantes en matière de surveillance des maladies. La 3e édition de la surveillance intégrée de la maladie et riposte CIMR est en cours de déploiement avec des formations dispensées dans presque toutes les 15 régions du pays. Des cohortes de formation continue ont permis de qualifier 182 membres en frontline et 25 en niveau avancé, renforçant ainsi l'expertise nationale. Au niveau communautaire, des relais sont actifs grâce au soutien d'ONG et de projets internationaux. Néanmoins, leur action reste morcelée et verticale. En matière de laboratoire, le renforcement des laboratoires impulsé par la réponse à la COVID-19 a permis d'améliorer significativement les capacités de diagnostic, notamment les PCR, en protocole national de prévention et de contrôle des infections PCI appliquées avec des évolutions régulières, bien que les moyens restent limités. En matière d'innovation numérique, progresse
10 régions bénéficient déjà du système d'alerte précoce EWARS avec l'ambition d'une couverture nationale sous réserve de financement. En matière de préparation et résilience, la coordination des urgences sanitaires s'appuie sur le Centre national des opérations d'urgence et de santé publique NUSP, dont les équipes bénéficient de formations continues grâce à l'appui de l'OMS et du CDC Africa. La dernière session a porté sur la gestion des urgences. En matière de financement, des progrès importants et de mobilisation de ressources ont été enregistrés. En conclusion, la Mauritanie affiche une volonté claire de leadership et de transparence dans l'amélioration de la sécurité sanitaire. Les progrès sont réels, portés par la collaboration et l'innovation, mais la mobilisation de ressources supplémentaires. Merci la Mauritanie. Merci la Mauritanie. Les îles Maurice. Thank you, Chair. With the support of WHO, Mauritius has put in place an integrated disease surveillance and response IDSR framework, supported by capacity building of health staff and the development of SOPs. Mauritius has also initiated event-based surveillance through specific hotline and media scanning. We are also implementing an epidemic intelligence from open sources EIOS platform to detect and verify health threats from publicly available information. Mauritius has also set up a Public Health Emergency Operations Center, FIOC, with the support of WHO. The FIOC will be operationalized soon once the infrastructure and amenities are put in place. The FIOC will coordinate any outbreak detection, risk assessment, and response. We have also a strong multicultural collaboration under One Health approach with the Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, and the Ministry of Local Government in respect of zoonotic disease surveillance, such as dengue, leptospirosis, and mpox. We have also engaged in early warning, alert, and response EWAR initiatives incorporating climate change-related health risk monitoring to anticipate and mitigate outbreak risks linked to extreme weather events. Ongoing engagement with regional and international partners such as WHO-AFRO, SADC, IOC, IHR mechanism for information sharing, training, and joint response planning is underway. Lastly, we have approached the WHO for financing the review of the Public Health Act, which dates as far back as 1925. Thank you, Chair. Merci beaucoup aux îles Maurice. Donc, avant de continuer et donner la parole au secrétariat pour une annonce, je vais relire les pays qui sont inscrits et qu'il se rassure que ceux qui ne sont pas inscrits, qu'on les inscrive. Il s'agit de la République centrafricaine, les Seychelles, le Bénin, le Sénégal, l'Angola, la Zambie, le Kenya, Mozambique, République démocratique du Congo, Tanzanie, South Sudan, Burkina Faso et Comores. Est-ce qu'on en a oublié? Il y a l'Algérie. Il y a l'Algérie qui est là. Donc, je pense que je vais donner la parole au secrétariat pour leur annonce. Merci. Thank you very much, Chair. We would like to remind that a link and QR code for departure details and pickup is available and will be displayed on the screens at one point. For VIP, the departure process is handled at the same area as upon arrival. For all other delegates, buses will leave from the hotels 3 hours before the departure time shown on your ticket. You will then proceed through the normal departure process at the airport. Should you need any assistance, please contact the travel desk located in the back of the plenary room next to the interpreter's booth. A lost and found desk is installed just next as well. Several items have been handled in already. If you have misplaced anything, please check. As for lunch, lunch will be served for VIPs with red tags on the first floor and in each end of the main hall for participants as during the past days.
Extra finger food is offered for Pen Plus side event participants at the end of the session in front of this meeting room. Donc, merci au secrétariat. Et c'est pour vous indiquer que c'est la pause qui va commencer et que la reprise est faite pour 14 heures. Et 14 heures, c'est 14h00. Merci beaucoup et bon appétit. The side event on 10 Plus will be starting in this room now. Thank you very much. Yuka. The ministers first. Yes, perfect. You just put one.
Hello indeed. Hello, delegates and friends. Please kindly take your seats. Don't worry about lunch because we will have a special portable lunch for you when this session is finished. So this session is going to start imminently. We're scheduled to start at 12:15. We're slightly over that now. And we'll finish by 1:45, and then you'll have a portable lunch just outside. So don't worry about missing lunch. You will have it as soon as we finish this session. So please kindly remain in your seats, or if you're standing, take your seats, because this very, very important session on the PEN Plus approach for severe NCDs and advancing women's health is about to begin. So please take your seats. It's going to be a very dynamic session. Lots of engaging presenters working on the front line of health and NCDs, integrating breast and cervical cancer. And we look forward to your full attention. Thank you very much. We'll start very shortly. Thank you. Oh, really? Nobody told me. There's a video. Yeah. Oh, I've heard about this video. Someone told me that in the transition there'll be a video. Okay, that's fine. Yeah, we are now aware of it. Yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you very much, Hal. Thank you. There you go. Hi, you okay? Yes. Thank you. I'm going to. Thank you very much, delegates. Kindly take your seats. We want to begin imminently. And could I ask the presenters from the first panel to come up on stage? Could we have the RD up on stage, Professor Janabi? Could we have Dr. Paul Chilwesa from Roche, Dr. Parag Pamare from Jipaigo, Dr. Anna Mokumbi on behalf of Professor Bookman, so again, Professor Janabi, Dr. Chilwesa, Dr. Bamare, and Dr. Mokumbi. Thank you very much. Prof, good morning. How are you? Good to see you again. Great to see you. You got your what else? Boss? Somehow. Yeah. Thank you very much. Kindly take your seats. It's going to be a really engaging and very important session. NCDs are occupying more and more concerns at the highest level of government across Africa and beyond, indeed, harming more people than the diseases we traditionally associate with early mortality. But there are things we can do about it. We know what the theory is, but what about the practice? What are the strategies? Thank you very much. People over on the left-hand side, would you kindly take your seats? Thank you very much. All those of you standing up talking, would you kindly take your seats? Thank you very much. Or if you don't intend to stay, would you kindly leave the room? Thank you very much. This is a very, very important session on the PEN Plus approach for severe NCDs in Africa and advancing women's health.
very, very important, increasingly. And as we make advances in life expectancy, so this disease burden is going to increase. So please, all those of you to my left, stage left, would you kindly take your seats or please leave the room? Thank you very much. Kindly take your seats. It's an important session. We want your full attention. Thank you very much. Thank you. We can start in a moment or two as soon as we have quiet in the room and people have sat down. Thank you very much. So, good afternoon, delegates, ladies and gentlemen, friends, all protocols observed. Welcome to the RC75 side event on Pen Plus Women's Integrated Cancer Services Beat Breast Cancer Project. So, WICS BBC. I'm your MC, Henry Bonso. I'm looking forward to in progress. next 90 or so minutes of key conversations, after which you'll be treated to a portable lunch outside the room. So don't worry, you're not going to miss out on the food. Healthy, nutritious food, we hope. Now, when we talk of NCDs, we tend to refer to cardiovascular disease, cancer, diabetes, and chronic respiratory disease, those that mainly affect midlife to older adults. That's what we associate them with. But the breast cancer figures, yes, they're particularly alarming. Breast and cervical cancers account for more than half the cancer burden among women in sub-Saharan Africa, with about 60 to 70% being diagnosed with cervical cancer at an advanced stage, and only 1 in 2 women diagnosed with breast cancer survive beyond 5 years. That's a very, very low, very poor statistic. But every year, severe NCDs like sickle cell disease, rheumatic heart disease, and type 1 diabetes kill more than 500,000 children, adolescents, and young adults living in some of the poorest areas of Africa. So we need action and fast, not just at a later stage in life, but also earlier stage. And to provide the much needed momentum, raise awareness, and explore opportunities for greater investments for scale up for Pen Plus, breast and cervical cancers, the NCD's team within the Health Promotion and Disease Prevention and Control Cluster at the WHO Africa region is co-hosting this side event with JPIGO. For those who don't know what JPIGO stands for, used to stand for, it's Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics. It's a hybrid meeting with presentations, panel discussions, and if we have time, some Q&A, but we may not because it's been difficult to manage time because people have a lot to say. Distinguished ladies and gentlemen, let me recognize some of our special guests. We have Professor Mohamed Janabi, Regional Director for Africa, WHO, Dr. Abdurrahman Diallo, Acting Director of Program Management, Dr. Benito Impuma, Acting Director, Health Promotion, Disease Prevention and Control Cluster at AFRO, and Dr. Tirune Desta Alamarewu, WHO Zimbabwe Country Representative. We also have Dr. Paul Chilwesa, who's on the panel here, Head of Policy, Population Health and Health Systems Strengthening at Roche, Dr. Parag Bamare from JPIGO, Technical Lead for Women's Cancers, and the NCDI Poverty Network, the co-chair is here, Dr. Anna Mukumbi. So let me thank all panelists and participants from various ministries of health from the respective countries. So let's start off with a context. How is the land lying at the moment? Let me invite the WHO Regional Director for Africa, Professor Mohamed Janabi, to provide some brief opening remarks. Professor. Thank you, MC. Excellencies, Honorable Ministers of Health, Head of Delegations, distinguished delegates, our valued partners, colleagues and friends, good afternoon. Wow, thank you for joining us in such amid a busy schedule. It's really heartening to see this strong show of support and for today's side event, mainly focus on 2 urgent priorities. Expanding care for severe non-communicable diseases to the Pen Plus approach, and advancing women's health through integrated breast and cervical cancer services. Let me begin by expressing my deep appreciation to our partners,
the Leon and Harry Hamsley Charitable Trust, Roche and Jepaigo. Your steadfast commitment is helping us confront a devastating reality. Each year, severe NCDs claim 500,000 young lives across the African region. Each year. Now, you don't have to answer me. We all know how many people died in the Second World War, how many people died in the First World War. Now, you can get a picture when we talk 500,000 people are dying. Many of these conditions, including diabetes, sickle cell diseases, and rheumatic heart diseases, are preventable or treatable elsewhere in the world. The same is true for the breast cancer and cervical cancer. Together, these account for more than half of all the cancers in women in our region. Yet, far too often, these diseases are diagnosed far too late, or even those who are diagnosed, they are inadequately treated. I'm a clinician, I've seen it. So delayed diagnosis, limited access to essential medicines, and lack of specialized care, especially in the first level referral facilities, continue to cost lives. So what can we do? There's only one answer. This must change. No one should left suffer or die from the diseases that is both preventable and treatable. That is our shared responsibility and our urgent call to action. There has been progress, and there is hope. And as I always say, hope is a good thing, and good things never die. In 2022, member states adopted a PEN Plus regional strategy to expand integrated care for severe NCDs at the first level referral facilities. Today, 20 countries are implementing PEN Plus, and momentum is growing. Just last month, the second international conference on PEN Plus and chronic care in Africa was held in Abuja, Nigeria. This reaffirmed the strong regional commitment to scaling this approach as a pathway to universal health coverage and achieving the SDG 3.4. On women's health, the Women Integrated Cancer Services WICS project is making a strong progress in Cote d'Ivoire, Kenya, and Zimbabwe. Meanwhile, Jepaigo, Beat Breast Cancer in Africa initiatives in Ghana and Tanzania is advancing the Global Breast Cancer Initiative 60-60-80 target. These efforts are already reducing diagnostic delays and expanding access to life-saving care, especially in under-deserved areas. These are not pilot projects, dear colleagues. They represent the future of equitable and effective care. To sustain this momentum, I urge member states to prioritize integration of PEN Plus and women's cancer services into the National Health Benefit Package and primary health care strategy. Recognition of early breast cancer diagnosis and timely treatment as proven cost-effective NCDs best buys. As endorsed at the 76th World Health Assembly, financing and policy reforms that embed PEN Plus and WICS into broader health system strengthening. Cross-border sharing of models, tools, and evidence to scale innovation. WHO Regional Office for Africa remains fully committed to leading the regional NCD response. We will continue to provide technical support, build your capacity, and advocate for greater investment in sustainable integrated programs. PEN Plus, WICS, and Beat Breast Cancer initiatives are models for a new standard of care, rooted in equity, access, and health justice.
This is how we ensure timely, quality, and compassionate care for all. The young girl with a sickle cell disease in a rural clinic, the woman with a breast lump in a district hospital, and a teenager with type 1 diabetes. Let this event be a catalyst to accelerate implementation, amplify local solutions, and align our efforts around the shared vision of people-centered, integrated care. This is the only way forward. I thank you. Back to you, Auditor. Thank you very much indeed, RD. So people-centered, integrated care, that is the watchword. Well, let's turn now to our partners from industry and research. First, we have Dr. Paul Chilwesa, Head Policy, Population, Health and Health Systems Strengthening at Roche. Dr. Chilwesa. Thank you very much, Chair. I think I should firstly open by stating that I'm here to represent the head of Roche Pharma, Dr. Machurin Chumi, who has been here the last 2 days. Unfortunately, he's had to travel out this morning. Your Excellencies, the Honorable Ministers of Health, the Regional Director of WHO-AFRO, Professor Janabi, I would like to thank you for the organizing committee for inviting Roche to R75 and the honor of giving a statement on this very critical topic. I think I would like to start off by saying, why is this topic important to industry? Why isn't this important to Roche? And I'll start off with a statistic that I think is a well-known WHO statistic and the latest breast cancer report, the Global Breast Cancer Report. We know the incidence is increasing. But what's very, very important to all of us, for every 100 women with breast cancer in the Western world, only 17 of those will be under the age of 50. If we bring that statistic back home, the report states that 47 of those 100 women are under the age of 50. What does that translate to? Every 100 deaths of breast cancer in Africa leads to 270 orphans in our communities. So this is a socio-economic imperative that even industry is really keen to participate. As we've heard, Plain Plus is an African-born, African-owned vision endorsed by WHO to ensure that people living with severe NCD receive quality, decentralized care close to home. It takes what works in primary health care and extends it to the district level, bringing specialized services to the people who need it the most. As we advanced women's health as a collective, we have an opportunity and a responsibility to bring breast and cervical cancer into this integrated model. These are not rare diseases. Breast cancer is now the most commonly diagnosed cancer worldwide, and cervical cancer remains a leading killer of women in Africa, despite being largely preventable. The logic for integration is very clear to us. The same health systems priorities and principles that underpin PEN Plus decentralization, task shifting, robust supply chains, and use of digital tools can be applied to early detection and treatment of breast and cervical cancers. Leveraging district hospitals as hubs for both NCD and cancer care means women don't have to travel hundreds of kilometers for screening, diagnosis, or follow-up. This integration is very clear, reduces costs, improves adherence, and builds trust in the health system. We have seen this as an example where we've been involved as Roche in Kenya through the Empower program, which began as a primary care initiative, evolved into a digital oncology initiative, as now fully integrated into the National Cancer Institute system. By digitalizing patient records, enabling remote specialist consultation, and building a local capacity for cancer diagnosis and treatment, Empower has shown that even in the rural and unserved settings, hundreds or thousands of women can have access, timely, quality care without leaving their communities. For this to happen, we think three things need to be essential. They need to be policy alignment and financing in accordance with the Lusaka agenda. Cancer services must be explicitly included in the PEN Plus implementation plans, backed by sustainable domestic and partner funding. Secondly, we think capacity building is of utmost importance.
District level providers need training in clinical, breast examination, VIA for cervical cancer, basic oncology, and referral protocols. Technology and data is what we think is the third most important, where we think digital pathology, tele-oncology, and interoperable health records can extend specialist expertise to rural settings and track outcomes. Dr. Chilwesa, can I ask you to land very quickly? Absolutely. I think PEN Plus has shown us the power of integration. Let's extend that power to breast and cervical cancers and make women's health a central measure of our progress on severe NCDs in Africa. And Roche stands behind WHO to achieve this. Thank you. Thank you very much indeed, Dr. Chilwesa, on behalf of Roche. It's good to see that you're promoting the district hospitals as hubs. And I like the idea of cost reduction, adherence, and trust. Okay, let's go to Jupaigo for their perspective. We have Dr. Parag Bamare, Technical Lead for Women's Cancers. Dr. Bamare. Thank you so much. Excellencies and distinguished delegates, very good afternoon. Allow me to begin by acknowledging the esteemed presence of Professor Janabi and my fellow co-host whose efforts have brought us together. Under the leadership of Ministries of Health of Ghana and Tanzania, and with the unwavering support of the Pfizer Foundation, it is a great honor to represent Beat Breast Cancer team here. Team that's working towards translating the Global Breast Cancer Initiative framework into action in the region. Thanks to WHO-AFRO for providing us this unique opportunity to learn and share insights from initiatives such as Pain Plus, WIX, and Beat Breast Cancer. Yesterday, from this very platform, His Excellency Honorable President of the Republic of Zambia urged us to learn from peers and avoid reinventing the wheel. This side event reflects that spirit, highlighting lessons from diverse initiatives and systems, but united by a shared goal of advancing health of women and their families. As a representative of Jupaigo, I want to express our commitment to work with governments, partners, and communities to make access to quality assured care a reality for every woman everywhere. Thank you so much for the opportunity. Thank you very much indeed. I'm stunned. Just over 1 minute and 10 seconds. Tremendous. Let's follow that lead. So we've heard from Ross, we've heard from Jupaigo. Let's move to the NCDI Poverty Network, Civil Society. We have a specialist doctor. It's Dr. Anna Mokumbi is going to speak on behalf of her chair, Professor Jean Bookman. Dr. Mokumbi. Thank you. Honorable Regional Director of WHO-AFRO, Your Excellencies, Ministries of Health, all protocol observed, dear colleagues and friends. It is hard to believe that only 3 years ago, here at RC, WHO-AFRO took the bold decision to endorse the PEN Plus strategy. 3 years seems such a short time, but we have come a long way in implementing this strategy. We are already improving the lives of children, adolescents, and young adults living with severe chronic diseases. The NCDI Poverty Network is proud to partner with WHO-AFRO and member states to implement the PEN Plus strategy. Specifically, NCDI Poverty is currently supporting government partners in implementing the strategy through training centers and clinical services in the Afro region with technical and financial support. These sites have already enrolled around 9,000 patients with type 1 diabetes, sickle cell disease, and congenital and rheumatic heart disease alone. The network is also supporting central-level analysis and planning for PEN Plus expansion in additional 10 countries in the Afro region, particularly through national PEN Plus operational plans that are led by NCD poverty commissions in these countries. In addition, resources such as libraries, training, and mentorship materials have been also developed and delivered. Finally, we support with these countries' national operational planning for PEN Plus to provide the countries with an endorsed roadmap for PEN Plus scale up and to mobilize and align resources for PEN Plus. Zambia is an example of an incredible success with 3 centers already established. Last month, the Ministry of Health launched the National Operational Plan to scale up a new PEN Plus in new districts in Zambia.
Just last week also, the team here hosted an integrated camp where youngsters living with different severe non-communicable diseases came together for a full week to learn from each other and build an integrated peer network to support themselves. Let's give a big round of applause to our colleagues in Tanzania. Mozambique, besides being PEN Plus implementing country, hosts the network co-secretariat, which acts as a regional hub to Southern Africa. In 2 weeks, teams from Angola, Eswatini, Lesotho, and Zimbabwe will visit Mozambique to learn and share experiences. At NCDI Poverty, we have the goals to support WHO-AFRO PEN Plus strategy through our PEN Plus Partnership Strategic Plan. Our goal by 2013 is to ensure that over 50 million people in low-income countries have access to PEN Plus services, ensure that 100% of services for PEN Plus achieve quality standards, and mobilize a target of at least 40 million USD annually for PEN Plus. We are committed to working hand in hand with WHO-AFRO to achieve the regional milestones set for 2028 and 2030. Together, we must work to bring in more partners to support this journey, but I am certain that we will continue fighting to achieve these targets to make sure that all children, adolescents, and young adults on our continent who live with these conditions have access to services they need to live lives that are healthy and productive. I thank you very much for your attention. Dr. Makumbi, thank you very much indeed. I was just about to ask you to land and you have done so. You preempted me. So thank you very much. That concludes our opening remarks. So put your hands together for Professor Janabi, Dr. Chilweza, Dr. Bamare. Dr. Bamare, you're going to stay, and Dr. Makumbi. Thank you very much indeed. So we're going to change panels. Dr. Bamare, you're going to stay. We're going to change panels. We're going to bring up a different set of speakers now, because we're going to move to another section. We want a progress update on implementing the PEN Plus project, but this time we're going to look at country profiles. We're going to look at country profiles for PEN Plus, and then we will have presentations on WICS, so Women's Integrated Cancer Services. So let me invite up to the stage Dr. Kofi Mensah-Nyako, Team Lead NCDs at WHO-AFRO, Mr. Hastings Chwima from the Ministry of Health, Malawi, Dr. Yvette Kisaka from the Ministry of Health, Kenya, Dr. Onge Stanislas Anyero Nomel, and also Dr. Joan Paula Bo Malinya. So that will be our next panel. So we'll get country profiles from Cote d'Ivoire and Kenya on WICS, and Malawi and Kenya on PEN Plus. Thank you very much. I think you all brought up your place names, I think, haven't you? Determine whether a person lives. Amara is a 12-year-old girl living in a remote village in Uganda. Since being diagnosed with type 1 diabetes, Amara must travel long distances to the nearest city hospital to get the insulin she needs to survive. Each journey adds financial strain to her family and keeps Amara away from school. In a nearby village, a baby boy, Zaki, is born with sickle cell disease. Without access to proper care, Zaki is likely to die before his 5th birthday. Every year in the African region, non-communicable diseases cause the premature deaths of hundreds of thousands of people who are younger than 70 years old. While most of the medications to manage severe non-communicable diseases, NCDs, such as type 1 diabetes, sickle cell disease, and rheumatic and congenital heart disease, are easily accessible in high-income countries, many people in sub-Saharan Africa still lack access. They must either face devastating costs to get to referral hospitals for treatment or go without care altogether, risking disability, ongoing sickness, or death. But there is hope.
The World Health Organization is supporting countries to adopt the PEN Plus strategy to decentralize NCD services in the African region and bring care closer to home for people with severe NCDs. PEN Plus is a community-focused, person-centered solution that builds on the WHO's Package of Essential NCD Interventions, or WHO-PEN. While WHO-PEN provides care for common NCDs at primary healthcare centers, PEN Plus facilitates specialized care and integrated case management for more severe and complex NCDs at first-level referral facilities. The PEN Plus strategy includes training and mentorship of health providers, such as nurses and clinical officers, to provide diagnosis, treatment, support, and referral for severe NCDs. PEN Plus strengthens primary healthcare systems delivering WHO-PEN services through ongoing training and supportive supervision. It also improves the quality of care through patient education, training, community engagement, and psychosocial support for patients and families. The PEN Plus model has not only proven successful, it has exceeded expectations. Health systems implementing PEN Plus have seen a 10-fold increase in the number of patients receiving care for severe chronic diseases. The 47 member states in the WHO African region have adopted PEN Plus as their official strategy to manage severe NCDs like type 1 diabetes, sickle cell disease, and rheumatic and congenital heart disease. By bringing care closer to home, the PEN Plus model is expected to save millions of lives, especially among children, adolescents, and young adults over the next decade in Africa, ensuring that children like Amara and Zaki have a chance at a healthier future. To achieve universal health coverage, we must expand access to treatment for severe NCDs among hard-to-reach populations and communities in Africa. Together, we have the power to ensure that no one is left behind. Join us in creating a world where everyone, no matter where they live, has access to the life-saving care they need when they need it. Tremendous. So that's PEN Plus on video and the theory, but what about on the ground, the implementation? Well, let's find out now, because we have Dr. Kofi Mensah-Nyarko, who is team lead for NCDs at WHO-AFRO. Please, Dr. Nyarko, please provide a brief overview of the progress that we're seeing at PEN Plus and give us some updates on the implementation in those 20 focus countries we heard about. Dr. Nyarko. Thank you very much. The Honorable Regional Director, WRs, Honorable Ministers of Health present, all protocols observed. I'm presenting briefly on the progress of the implementation of PEN Plus in Africa. Next slide, please. The PEN Plus regional strategy was endorsed by member states in 2022 with clear objectives to look at governance, access to medicines, making sure that it's implemented, capacity building, and lastly, to ensure sustainability. And luckily, we had funding from the Hemsley Charitable Trust, and we started with 20 countries, and also in collaboration with NCDI Poverty Network, as you have heard this morning. So next slide, to look at where we are. The implementation, as we are all aware, before you can implement, you need to engage stakeholders, do an assessment, you move on to service delivery. After that, you implement, you scale up, then go to national coverage. Of the 20 countries, we have only one country that is at stage 2. All countries are at 3 and 4, with Rwanda having national coverage. All the country, we are having PEN Plus implementation. So I think we should clap for Rwanda. And Malawi too has reached stage 4, moving on to national coverage. What have we done as a region? We have supported these 20 countries with documents, normative products,
As NC had indicated, Zimbabwe, Zambia, we have national operational plans. We have developed guidance documents as by WHO, our value addition to guide countries, build capacity, and we have also supported visibility so that countries will get to know what PEN Plus is. And most importantly, as you are aware, for SDGs, we want to reduce premature mortality by 1/3, and PEN Plus deals with severe NCDs. And without PEN Plus, we will not be able to achieve the SDGs. And we see that with a few countries that are on track. For example, Rwanda, they are doing very well. So we encourage all countries to adopt PEN Plus and implement PEN Plus. So all 47 member countries, we encourage you to initiate, and those doing it to scale up institutional capacity building, improve access to medicines to ensure that severe NCDs is dealt with in the 47 member states, because that's the only way we can deal with premature mortality, and with premature mortality reduction, we'll be able to achieve our SDG goal 3.1, 3.4. Thank you very much for your attention. Thank you very much indeed. Yes, deserve an applause, Dr. Kofi Mensa Nyako. So that's the picture, the broad picture. What about the country level? Well, we are delighted to have, he's on my right, Mr. Hastings Chwima from the Ministry of Health in Malawi, Republic of Malawi. So please tell us what is happening. What is the PEN Plus implementation on the ground? What progress are we seeing? What can you tell us? Good, okay. All protocols observed. Thanks so much, moderator. Indeed, I'm Hastings Jumia, Head of NCDs and Mental Health Division in Malawi. I'm here to highlight pertaining to the national country scale up in relation to PEN Plus in Malawi. I'm going to start with the on issue to do with the NCD burden in Malawi. NCDs account for 32% of mortality in our country. Suffice to highlight that NCDs also contribute to I'm sorry. Yeah, thanks. Basically, that's the NCD burden in Malawi. Basically, that slide is actually highlighting the scale up, how the scale up process in the country has actually progressed. Suffice to inform the House that we have actually scaled up to 13 district councils in my country. Pertaining to coverage, it's at 46%. That's in relation to PEN Plus. Now, in relation to PEN clinics, we have actually scaled it up to 240 districts out of the targeted 480, and that comes to 49%. This is with the support from WHO, Scottish Government, World Diabetic Fund, UNICEF, as well as partners in health. This has actually necessitated in relation to the PEN Plus operational plan 2018, which is basically in 3 phases. And as of now, we are in the final phases, which regards the stepwise national scale up. Basically, in relation to the scale up, another milestone has actually been integrating non-communicable diseases into other chronic care conditions, such as the HIV, tuberculosis, and sexual and reproductive health services conditions. Now, pertaining to the key challenges we are actually facing as a country regards the
limited or erratic availability of drugs and supplies. I feel this is not a secret. Another major challenge regards the lack of space, as well as the infrastructure. Probably pertaining to the next steps as a country, we are planning to mobilize as much resources as possible so that we can actually scale up PEN Plus in almost the 28 district councils. In Malawi, we have actually 28 district councils. As I already alluded to, we have actually done the national scale up to 13 district councils. It's good to hear about the scale up and the plans. Mr. Chwima, I now have to ask you to land because your time is up and we have received a very interesting but mixed picture from the Republic of Malawi. So thank you very much indeed, Mr. Hastings Chwima from the Ministry of Health of Malawi. You're in charge of the lead on NCDs. Thank you very much for giving us a picture from Malawi, because we're now going to move to the picture from Kenya. Thanks so much. Thank you so much. Yes, indeed. Thank you very much. Excellent. Thank you. We're now going to move to the perspective from Kenya. Dr. Yvette Kisaka is from the Ministry of Health in the Republic of Kenya. She's going to give us a PEN Plus update on implementation, coverage, and hopefully progress. So over to you. Thank you. Good afternoon. As a background, Kenya, like many African countries, faces a challenge in providing quality care for severe NCDs, hence the adoption of PEN Plus in 2023. So we have done this since 2023 with support from NCDI Poverty Network, implemented PEN Plus in 2 counties, which are 2 districts, very different. Isiolo County being an arid, semi-arid region, mostly nomadic population, and Vihiga County being a rural, more agricultural setting with high prevalence of sickle cell disease, but also suffering most of the population living below the poverty line. Our focus has been on sickle cell disease, chronic respiratory diseases, and cardiovascular diseases, as well as type 1 diabetes. So challenges notwithstanding, we have made progress when we look at the 2025 goals. One of the things we did is the adoption of protocol-based management for severe NCDs. So far, we have 1,300 patients in care. We have developed and ready to launch a costed national operational plan to support scale-up, but also as a resource mobilization tool. We have built capacity of healthcare workers using a protocol-based training curriculum and strengthened diagnostic capacity through provision of point-of-care devices. One of the things we did to support our supply chain, we did revise the essential medical list to include commodities for PEN Plus to enable provision of the same at lower level facilities. We did develop data collection tools specific for PEN Plus, and there are processes ongoing to integrate this into the national health information systems and also digitizing the same. We have focused on sustainability, guided by the National Operational Plan. We plan to scale up to a bare minimum 20 counties by 2030, and this will be guided by the disease burden, but also looking at ensuring we have geographical distribution. So far, we have done a baseline assessment supported by WHO. There's a strong focus on sustainability. This is a government-led initiative. We have ensured to align with existing policies supporting UHC and primary healthcare. We have ensured that PEN Plus is not operating in a silo. It's actually integrated into existing systems. And one of the things we have done is actually linking the PEN Plus components into the government financing system, case in point, the primary healthcare fund and the social health insurance fund supported by the government. We have ensured to have monitoring systems to support learning and improvement mechanisms. Kenya needs approximately 13 million USD to scale up to a bare minimum of 20 counties. Kenya has 47 counties. Therefore, we are calling for continuous collaboration, technical and financial support to not only go to the 20 counties that we do target, but to expand this to a national scale up. So thank you for listening.
I will have saved you some seconds. Dr. Kisaka, that was, thank you very much indeed. You see, I'm smiling at you. 2 minutes and 50 seconds. And you gave us a lot of information in that time. And it is great to see that you're focusing on sickle cell and cardiovascular disease. And you're further enhancing the capacity of healthcare workers at the county level, which has drawn admiration from around the world. So it's great to hear from you, from Mr. Chuma, from the Malawian perspective, Dr. Nyako from the broader PEN Plus picture update. Okay, we're going to move to women's integrated cancer services in a moment, looking at implementation and outcomes at the country level. Before we do, we're going to see a short video which will explain what WICS is all about. Please run the video. Merci, c'est monsieur le modérateur. Well. I don't know who put together that video and chose the music, but it makes me feel like I can climb a mountain now. Very positive indeed. And gave us a snapshot of what's happening in Zimbabwe, Kenya, and Cote d'Ivoire, the countries where the pilots have been taking place. So let's move now to discuss the Women's Integrated Cancer Services implementations and outcomes at a country level. We have Dr. Ange Stanislas Agneron-Nomel from Cote d'Ivoire, who's going to present the country experience. Il va parler en français, so if you're not comfortable in French, then use your headphones, your casquette. Alors, monsieur le docteur, c'est à vous. Vous avez les paroles. Merci, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités. J'ai l'honneur de vous présenter la mise en œuvre et les résultats du projet WICS en Côte d'Ivoire. La pertinence de ce projet, basé sur une approche des services intégrés en soins de santé primaires, repose sur le fait que 75% des diagnostics de cancer du col de l'utérus et du sein sont faits à des stades tardifs en raison d'un faible taux de dépistage, de services de détection précoce limités et des lacunes en soins complets. Le projet WICS offre dans ce contexte l'opportunité de services intégrés de dépistage, de diagnostic et de traitement centrés sur les femmes, en comblant directement les lacunes de services et en évitant ainsi les décès évitables dus au cancer du col de l'utérus et du sein. Concernant alors nos interventions et les résultats, il faut noter qu'une évaluation des besoins utilisant l'outil d'évaluation harmonisé des établissements de santé a permis d'identifier les lacunes en matière de prestations de services et de ressources dans les 2 districts prioritaires sélectionnés, à savoir Agboville et San Pedro. C'est ça? Ça passe quoi? Appui. C'est lequel? Voilà, on va toi. Côte d'Ivoire. Ok. Voilà.
Oui. Non, voilà, fais-le. Voilà. 3, 2, 3. 3. C'est ça. Voilà. OK, voilà. Non. Revenons. Voilà. Non, ça c'est pas ça, ça passe pas là. Ah, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il faut positionner. Do you give us a second or two? We'll pause the time. We get to our players, Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça? C'est votre pays, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je disais que concernant nos interventions et les résultats, il faut noter qu'une évaluation des besoins utilisant l'outil harmonisé des établissements de santé a permis d'identifier des lacunes en matière de prestation de services et de ressources dans les 2 districts prioritaires sélectionnés, à savoir Agboville et San Pedro. Les principaux axes de travail dans ce projet ont été d'équiper les établissements de santé, de renforcer les capacités de ressources humaines, d'améliorer les systèmes de gestion des données, de faire la mobilisation communautaire et de lancer la mise en place d'un système de navigation et d'orientation des patients, de soutenir les laboratoires et les diagnostics. Alors, également, deux campagnes nationales de sensibilisation et de dépistage de masse ont été menées avec des messages en langue locale. Les services sont véritablement intégrés au dépistage des problèmes au dépistage avec l'évaluation des problèmes de santé, de l'hypertension artérielle et du diabète. 1700 femmes, plus de 1700 femmes ont été déjà enrôlées dans ce circuit de dépistage intégré dans seulement les 2 districts du projet UX. Sur le plan national, plus de 3 millions de filles âgées de 9 à 18 ans ont été touchées dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus grâce à la campagne nationale de vaccination contre l'HPV. Il y a eu un déploiement de DHS2 tracker pour une surveillance en temps réel. Alors, pour parler maintenant des prochaines étapes, il est impératif de fournir des kits de tests HPV supplémentaires, des dispositifs de thermoablation et des appareils à ultrasons pour combler la lacune identifiée, de soutenir la finalisation et le déploiement rapide du système de navigation et d'orientation des patients, de déployer entièrement le DHS2 pour une surveillance en temps réel des données et des rapports automatisés et investir dans les campagnes de sensibilisation durable et adaptées à la culture locale afin d'augmenter l'usage des services de routine entre les campagnes nationales et d'améliorer la demande de soins. Donc, et accélérer enfin les efforts de dépistage pour atteindre 10 000 femmes dépistées d'ici mai 2026. C'est sur ces mots que je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Agnero Nomel. Le plus important, adapter à la culture locale, I think, very important to adapt to the local culture. Thank you very much indeed for giving us the picture from the Côte d'Ivoire. Let's go back to Kenya now. That's one of the 3 countries that were piloted under this particular project. And Dr. John Paula Bo Malenya will tell us how the Women's Integrated Cancer Services Program is working in that country. Thank you very much. Dr. Bo Malenya, please, over to you. Thank you very much. Distinguished colleagues and partners, all protocols observed, good afternoon. I'm here to share our story from Kenya about the implementation and outcomes of the Women Integrated Cancers Project, which, as you saw in the video earlier, Kenya is one of the countries that is implementing. So in Kenya, breast and cervical cancer are the top 2 cancers actually overall. So they pose a significant public health challenge. Almost 30% the mortality and the incidence of these 2 cancers combined. And they affect women in the prime of their lives, ages 35 to 49 years. And the challenges that we have are that we have limited access to comprehensive cancer care and low uptake of screening services, and this results in late-stage diagnosis.
The opportunity then that we saw with this Women Integrated Cancers project is that it aligns with our National Cancer Control Strategy 2023 to 2027, which seeks to strengthen early detection, diagnosis, and treatment access. So I'll give you an overview of this project. We began with a joint needs assessment, which we did with WHO. We mapped the services, and this led to selection of 2 counties, Bungoma and Nyandarua. You may not be able to see them very well on that map, but we selected 4 facilities from each of these counties for this project as the pilot facilities. And we identified the work streams on guidelines similar to our colleagues in Cote d'Ivoire and in Zimbabwe as well. So we have guidelines, we have training, we have advocacy, we have data management, patient navigation, and laboratory and diagnostic support as our key priority areas. That photograph there is when we launched the initiative in Kenya in October last year. And what have we been able to do since the launch? We've been able to revise our national cancer screening guidelines and to bring together experts, multidisciplinary experts, really to develop training materials for this integrated approach. We have screened women over 1,000 in the counties, and we have also deployed the equipment, and one of those pictures there is showing Nyandarua County receiving the equipment from WHO. We have also built a capacity of 300 different segments. We have media, we have healthcare workers, we have community health workers, and we have community champions as well trained. And what are our next steps? We are looking to strengthen patient navigation, sample tracking, also real-time cancer reporting, and all this to accelerate reporting our screening to 10,000 women. So my call to action for us is that let's build on this investment and strengthen technical exchange and cross-country learning so that we can ensure that every woman everywhere can access the care she needs to beat breast cancer and cervical cancer. Thank you very much. Thank you very much indeed, Dr. Bomalenya. Thank you very much indeed for that, giving us the BBC picture from Kenya. So let me thank our presenters just now and invite them to leave the table as we change a panel. So Dr. Bomalenya, thank you very much. Dr. Anyaro Nomel, thank you to you. Mr. Chuma, thank you. And Dr. Nyako, thank you very much. I'm now going to call up some other presenters because we're going to talk in more detail about the Beat Breast Cancer Project. Let me bring up Dr. Ernest Konadu Asiedu, who is from the Medical and Dental, well, he's the head of the Medical and Dental Unit, Technical Coordination Division, Ministry of Health, Ghana. Can we have Dr. Safina Yuma, who is a public health specialist at the Ministry of Health, Dodoma in Tanzania. Dr. Gertrude Mashashi, oncologist specialist, the Bugando Cancer Center, Tanzania, Mwanza. And we'll bring back Dr. Paul Chilwesa, head policy, population health and health system strengthening at Roche. Thank you very much indeed. I think that's probably the last time we're playing musical chairs now, but we still follow the program. So let's look at the BBC, the Beat Breast Cancer implementation in 2 particular countries. But before we do, let's get the overall picture from Dr. Parag Bamari from JPIGO, who will present a brief overview of the Beat Breast Cancer Project. Thank you so much, Henry. Excellencies and distinguished delegates, very good afternoon, everyone, once again. I want to start with a request to each one of you to reflect upon a situation. A woman diagnosed with breast cancer in the United States has a 9 in 10 chance of survival. Travel across continents to many parts of Africa, and the story is heartbreakingly different. Fewer than 6, sometimes even less than 4 out of 10 women survive. For too many, it's not the disease, but it's long symptomatic periods, delayed diagnosis, limited access to treatment that turn hope into tragedy.
These numbers are not just statistics. They represent lives which could have been saved with timely action. Beat Breast Cancer is our response to this urgent need. This initiative is built on 3 pillars: state shifting, early diagnostics, and timely treatment, aiming to detect cancer earlier, accelerate access to care, and change survival outcomes for women across the continent. Today, I invite you to explore how beat breast cancer is transforming the narrative, turning these stark numbers into stories of hope and survival. Beat breast cancer is anchored in the Global Breast Cancer Initiative's framework, with the ultimate goal of reducing symptomatic period for breast cancer from current average of 12 months to less than 3 months. To achieve this, the initiative employs a comprehensive set of strategies that includes institutionalization of breast health awareness, saturating primary healthcare. Saturating primary healthcare capacities for early detection using clinical breast examination, decentralizing diagnostics, and then facilitating access to multimodality treatment. At the core, beat breast cancer also drives impact through 3 key levers. That includes innovation, women-centered programming, and patient navigation pathways. The Ministries of Health in Ghana and Tanzania are leading the way in deploying beat breast cancer interventions across multiple regions, demonstrating how these strategies can be effectively implemented on the ground. The efforts are also paving the way for national scale-up in near future. Importantly, this initiative is contextualizing the GBCI framework to each country's unique health system and community's needs, generating valuable lessons and learnings that can guide other countries and regions facing similar challenges. The initiative is structured around 3 major arms. The first focus on health system strengthening, spanning breast health awareness, early detection, timely diagnosis, and comprehensive management, while also enhancing patient navigation and recording and reporting system. The second arm incorporates implementation research, generating evidence and insights on what works best in real-world settings to inform continuous improvement. The third arm is dedicated to knowledge sharing and dissemination, and this very event is an example of that. Finally, since client is truly at the center of this entire work, Beat Breast Cancer focuses on strengthening systems to make this care journey smoother, more accessible, and closer to the women's homes. Every strategy is designed to reduce barriers, enhance convenience, and ensure timely support so that women receive care they need without unnecessary delays and hardship. Now, I'd like to invite our ministry colleagues from Ghana and Tanzania to share how they are leading implementation of Beat Breast Cancer, providing insights into its execution, challenges, and successes on the ground. Dr. Ernest from Ministry of Health, Ghana. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Parag. So the Beat Breast Cancer implementation in Ghana is anchored within the policies and strategies of Ghana. And so the National Health Policy in Ghana has a vision of healthy population for national development and ultimately follows with the universal health coverage that focuses on promotion, prevention, curative care, rehabilitation, and palliation, not leaving emergency and mental health. And out of that, we developed the non-communicable disease strategy in 2022, among others, focusing on cancers and breast cancer, together with cervical cancer as women's health is one of the prioritized areas. So this work initially was supported by Rush when one district was taken in Bekwai to actually focus on a pilot stage of the work that would improve the access to cancer care, typically breast cancer. So as you can see on the screen, you clearly see that as far as Ghana is concerned, the work that currently going on, supported by Pfizer Foundation and being implemented by JPIGO, is a 3-year program that is also looking closely at selecting 3 different regions in the country. The first one in the southern part is Greater Accra, the middle belt is Ashanti region, and also the northern region is also focused a little bit more on the north. The period of this work is 3 years. And this initiative is basically aimed at early detection and treatment of cancers. For the purpose of this presentation, I'm going to look at 3 different strategies. The first one is basically looking at early detection at the community level
and that is also looking at integration of cancer care at the primary care level. And this is done through improving awareness among communities by co-designing social and behavioral change communication as far as materials that are culturally acceptable and context sensitive as far as media messaging is concerned. And the second one is also looking at improving access to quality clinical breast examination using the most efficient and clinical tool, which is the hand. And this is also looking at building capacity of the primary healthcare workforce at the community level, including the community health nurses, the midwives, the physician assistants, and doctors. The second strategy, which is focused on timely identification and focusing on reducing diagnostics delay by decentralizing diagnosis, again, by improving access to diagnostics at the district level with the one-stop approach where you're looking at a single visit that provides opportunity for imaging, biopsy on the first day and reducing dropouts and loss to follow-ups. And this facilitates timely diagnosis by leveraging on technology. Currently, some tools, SOPs, and training materials have been diagnosed or currently underway for mentorship for the clinical staff. The third strategy, which is looking at access to multimodality treatment, where the focus is on facilitating availability and uninterrupted access to treatment by addressing infrastructure, equipment, supplies, and human resources, and then also financing. And this will be done through partnerships, collaboration, and the ecosystem approaches. This gives the treatment options such as surgery, hormonal therapy, chemotherapy, radiotherapy, and targeted therapy. And all these innovative strategic approaches require financing, where in Ghana, we are using the National Health Insurance Scheme, which comprehensively takes care of women's health, including comprehensive breast cancer and cervical cancer. And then also the Ghana National Trust Fund, which is the Mahama Cares, that is also focused on chronic conditions. There's also dialogues and policy reviews and strategic partnerships. So there's a call to action that looks at partners collaborating to support financing breast cancer across the country. Thank you. Thank you very much, Dr. Isiedu. So I will call my colleague from Tanzania to also share the Tanzanian experience. Good afternoon, everyone. All protocol observe. I want to share experience from Tanzania about this breast cancer project, which implemented in 5 regions in Tanzania, in 45 districts. However, this approach, in single visit approach, we are integrated in all facilities, hospital to do diagnostic services. Sorry, not my slide. It's not my full slides. Let's see what we can do here. Okay, sorry, I think they changed my slide, so I'll just explain to save the time. Okay, yeah. The project is implemented in the 5 region, in 45 district hospital, and the 126 facility. However, this project is focused in 26 facility, but we have integrated cervical cancer and breast cancer in more than 300 facility, but for purpose of this project, only for the 120 facility. After launching of the project, we managed to review our service delivery guidelines, which include 68 pillar for WHO. Then we review our monitoring tools to capture more indicator, because before it was not captured. Then we capacitate national trainers and healthcare workers so they can deliver integrated model of single visit approach where the women can do cervical cancer, breast, as well as other intervention like blood pressure. Also, we strengthen our disease hub, 50 disease hospital, so they can be able to do diagnostic in timely. Also, with procurement of diagnostic machines, ultrasound, and corneal biopsy, so they can have access for early diagnosis. So number, I think the number is not here. After implementation, we
after launch, we managed to mobilize more than 6,500 plus women. Those of them, 7,500 plus, were do clinical breast examination. After that, 60% of them were just observed with abnormal results. After abnormal results, so they can go to do the diagnostic. So 62% of them, we managed to do timed diagnosis. We align with the WHO pillar, so within 60 days of the diagnosis. Among them, 58, we just diagnosed with the breast cancer disease, and then they started treatment on time. What's our lesson learned? Lesson learned after implementing this project, we see decentralization of this service, diagnostic services, can be really helpful to minimize the late diagnosis for the women, because we're using single ovary approach. When the women come, we do all this clinical breast examination and also the diagnostic. And then after identify them, we refer them for the treatment. We are lucky with 4 treatment centers in country, so at least we are struggling with that, but after 6 months of implementation, we think we can achieve this. Lesson learned, there are many, but I'm going to mention a few. Challenging the accountability, but as a ministry, we just sit in a driving seat, so we coordinate our partner, so we can have a smooth implementation of the project, as well as another challenge is just patient navigation. Still, most of the clients, they don't have afford the diagnostic for the early detection. So we want to advocate for inclusion of the diagnostic in the health insurance, so they can be able to access this safety, because most of the women with low incomes, they can't afford this. What's our way forward? We are going to continue what we're doing, because we're in 5 regions and 48 districts. So we want to scale up if our resources available in the rest of the region. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Indeed, thank you very much indeed, Dr. Yuma. Yep. So, Dr. Parag Bamara, thank you very much from Japago for leading that particular explanation of BBC implementation. And thank you very much to our other presenters, Dr. Isiedu and Dr. Yuma. So Dr. Isiedu and Dr. Yuma are staying with us. And we also have Dr. Gertrude Mashashi with us and Dr. Paul Chilweza from Roche as well, because this is now our sort of mini panel discussion, really, because we want to talk a little bit further and build on what we've just learned on WICS and BBC. I'm going to start off with Dr. Isiedu from Ghana. Just thinking about what you said there, what are the biggest hurdles, the biggest challenges in implementing effective HPV vaccination programs in Ghana and more broadly in African countries? And when you have succeeded, what have you done? What has helped you succeed? Thank you very much. So basically, I would say that some of the biggest barriers are looking at inadequate information, misinformation, inadequate awareness creation, and some social-cultural barriers. And for this, I would say that continuous public health education campaigns and then also community engagement are very critical for successes. Then it gives also an opportunity for survivors to tell their own story and how bad it was in the past and how good it is for those who have been exposed to these vaccines. Now, the second one is also about the high cost of vaccines and also its unavailability. So here, it's also important that partners will come together. There should be cost reduction and some subsidies, as well as regular availability of these vaccines integrated into the national EPI programs that are existing in African countries. The third one is also looking at challenges with the health system itself, where logistics, infrastructure, human resource, and also equipment as far as the cold chain is concerned. For Ghana, these will easily be implemented when it is integrated into the EPI program, and how to reach areas are also accessed in the same way that all the other vaccines, especially the childhood vaccines, are being implemented in the country. So generally, if this can be done, then one, school-based vaccination is very important, because a lot of the countries, and typically in Ghana, all children at that age between 9 years and 14 years are in school.
So that means that collaboration with Ministry of Education is a very important thing that we need to do. The vaccine is also being a single dose. Also, it's good because there's not going to be any loss to follow up, and then it's going to be easier to get this particular cohort to vaccinate. Then partnerships and collaboration is very important using the multi-sectoral approach. And like I mentioned, in Ghana, we are very religious, and a lot of, I think, most of the other African countries. So various religious institutions and their leadership will play a very critical role. Traditional leaders, because again, we live in communities where we are more coordinated by the community structures and the traditional leaders. So that also is very important. Can I make a quick intervention? You heard the President of the Republic yesterday talking about people believing in strange things and being skeptical of scientific wisdom. And he said, look, I'm liberated. Sometimes with the traditional rulers, they're the ones who can be most skeptical, and the religious leaders too. How do you overcome that? Is that something that you've had to take on as well? Thank you very much. So that is where the partnership is important, because the idea for a traditional religious person is also to bring healing to the people. Scientifically, the Orthodox system intends to also bring healing to the people. So there is a need that we come together, collaborate, and work towards what we can do. So when we work closely with these religious and traditional leaders, it is possible that we can make that. And then the Ministry of Gender, as far as the local government structures are concerned, so the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Gender would play a critical role in ensuring that we can achieve what we need to do. Thank you. Tremendous. Thank you very much for the picture from Ghana there, Dr. Siedu. Dr. Safina, we've just heard from you talking about what's going on in Tanzania. Let's talk about gender equality and social stigma. How do they impact the early detection and treatment of breast and cervical cancer in Tanzania and more broadly across African communities? And as Dr. Siedu was hinting at, what measures are you taking to try and deal with these issues? Okay, thanks very much for the question. Actually, the gender inequality and the stigma just play a better role in public health concern about the early detection in cervical, this women cancer, cervical and the breast cancer. So start with the inequality, gender inequality. As you can see, most of the women, they don't have rights in the decision making in their own health. So women are most of the African communities, including Tanzania, especially in a rural setting, the men, they have just the whole house issues. So even they want to go to the hospital or to seek financial support from the husband, they need to ask for their husband, and sometimes the husband, they're not supported. Likewise, in the stigma, these two diseases are associated with stigmatized in the community, and sometimes they hide their symptoms because of the nature of the diseases associated with so many things, and they end up present with a late stage in the treatment. So what can we do in the particularly to address this issue? The issue, I think we can use the multi-level approach. So to start with the individual level, household level, to policy level. In house level, you can just empower, because of the gender inequality, so we can empower women to have autonomy in their health behavior, and then to engage men so they can support their husband and family for health issues. As well, we can do like community level, we can develop communication education material according to culture appropriate. In Tanzania, we have in Swahili. So this material is developed in Swahili, so we can capacitate healthcare workers, so can go in the community to educate the community, as well traditional healer, because most of the time this they end up with the traditional healers. So we can capacitate them. Also, they know importance of the early detection. Also, we can use survivors. Survivor can be as a promoter, as a champion to promote, because they already got their story, they have a disease, so they can be the champion to address, to reduce the stigma to the women. And then we can use like professional association. We have the Women Association in Tanzania. So that's the can have a subject matter, because the expert can explain, can use the various channel media to deliver the right message in the correct. So in the
In the policy level, I think we can decentralize this service to more in the community like we did in the district. We capacitate all the district hospitals so they can do timely diagnosis, they can access it, so it can be in the single visit approach. So even the women can access with the affordable price. And also we think we can promote inclusion of this diagnostic service. Most of the time there's a cost to inclusion in the National Health Insurance, so they can reduce out of pocket, because some of the women, they don't have a financial capacity. So I think you can do that. Thank you very much indeed, Dr. Savina. Just a very quick supplementary. Imagine if I'm a difficult male. I'm in Dodoma, and I think that my wife should be controlled. I don't really care about my health. Why should I care about her health? How do you convince me that it's going to help the whole family? I'm a difficult male. I don't like talking about health. Yeah, of course, male also they are difficult. So we try, like in these survival groups, not only for the women, also include men. So we just do health talk. So we just educate women, men. We have do many male involvement, so we can capacitate, educate, important for early detection. Because at the end, the one who can suffer, maybe if the women can die, they can become widow, and the children can suffer. So we try to engage male involvement to educate them on the importance of early detection and to à la détection précoce et à soutenir leur famille. Merci beaucoup. Vous avez réussi à convaincre un homme difficile. Nous allons tourner vers le Dr Magashi de Tanzanie, mais je vais demander de revenir à une approche continentale. Docteur Gertrude Dieu, je dis à l'échelle continentale, comment est-ce que vous évaluez l'état actuel des infrastructures sanitaires sur le continent vis-à-vis des soins oncologiques? Comment pouvons-nous améliorer la prise en charge des patientes et des survivantes? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, nous avons amélioré l'incidence des survivantes. Nous avons des capacités de diagnostic limitées. Nous avons en matière de mammographie. Pour ce qui est des infrastructures, nous avons des spécialistes, un effectif de spécialistes limité. Nous avons très peu de centres de traitement disponibles. Généralement, ils se trouvent dans des centres urbains. Et ceci est une composante critique dans la prise en charge des cancers. Nous avons très peu de personnel spécialisé en chimiothérapie. Et ceci s'applique à toute l'Afrique. Donc, quelles sont les zones d'amélioration? Nous devons étendre. Nous devons intégrer le dépistage. Nous devons faire la promotion du CBE. Nous devons améliorer l'éducation dans les zones où les appareils destinés à la mammographie ne sont pas disponibles. Nous devons également réussir à accomplir la formation. Réussir à former davantage de radiographes grâce à des formations que nous avons organisées, surtout dans des zones où les radiographes ne sont pas disponibles. Nous devons renforcer les capacités. Nous avons réussi à acheter davantage de mammographes. Nous avons également mis en place des visites uniques afin que les femmes puissent bénéficier de tous les tests de dépistage nécessaires. Et nous devons étendre le financement. Nous devons également pouvoir subventionner les coûts de la prise en charge oncologique. Nous devons intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la télémédecine pour pouvoir élargir les soins oncologiques.
Donc, je rêve d'un futur où, peu importe où les femmes se trouvent, elles pourront avoir accès aux soins oncologiques. Ce serait l'idéal. Elle répond bien au traitement. Elle a été dépistée rapidement. Elle guérit. Mais alors, la réadaptation, qu'est-ce qui se passe? C'est bien d'être traité, d'être guéri, mais la réadaptation, pour pouvoir jouer son rôle en tant qu'ancien patient dans la société, parlons-en un peu. L'intégration de la réadaptation dans la gestion des cancers du sein et du col de l'utérus. Oui, avec la détection rapide et l'amélioration des traitements, beaucoup plus de femmes vont suivre au cancer. Bien. Alors, ces femmes, bien sûr, sont atteintes sur le plan psychologique et donc la réadaptation doit faire partie du continuum des soins. Et cela, nous en sommes bien conscients. Parce que la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie ont des conséquences. Alors, les femmes qui ont souffert de cancer du sein ont des lymphodèmes. Avec de la kiné très tôt appliquée, elles peuvent se retrouver guéries sur le plan physique, bien sûr, mais également sur le plan mental. Comment vivre sans sein? Ce n'est pas une affaire simple. Est-ce qu'il n'y a pas de stigmatisation parce que je n'ai plus de sein? Ça également, c'est une problématique qui doit être prise en charge. Le dysfonctionnement sexuel également, les troubles sexuels avec les sécheresses vaginales, par exemple. Il faut intégrer tout cela dans la prise en charge. C'est ce qu'on appelle le continuum des soins. Et le ministère de la Santé a réussi à intégrer les services de réadaptation dans la prise en charge et nous espérons que au-delà de la phase pilote dans laquelle nous sommes, cette démarche pourra être amplifiée. Merci. Alors, Paul Chiwese de Roche, vous êtes ici pour représenter les grandes sociétés pharmaceutiques. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Donc, vous êtes un partenaire. Voilà, disons-le ainsi. Parlez-nous du rôle des partenariats internationaux, du secteur privé avec les États. Peut-il jouer pour que la prise en charge de ces cancers et leur traitement soit complet? Merci. Moi, je vais commencer en rappelant ce que disait le directeur régional plutôt. Nous construisons la même maison. Nous n'allons pas nous quereller sur les briques. Dans ce qui concerne le traitement de ces deux cancers, c'est notre affaire à tous. J'ai entendu le ministre de la Santé du Zimbabwe aussi. Il s'agit de protéger les générations futures. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de fabriquer des briques les uns et les autres, mais sans nous parler, ce faisant. Est-ce que nous sommes dès lors en train de construire une maison qui, en fin de compte, n'aura pas de toit? Moi, je pense que le secteur privé a son rôle à jouer. Et ça, c'est un fait qu'il faut prendre en considération. Je crois que c'est déjà le cas parce que nous sommes invités à participer à cette rencontre, ça en est une preuve. Bon, les organisations internationales, l'OMS en particulier, nous a invités. Elle est la puissance invitante, c'est une bonne chose. Il y a aussi la question de la crédibilité. Lorsqu'on lit les documents que publie l'OMS, on se rend compte que cette crédibilité, elle est bien là. Les normes techniques sont là, elles sont solides, robustes. Tous nos collègues l'ont dit, si nous les suivons, il y a des chances qui sont extrêmement élevées que nous réussissions. Les partenariats et la collaboration seront par contre extrêmement importantes. On a parlé de WIX, de PenPlus, Beat Breast Cancer. Ce sont autant d'exemples de coopération, mais il y a d'autres exemples que nous pourrions souligner qui montrent que le partenariat, la coopération, c'est ça qui nous fera franchir un pas décisif en avant. Ça a été le cas pour la lutte contre le VIH. Je suis médecin. J'étais très jeune lorsque cette épidémie a explosé.
Et je crois qu'il faut le dire, c'est la collaboration qui nous a permis de réaliser les progrès qui ont été réalisés. On n'en est plus à ce que nous connaissions il y a 20 ans grâce à cela. Donc, partager cette table, partager cette salle, c'est une très bonne chose. Cette coordination est essentielle. La dernière chose que je voudrais dire, pour répondre à votre question qui est essentielle, que toutes ces choses qui se font au niveau national, au niveau régional, pardon, ne serviront à rien si elles ne figurent pas dans les plans nationaux. Mes propositions seront très bonnes en tant que roche, mais si elles ne constituent pas des priorités pour les pays dans lesquels nous intervenons, cela ne servira pas à grand-chose. C'est encore une fois la même idée. Il faut que nous nous parlions et que nous communiquions et que nous nous coordonnions. Merci. Et une question très rapide pour finir. Lorsque Roche intervient, est-ce que chacun comprend bien votre rôle? Ou est-ce que les gens ne se disent pas, c'est Roche, une grosse entreprise, beaucoup d'argent? Mais est-ce qu'ils comprennent que vous voulez un partenariat vraiment? Et à quel sujet? Merci pour cette question. Je crois que dans nos discussions avec les pays, nous sommes très transparents. Nous avons cette maturité. Le monde est en train d'en passer par une phase de transition. Si vous regardez les années 90, le début des années 2000, les sociétés pharmaceutiques étaient considérées comme des fournisseurs de produits de santé. Et la transition qui nous mène maintenant à une situation de partenariat, avec un partenaire qui contribue au-delà de l'aspect commercial, c'est ça la maturité. Eh bien, cette maturité, elle existe dans des pays, elle existe un peu moins dans d'autres. Mais je vous donne l'exemple du Nigeria. Nous avons vu le Fonds pour la santé réduire les paiements directs des patients, de la poche des patients. Comment? Mais grâce à une collaboration entre l'État et les partenaires privés, notamment. Et cela a été bien compris par tous hommes. Merci à ces messieurs, dames du panel. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça a été une très belle conversation. Et il n'y a plus qu'une personne à entendre avant d'aller déjeuner. Je le dis pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est la représentation de l'OMS Afrique au Zimbabwe. Le docteur Tiendra, vous avez la parole. Thank you very much, moderator. My task is brief and simple. We have heard from the panelists, also from early presentations, several issues regarding NCDs. Not only we now discuss about cancer, but we are talking more about NCDs in general. NCDs are actually growing challenge in the African continent, and from the examples that were presented from countries' experiences, we have seen good progress, but it's not even. In some countries, there's very good progress. In some countries, they are still lagging behind. But there are many more countries that are not presented here. Il y a aussi des pays qui ne sont pas présents ici, en tout cas dont les cas n'ont pas été présentés ici. Et il ne faut pas les oublier. Mais bon, ce n'est pas grave parce que comme le directeur régional l'a dit, il s'agit ici de catalyser et d'élargir la démarche. Nous sommes dans un continent qui est aux prises avec des maladies non transmissibles qui nous hantent depuis des années et des années. Et c'est devenu un fardeau qui est extrêmement lourd. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour les surmonter. Il y a eu des choses très prometteuses de fait. Les choses changent. Elles changent rapidement. Ne serait-ce qu'au cours de ces derniers mois, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se sont faites. Alors, il y a un aspect négatif aussi avec la baisse des montant de l'aide disponible, mais le PEN+, il faut le dire, a montré des résultats très prometteurs dans beaucoup de pays. Il faut élargir ces promesses à plus de pays. Et nous avons besoin
de garder à l'esprit ce que l'on semble avoir oublié, le OPEN. Hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais au niveau des formations sanitaires en périphérie, c'est très important. Ce sont une approche complémentaire et qu'il s'agit de mettre au goût du jour. Et nos services doivent être centrés autour de la personne. Une mère qui vient dans une formation sanitaire, qui a besoin d'un certain nombre de services, de certains services, ne doit pas repartir chez elle sans avoir accédé à ces services. Et donc, des services intégrés, centrés sur la personne sont extrêmement importants. Alors, nous avons le savoir-faire et les outils pour tout ce qu'il y a à faire concernant ces MNT. Le problème, c'est de mettre ces services à disposition dans la périphérie, là où les populations se trouvent. Pour cela, nous avons besoin de moyens extraordinaires, nous avons besoin de redoubler d'efforts. Ceci dans un contexte de ressources en baisse. Il nous faut trouver des solutions durables pour prendre en charge ce problème de santé publique. Par conséquent, pour conclure, je voudrais en appeler à l'ensemble des États membres qui sont représentés ici, mais également aux partenaires qui sont présents à l'heure où nous parlons ou qui ne le sont pas. Je voudrais en appeler à tous pour que nous redoublions d'efforts. Les MNT sont une réalité. Nous sommes confrontés à un défi majeur, mais comme le directeur régional l'a dit, nous ne devons pas permettre que qui que ce soit perde la vie pour un problème auquel nous sommes en mesure de solutionner. Voilà de quoi il s'agit. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Une dernière chose à faire avant d'aller déjeuner, c'est demander à l'ensemble des panélistes que nous avons entendus de se présenter ici devant la table haute avec le docteur Janabi pour que nous puissions donner l'opportunité aux paparazzi de faire leur travail. Merci beaucoup. The beginning. So the last four panelists, Dr. Parag earlier as well, Dr. Aniro Nomel, Dr. Bo Malenya, Dr. Kisaka, Mr. Chumia, Dr. Nyako, Dr. Nyako, there, Dr. Mr. Chuma, Dr. Kisaka, Dr. Aniro Nomel, Dr. Bo Malenya, all the presenters from earlier, and the RD, of course, all the speakers. Good session. That's why I became a supplementary, because it built on what the president is saying, and it builds on my own family experience and possibly yours as well. Because it's been one of the biggest academics that healthcare not just in the massive area, but also the people who's possibly more sophisticated apart.
Surtout le moment de la saison de pluie, il y a la présence de certaines mouches et les fourreaux. Hein, mais ça nous dérange. Auparavant, on avait des problèmes de la vie. Nombreux, la population se sentait plus bien, ne voyait plus bien. Et
les gratter, les gens grattaient n'importe comment. La stratégie mère reconnue aujourd'hui pour lutter contre l'onchocercose, c'est la distribution de masse de médicaments. Les médicaments sont donnés gratuitement au Congo. Nous recevons du médicament des partenaires par le truchement de l'OMS. Mon travail consiste à éduquer, à communiquer avec la population, à leur inciter à prendre les médicaments qui sont nécessaires pour la vie. C'est une occasion qui nous offre, que l'OMS nous offre, pour que la population soit en parfait état de santé. Oyo na meli kisi, nganga bayi apesinga kisi na meli. Na meli kisi yango oyo apesinga kisi na meli, donc yango oyo bala nanga yekumi kosila, donc aza siri ko yekosila. Sikoyo na zo grate, mais lokola apesinga kisi na zo grate lisusu. Eliminating onchocerciasis prevents the physical disability from blindness and just chronic illness, and enables communities to participate in economic activities that will improve their social well-being. Eliminating onchocerciasis is about improving social inequalities that exist in our communities. Há 2 anos atrás, nós começamos uma atividade de busca ativa no terreno para descartar os casos de ancianias em São Tomé e Príncipe, para termos os melhores dados e assim tentarmos concorrer para a eliminação. Nós temos pacientes que são triados por enfermeiros. Estes pacientes têm manchas, que é uma das características dos sinais, né, que podemos dizer, que nos orientam para que o paciente tenha ou não suspeita desta doença, que é a hanseníase. E aí nós começamos a examiná-los, fazendo questionário e dar recomendações. Em 2016, a criança era menor de 5 anos e foi diagnosticado com lepra. Esta criança ainda está até hoje sobre os nossos cuidados e vamos vendo, seguindo a criança para saber em que ponto de situação estava. Hoje a criança já tem seus 12, 13 anos. Ela internou, essa menina começou a seguir ela, fez ela tratamento, mas não vai fora, mas por às vezes, ela está aqui para casa. Tivemos 2 consultorias internacionais neste âmbito, onde nós podemos fazer algumas formações dos nossos técnicos das áreas de saúde e assim melhorar essa busca das pessoas com possivelmente hanseníase. You know, almost half of the world's population and nearly half of Africa's population
is affected by oral diseases. Over the last 3 decades, the African region has battled a growing oral health crisis. Globally, the region has witnessed the highest increase in cases of tooth decay. Bonsoir, chers tous. On va reprendre. Africa also has the highest number of oral cases. Devastating. Donc, je ne sais pas si tout le monde est rentré. Nous allons commencer par la République centrafricaine. Les Seychelles se préparent. Mais je pense que les militaires sont un peu changés. C'est 2 minutes que vous aurez. La République centrafricaine est là. La République centrafricaine est là. Ok, on peut commencer. Merci. Merci, Madame la Présidente. La République centrafricaine félicite le secrétariat pour la qualité des documents présentés. À l'instar de votre pays de la région, la République centrafricaine fait face à des menaces sanitaires multiples. Ces 2 dernières années, le pays a enregistré des épidémies de fièvre jaune, de rougeole, de méningite, de poliomyélite de souche vaccinale et de mpox, ainsi que les catastrophes naturelles telles que les inondations et les déplacements massifs des populations liées aux conflits armés. Ces chocs fragilisent un système de santé déjà marqué par une faible densité en ressources humaines, une surveillance encore limitée et une dépendance importante au financement extérieur. Ces crises rappellent l'urgence de bâtir un système de santé résilient et intégré. En réponse, la République centrafricaine a entrepris plusieurs actions, parmi lesquelles l'adaptation et le déploiement du guide de CMR de 3e génération dans l'ensemble des districts sanitaires du pays, l'élaboration du plan national de sécurité sanitaire, la conduite de l'examen universel de santé en tant que pays pilote, la formation du personnel grâce aux initiatives par les recherches de l'OMS et en prenant en compte l'approche une seule santé. Toutefois, nos capacités de surveillance génomique, la gestion des urgences transfrontalières et le financement durable de la sécurité sanitaire restent limités. Nous rappelons à l'OMS à intensifier l'appui technique, notamment pour le renforcement des capacités en matière de RSI, de la surveillance génomique. Aussi, l'accompagnement dans la coordination transfrontalière et la conduite de l'IHPR par les États membres. La République centrafricaine réaffirme son engagement à travailler avec tous les États membres et l'OMS pour bâtir une Afrique sûre, résiliente et mieux préparée aux menaces sanitaires. La République centrafricaine soutient pleinement la stratégie régionale proposée par l'OMS visant à renforcer la sécurité sanitaire en Afrique et prendre des mesures proposées et toutefois invite les autres pays membres à pouvoir l'adopter. Je vous remercie. Merci à la République centrafricaine. Merci pour la parole et le débat se prépare. Honorable Chair. Honorable Président, le gouvernement des Seychelles approuve pleinement le document à la sécurité sanitaire, quelque chose d'innovant, apportant des solutions à travers des solutions améliorées pour sauvegarder la région. À travers ce partenariat, le partenariat entre le gouvernement, les organes internationaux et les agences assure une agence commune contre la menace sanitaire. Les Seychelles nous assurent leur soutien à travers cette stratégie et surtout dans le cadre sanitaire qui nous permet de détecter des flambées très promptement. Les crises connues par la région récemment soulignent la situation urgente de cette mission. Améliorer les systèmes sanitaires et les capacités peuvent nous aider à atténuer les risques futurs avant qu'ils ne s'aggravent. Les Seychelles sont engagées dans ce voyage à travers l'innovation, les partenariats, et cela nous permettra d'avoir une Afrique sûre d'ici 2030. Je vous remercie, Madame la Présidente. Seychelles, le Bénin a la parole et le Sénégal se prépare. Madame la Présidente, pour la proposition d'un cadre de mise en œuvre des stratégies de renforcement de la sécurité sanitaire dans notre région. Le Bénin s'est engagé ces dernières années dans des réformes et innovations pour le renforcement de la sécurité sanitaire. Il s'agit de la création du Centre des opérations des urgences de santé publique, COUS, qui prend progressivement son envol, de la construction de 4 centres départementaux de traitement des 65
à 100 lits et la construction en cours de 2 autres, permettant ainsi de couvrir chaque région du pays. Ces centres, entre 2 épidémies, sont dédiés à la prise en charge des autres maladies infectieuses. Le Bénin met en œuvre également d'autres interventions, comme la construction des équipes d'intervention, la constitution des équipes d'intervention rapide dans tous les départements et zones sanitaires dans une approche une seule santé. La formation des épidémiologistes de terrain de tous les niveaux, l'acquisition de 188 ambulances en une seule fois cette année pour le transport médicalisé des patients, y compris en cas de riposte aux urgences sanitaires. La mise en œuvre de la santé communautaire avec plus de 200, avec un relais pour 200 ménages. Ces relais sont supervisés par les infirmiers et assurent entre autres tâches la surveillance des maladies à potentiel épidémique au quotidien au niveau des familles avec un rapportage électronique immédiat en cas de détection de cas. Le Bénin estime que nos systèmes de santé peuvent réduire considérablement l'impact des urgences sanitaires. Le Bénin appelle à une solidarité régionale renforcée pour mettre en place des systèmes résilients face aux urgences sanitaires. Je vous remercie. Merci au Bénin. Le Sénégal a la parole et l'Angola se prépare. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les délégués, le Sénégal a examiné avec attention le document AFRC 7510 portant sur le renforcement de la sécurité sanitaire en Afrique, améliorer la détection des événements, mettre en place des systèmes résilients et favoriser les partenariats stratégiques. Notre pays adhère aux défis identifiés et aux actions proposées. En effet, le Sénégal, concernant la mise en œuvre de la CIMR, à l'échelle infranationale, le Sénégal a déjà formé l'ensemble des acteurs au niveau intermédiaire et local sous la 3e édition de la surveillance intégrée des maladies et de la riposte. Cependant, notre pays doit relever le défi de la surveillance basée sur les événements et la digitalisation intégrale du système de surveillance épidémiologique à travers le DHS2 Tracker. Notre système de laboratoire dispose de performances remarquables avec des laboratoires de référence au niveau national avec de grandes capacités de surveillance génomique. En revanche, nous devons relever le défi des capacités de laboratoire au niveau intermédiaire. De ce fait, notre pays a mis en œuvre un important programme de renforcement du laboratoire national de santé publique et d'un laboratoire de référence dans chaque pôle territorial. En ce qui concerne le financement, le partenariat et la gestion transfrontalière, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires et les pays voisins pour un renforcement global de la sécurité sanitaire. De même, nous travaillons au renforcement des ressources humaines de qualité pour la sécurité sanitaire, surtout pour les zones défavorisées avec la formation FTTP en gestion des urgences sanitaires et dans d'autres thèmes pertinents. Mesdames, Messieurs les délégués, le Sénégal félicite à nouveau les acteurs et s'engage pour un renforcement de la sécurité sanitaire. Je vous remercie. Merci au Sénégal. L'Angola a la parole et la Zambie se prépare. Muito obrigada, senhora. Je vous remercie, Madame la Présidente. L'Angola félicite le secrétariat pour le document qui nous est présenté. Il aborde l'un des piliers fondamentaux pour la santé dans notre région, le renforcement des systèmes sanitaires en Afrique. Nous sommes engagés à renforcer les systèmes de vigilance épidémiologique et la création d'un centre dédié aux émergents, aux urgences sanitaires au niveau national et au niveau des provinces. Le renforcement des équipes de riposte multidisciplinaires, le maintien des antennes épidémiologiques qui sont dotées de matériel de communication, de moyens de transport également. Il s'agit aussi de renforcer la mise en œuvre de l'approche Une Santé. Il ne s'agit pas simplement du travail du ministère de la Santé, mais il faut aussi une coordination intersectorielle, une gouvernance efficace et par-dessus tout des partenariats stratégiques au niveau national comme au niveau international. Donc, nous soulignons ici le rôle essentiel du gouvernement, de l'OMS, de l'UNICEF, du CDC Afrique, des institutions régionales, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent nos pays en période de crise.
le renforcement de la sécurité sanitaire et la stabilité sociale. L'Angola, je vous remercie. Madame la Présidente, l'Assemblée soutient ce programme de renforcement de la sécurité sanitaire en Afrique et améliorer la détection des événements, mettre en place des systèmes résilients et favoriser les partenariats stratégiques. Ce profil, dans son changement des maladies, les dynamiques géopolitiques et les leçons apprises des flambées récentes permettent de déterminer que la Zambie, avec le renforcement de ces systèmes, a pu être en mesure de faire face et permettre de pouvoir faire face à ces événements dans le futur. Les systèmes résilients pourront permettre à la Zambie d'opérationnaliser l'institut sanitaire qui détient la capacité de faire face à ces événements. Ces structures sont également présentes dans les régions de la Zambie. Et cela permet également à la Zambie d'accroître ses compétences. Pour ce qui est des laboratoires, la Zambie a élargi ses capacités en laboratoire à travers des capacités de multiplication de force de main-d'œuvre. La Zambie a également investi dans des systèmes d'information électronique dans de nombreux domaines en utilisant le concept d'interopérabilité. Encourager les partenariats. La Zambie a entamé des partenariats dans les domaines suivants: la recherche et le développement, les systèmes de surveillance, l'échange d'informations, les contre-mesures médicales et l'intelligence artificielle. Et nous aimerions que ce partenariat entre les organes multilatéraux et latéraux puisse se faire. Merci, Madame la Présidente. En 2024, nous avons eu plus d'une centaine d'événements sanitaires. Cela est dû souvent à des situations sécuritaires, environnementales et climatiques. L'Afrique est donc en train de gérer pas seulement des situations sanitaires, mais des situations multidisciplinaires. Et donc, il faut vraiment des partenariats entre nos pays, entre nos régions. Toutefois, nous notons que ces urgences sanitaires sont généralement gérées par des acteurs en dehors de l'Afrique. Aujourd'hui, par exemple, le hub de l'OMS à Berlin est celui-là qui gère de nombreuses urgences sanitaires sur le continent. En dépit de ce que j'ai dit, eh bien, le Kenya continue de renforcer son système IDSR. Et en ce moment, nous sommes à la 3e phase des guides techniques que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous renforçons nos capacités digitales dans les différentes régions et nous réalisons des activités de surveillance électronique basées sur des évidences. En plus de cela, eh bien, nous avons des activités de surveillance de proximité dans pratiquement d'une centaine de communautés. Nous avons également une plateforme One Health qui permet de détecter les différentes menaces au niveau environnemental, animal et humain. Nous procédons également à des activités de surveillance, gémoniques que nous réalisons avec nos laboratoires et nous sommes disposés à travailler avec des États membres de la région pour partager des connaissances sur ce thème. Nous invitons ici à un soutien continu, notamment au niveau financier, ce qui permettra d'élargir notre action avec d'autres partenaires aussi bien régionaux qu'internationaux. Madame la Présidente, merci. Mon pays félicite le secrétariat pour le document qui nous est présenté. Nous investissons dans mon pays énormément dans la
vigilance, la coordination multisectorielle. Et grâce au concours de l'OMS, nous sommes en passe de mettre en place un centre national de la surveillance. Nous renforçons également les capacités des acteurs ou du personnel de ce centre avec un concours de l'Institut de gestion des catastrophes naturelles. Les activités de vigilance, de surveillance permettra une bonne mise en œuvre de la surveillance épidémiologique. Nous avons progressé également en termes de numérisation et de l'intégration du système de suivi des maladies, ce qui permet également la détection rapide des flambées épidémiques. Nous avons également renforcé les capacités des laboratoires. Aujourd'hui, dans toutes les provinces du pays, nous avons des laboratoires modernes, ce qui permet une analyse rapide pour la détection des agents pathogènes. En ce qui concerne également les formations, eh bien, elles sont destinées aux épidémiologistes, aux agents de santé qui sont capables aujourd'hui de détecter de manière précoce et de riposter rapidement à des événements sanitaires. Nous reconnaissons toutefois la persistance des défis, des ressources financières limitées, les inégalités régionales et la nécessité de continuer des efforts financiers, d'adopter de nouvelles technologies, ce qui permettra de renforcer la vigilance électronique. En conclusion, nous nous prononçons en faveur de l'adoption de ce document. Je vous remercie de votre attention, Madame la Présidente. Mozambique, RDC et la Tanzanie sur le pas. Merci, Madame la Présidente. La République démocratique du Congo approuve le rapport du secrétariat sur la question sous examen et l'en félicite. Durant la dernière décennie, la RDC a enregistré plusieurs flambées épidémiques, notamment les épidémies de la maladie à virus Ebola, de la fièvre jaune et de la rougeole, pour ne citer que celles-là. Actuellement, la RDC est confrontée à une grande épidémie de mpox et de choléra. Notons que la persistance de l'insécurité à l'est du pays, depuis plus de 3 décennies, a occasionné des millions de déplacés internes, entraînant une crise humanitaire continue à laquelle le pays fait face. Pour lutter contre tous ces événements, le gouvernement de la RDC a mis en place des structures pérennes pour répondre efficacement aux différentes situations d'urgence, notamment la création de l'Institut national de santé publique, qui porte en son sein le Centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP, la mise en œuvre de l'initiative SURGE avec l'appui financier et technique de l'OMS, la formation des équipes d'intervention rapide, des épidémiologistes de terrain, des gestionnaires des urgences de santé publique et des cadres des 26 provinces en SIMR 3e édition, ainsi que la mise en place de la plateforme de visualisation des données en respectant l'approche Une seule santé. Le délai de détection entre les alertes et les investigations qui s'est raccourci et l'effectivité de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Malgré les efforts fournis, la RDC, continue à faire face à plusieurs défis, notamment en rapport avec la surveillance environnementale, la mise en place d'un réseau de laboratoires et le renforcement de la digitalisation. La RDC exprime ses vifs remerciements aux différentes parties prenantes, dont l'OMS, pour l'accompagnement tant technique que financier durant toutes ces années pour le renforcement de la sécurité sanitaire. Je vous remercie. Merci RDC. Tanzanie a la parole et Soudan du Sud se prépare. Thank you, Madame Chair. Merci, Madame la Présidente. La République unie de Tanzanie confirme son engagement au renforcement la détection précoce et au renforcement des systèmes de santé publique et encourage les partenariats pour l'action. Nous avons pu doter nos communautés de professionnels de la santé mieux formés, et cela à travers un système de communication en ligne gratuit. Nous avons mis également en place une plateforme de détection des épidémies, et cela permettant la détection précoce. La Tanzanie a également renforcé ses capacités en laboratoire à travers des systèmes de séquençage génomique et la formation de son personnel.
Cela nous a permis de doter le système de données pour pouvoir détecter le virus de Marburg, entre autres. Et en ce qui concerne les frontières, la Tanzanie, ainsi sur la collaboration régionale, nous avons installé des systèmes numériques à tous les points d'entrée, ainsi que des systèmes réglementés pour pouvoir nous permettre d'intervenir et de nous préparer aux situations sanitaires urgentes. Nous sommes soutenus par la collaboration multisectorielle, la mise en place de données pouvant nous permettre la détection précoce. Reconnaissant l'importance des ressources humaines, la Tanzanie a mis en place des programmes pour la formation de professionnels de la santé et a permis également de mettre en place des programmes de formation dans les laboratoires. La Tanzanie remercie les partenaires pour leur soutien et approuve et recommande l'approbation de ce document. Nous espérons pouvoir avancer grâce à la collaboration avec les partenaires régionaux. Ça se prépare. Merci, Madame la Présidente. Le Soudan du Sud soutient ce document. Il approuve le document intitulé « Renforcer la sécurité sanitaire en Afrique, améliorer la détection des événements, mettre en place des systèmes résilients et favoriser les partenariats ». En termes de surveillance, eh bien, nous sommes déjà à la 3e édition du SIMR dans pratiquement tous les côtés. Nous avons aussi des systèmes digitalisés, notamment le IDSA, et nous sommes en train de déployer des formations dans 40 des districts de notre pays. Aussi, nous avons des activités transfrontalières avec 7 des pays voisins. Nous renforçons nos capacités de laboratoire et en termes de préparation et de résilience, nous avons aujourd'hui un plan de résilience qui est déjà élaboré et nous avons aussi un plan de préparation et de riposte qui correspond au profil de risque de notre pays. Nous avons également lancé un plan approche une seule santé au niveau national et dans 7 des États de notre pays. Nous avons également la formation de plus de 7 cohortes d'épidémiologistes. En ce moment, nous sommes maintenant à la formation de la première cohorte au niveau intermédiaire. Concernant le déploiement du système RRT et l'intégration de l'approche One Health, nous avons également enregistré des avantages. Nous avons une bonne répartition des personnel de la santé, ce qui est nécessaire pour préserver les populations et pouvoir avancer en termes de couverture sanitaire universelle. Enfin, Madame la Présidente, j'aimerais porter à votre attention que nous sommes en phase avec les actions qui sont proposées dans le document afin de renforcer la sécurité sanitaire, améliorer la détection des événements et favoriser les partenariats stratégiques. Comment se prépare? Merci, Madame la Présidente. La délégation du Burkina Faso félicite le secrétariat pour la qualité de son rapport qui met en lumière les défis auxquels la région est confrontée. Le Burkina Faso multiplie les actions stratégiques en vue du renforcement de la sécurité sanitaire, notamment ses capacités de détection précoce des risques d'événements de santé publique, ainsi que la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte sanitaire, appuyée depuis 2021 par un guide technique aligné sur l'OMS et l'introduction de la surveillance basée sur les événements. Dans la même dynamique, le Centre des opérations et de développement aux urgences sanitaires, opérationnel depuis 2018, assure la gestion des crises, tandis que la plateforme One Health, créée en 2020, favorise la collaboration intersectorielle dans l'optique d'améliorer la coordination multisectorielle. Dans le cadre du règlement sanitaire international, institué en 2024 le point focal national. Réaliser une seconde évaluation externe conjointe du RSI en 2024 et élaborer un plan d'action national de sécurité sanitaire 2025-2029. Ma délégation voudrait exhorter l'OMS à renforcer les capacités de base en matière de RSI par la formation, l'assistance technique et le développement institutionnel, ainsi que les capacités en matière de diagnostic et de génomique. Pour terminer, la délégation de Burkina Faso prend note des mesures proposées dans le document. Je vous remercie. Merci Burkina Faso. Les Comores ont la parole et l'Algérie se prépare. Madame la Présidente, l'Union des Comores, petit État insulaire en développement,
restent exposés à des épidémies transfrontalières, aux aléas climatiques, cyclones, inondations, éruptions volcaniques et aux risques liés à la mobilité humaine et animale. En 2024, l'Union des Comores a été confrontée à une épidémie de choléra importée, révélant la fragilité du pays face aux flambées transfrontalières. Cette situation s'est déroulée dans un contexte marqué par des risques multiples, comme les maladies émergentes, l'insécurité alimentaire, les pressions climatiques et la forte mobilité entre les îles. Ces menaces soulignent l'importance cruciale du renforcement de la détection précoce et de la résilience du système de santé. La surveillance reste partielle. Le laboratoire national de santé publique inexistant, l'approche One Health limitée à la santé humaine et animale, la santé environnementale non intégrée. La mise en œuvre des cadres régionaux de l'OMS, CMR 2020-2030, stratégie régionale de sécurité sanitaire 2022-2030, accord sur les pandémies 2024, constitue une opportunité pour les Comores d'améliorer leurs dispositifs de surveillance et de riposte. Dans ce contexte, des mesures importantes ont été mises en œuvre. Adoption et révision du guide SMR 3e édition, formation en cascade de points focaux SMR dans toutes les régions, disponibilité dans les 17 districts sanitaires de points focaux, surveillance, formée et suivie à travers des réunions de coordination hebdomadaires, disponibilité de guides SMR en version électronique et papier dans toutes les structures, participation à l'exercice de simulation régionale en 2022, évaluation des 19 capacités du RSI en 2017, revue interaction faite pendant l'épidémie de choléra en septembre 2024, existence des systèmes de surveillance à base communautaire réalisés par les agents de santé communautaire via la plateforme ONIS, création et intégration de la communauté comorienne sur la plateforme EUS, renforcement des capacités du personnel de laboratoire sur la surveillance génomique, création des réseaux nationaux. Merci les Comores. Merci. Et l'Algérie. Bonjour, merci Madame la Présidente. Je remercie le secrétariat pour le rapport présenté et voudrais faire part à cette occasion de quelques mesures prises par mon gouvernement pour renforcer la sécurité sanitaire. Dans le cadre de la résurgence de certaines pandémies et de l'avènement du Covid-19, l'Algérie a institué en 2020 l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Cette agence autonome inscrit sa stratégie et son plan d'action autour de la mise en place d'un système national d'anticipation et pour la prise en charge des effets de l'environnement, du changement climatique et de la qualité de la nutrition sur la santé. La stratégie nationale de sécurité sanitaire établie par le gouvernement pour la période 2025-2030 s'articule donc autour de la promotion d'une approche proactive de la résilience du système de santé et d'une approche intégrée reconnaissant l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. S'agissant du partenariat, l'agence a conclu en juillet dernier un accord de partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour faire avancer la recherche et la formation dans le domaine de la sécurité sanitaire. Enfin, l'agence établit des bulletins de veille hebdomadaires sur les situations épidémiologiques dans le monde, en particulier celles pouvant avoir des impacts directs sur les populations du pays. Je vous remercie. Merci à l'Algérie et merci distingués délégués. Et nous voyons peu de demandes de prise de parole de la part des États membres. Il y en a? Où ça? Madagascar. Madagascar, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madagascar salue les avancées présentées par le secrétariat. En 2020, Madagascar a franchi une étape importante en adoptant la 3e édition du guide SIMR. En 2023, nous avons renforcé ce dispositif en introduisant la surveillance basée sur les événements, ayant permis d'élargir notre système d'alerte précoce jusqu'au niveau communautaire. Nous avons rendu pleinement opérationnel un centre national des opérations d'urgence en santé publique, ainsi que 12 courses régionaux. Nous avons également consolidé notre approche One Health à travers la plateforme multisectorielle fonctionnelle One Health.
Nous disposons des ressources humaines qualifiées, d'épidémiologistes, d'équipes d'intervention rapide et d'équipes SURGE. Madagascar s'est aussi engagé dans la digitalisation du système intégré de surveillance épidémiologique et de laboratoire, en impliquant les données de tous les secteurs clés du One Health. Nous organisons régulièrement des exercices de simulation afin de tester et d'améliorer nos capacités de préparation et de riposte. Et tout récemment, nous avons soumis notre rapport VIE confirmant notre volonté de transparence et de progrès. Cependant, nous faisons face à des défis majeurs, le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments et le développement des capacités de nos laboratoires en surveillance génomique afin de garantir une détection rapide et efficace des épidémies. Malgré ces défis, Madagascar réaffirme aujourd'hui son engagement total pour une sécurité sanitaire renforcée. Nous sommes prêts à bâtir un système résilient capable de détecter et répondre efficacement aux menaces sanitaires au bénéfice de nos populations malagasy et de la communauté régionale de l'Afrique. Je vous remercie. Merci Madagascar. Donc, j'invite les représentants des États membres d'autres régions, d'institutions du système des Nations Unies et d'autres organisations gouvernementales qui souhaitent s'exprimer à lever leur plaque nominative. Et je vous rappelle que vous avez 1 minute par intervention. Merci. Pour le moment, on voit IAEA. Vous avez la parole. Thank you, Madam Chair. Since the launch... Merci, Madame la Présidente. Depuis le lancement de l'initiative en 2022, 21 États membres se sont joints à l'initiative, cette initiative pour l'espoir, y compris l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, alors que l'Égypte va bientôt signer. Les contributions faites par les bailleurs de fonds et les partenaires pour ceux qui participent pour la première fois ont permis d'effectuer des formations sur le long et le court terme en Afrique du Sud, au Bénin, Tchad, Kenya, Malawi et Sénégal. Et en plus, on a pu se procurer du matériel au Kenya, au Niger et d'autres équipements au Bénin et Sénégal. Cela n'aurait pu se faire sans un partenariat efficace. C'est pour ça que l'AEA travaille avec des organisations internationales et des institutions comme la Banque de développement africaine, ainsi que le secteur privé pour pouvoir trouver les ressources et avoir un impact plus poussé. Merci. Donc, précieuse. Et je comprends que plusieurs acteurs étatiques ont demandé à faire des déclarations sur ce point à l'ordre du jour. Et je les invite à présent à prendre la parole. Donc, on va commencer par International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Vous avez la parole pour 1 minute. Merci. Thank you, Chairperson. Distinguished Delegate, ISPRM. Merci, Madame la Présidente. Notre organisation travaille avec l'OMS et nous notons les priorités pour renforcer la sécurité sanitaire en Afrique. Ce document est le bienvenu. Ce document doit faire partie de la préparation, la riposte pour aider les populations à être rééduquées, à se réadapter, participer à leur vie, à la vie quotidienne de leur pays et contribuer économiquement. Nous invitons donc ici les États membres à intégrer la réadaptation et les technologies d'assistance dans cette stratégie sécuritaire de la santé, à bâtir également des partenariats avec des acteurs de la réadaptation au niveau local, au niveau national pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole. This agenda item raises a... Ce point l'ordre du jour soulève des questions existentielles et le lien qui s'oppose entre la préparation et le changement climatique, et cela dans les situations d'urgence. Il remet également sur le tapis la question de la dépendance aux bailleurs de fonds. Nous avons aussi des initiatives comme le système de données One Health et les investissements pour le développement de la main-d'œuvre. Il faut également tenir compte de la question de l'intervention du secteur privé.
il ne faudrait pas non plus éliminer l'approche centrée sur les humains. Il faut plutôt promouvoir la question de PPP, combinant les écarts en faisant payer aux entreprises leur quote-part des taxes pour le changement climatique. Pour la sécurité sanitaire, il faut placer les gens au centre des discussions, les individus. Maintenant, c'est FMSR, Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. Honorable Chair. Madame la Présidente, les délégués, la sécurité sanitaire en Afrique n'est pas un choix, c'est un devoir. Les enfants, les communautés qui ne sont pas équipées, eh bien, sont livrés à eux-mêmes. Or, nous avons besoin d'équité et de renforcement des capacités. Donc, nous appelons à une action transfrontalière et au renforcement des laboratoires pour la détection rapide, la formation du personnel, le meilleur engagement avec la jeunesse et la société civile et le financement au-delà même des cycles prédéfinis. Nous pensons qu'il faut renforcer la sensibilisation et nous souhaitons vous accompagner aujourd'hui et à l'avenir. Nous demandons à ce comité de ne pas voir seulement les jeunes comme des bénéficiaires, mais comme étant des acteurs, des alliés qui peuvent vous aider à bâtir une Afrique plus juste et en meilleure santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, c'est UNF, United Nations Foundation. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, distinguée déléguée, dans un système intégré qui est central à la prise de décision et pour gérer les menaces sanitaires, la Fondation des Nations Unies croit que cette question doit être traitée de manière prioritaire et en tant que telle, nous acceptons et approuvons les approches de ce document. Reconnaissant le rôle de l'OMS pour ce qui est de l'action à entreprendre dans les pays, nous engageons à travailler avec l'Afrique, les pays et les autres régions pour avancer vers ces objectifs. Pour ce qui est des négociations dans l'accès et les mécanismes tels que l'on a discuté dans la réunion de haut niveau, nous aimerions pouvoir mettre l'accent sur ces cibles, augmenter les partenariats, surtout en matière de surveillance des maladies. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, médecine for malaria aventure, MMV. Thank you, madame. Je vous remercie, Madame la Présidente. La résistance aux antipalégiques est aujourd'hui une menace internationale, en particulier en Afrique. Notre organisation exhorte les États membres à dédier des ressources au niveau national ainsi qu'au régional avec les acteurs publics et privés pour la surveillance de la résistance aux antipalégiques. Notre organisation nous demande également d'adopter la stratégie de l'OMS pour une thérapie à plusieurs niveaux, ce qui permettra de réduire la dépendance à un seul médicament et pour également pouvoir prévenir le paludisme. Enfin, nous invitons les États membres au développement de la recherche pour la production de nouveaux médicaments, ce qui permettra de donner des alternatives à cette résistance aux antipalégiques sur le continent. Je vous remercie. L'Association des étudiants en médecine d'Afrique, FAMSA. Madame et déléguée distinguée, je prends la parole aujourd'hui au nom de la FAMSA et de tous les étudiants en médecine d'Afrique pour appeler à un engagement renouvelé et inclusif des jeunes en faveur du renforcement des soins de santé primaire. C'est comme la voie la plus inclusive et plus rentable pour bâtir des systèmes de santé résilients et renforcer la préparation aux situations d'urgence. Nous saluons les progrès réalisés jusqu'ici par la région d'Afrique de l'OMS, les États membres et les parties prenantes. Cependant, ces efforts demeurent inégaux et insuffisamment financés. En tant que FAMSA, nous appelons la région d'Afrique de l'OMS, les États membres et les partenaires à impliquer de manière significative les jeunes dans les groupes de travail d'urgence au niveau de régional, national et infranational, dans les campagnes de préparation et dans les efforts d'engagement communautaire. L'Afrique ne peut pas se permettre d'attendre la prochaine pandémie pour agir. Le moment d'agir, c'est maintenant. Je vous remercie. Merci. Et Fédération mondiale du cœur, WHF. Honorable Président, distingué délégué,
le monde, la Fédération mondiale de la santé aimerait recommander à l'OMS, plutôt remercier l'OMS pour ce document. Et nous aimerions souligner le fait que les personnes vivant avec les maladies chroniques non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, font face à des défis majeurs quant à l'état des systèmes de santé en la matière. Ainsi, la Fédération mondiale aimerait encourager la mise en priorité de personnes vivant dans des situations d'urgence et de respecter le programme de sécurité sanitaire. Il faudrait intégrer ces programmes dans les programmes d'intervention d'urgence, dans les soins primaires et la couverture de santé universelle, d'avoir des systèmes résilients permettant un accès continu à la prise en charge et à pouvoir utiliser les données de manière interopérable. Merci. Y a-t-il des observations à faire? Yes, Madame Présidente. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais simplement exprimer ma profonde vous savez, organe. On vous demande quelques minutes de patience, relaxez-vous et ça va aller tout de suite. Merci.
Donc, on attend juste quelques secondes, le temps que mon président s'installe et on va reprendre. Merci. Merci encore une fois. Le programme de travail porte sur le point de l'ordre du jour 15. Dans l'ordre du jour à noter, sur la 76e réunion du comité régional RC 75/12, c'est le document, la référence du document technique. Nous allons porter attention sur le projet d'ordre du jour de la 76e région, session du comité régional. Il y a des commentaires pour les distingués délégués. Et nous allons permettre aux distingués délégués de faire leurs commentaires. Y a-t-il des commentaires des distingués délégués? Éthiopie. Merci, Excellence. Merci. Juste un petit point pour l'ordre du jour que nous aimerions proposer pour le CR 76. Nous pensons que si le comité approuve cette délibération sur le CR, le 76e CR pour l'Afrique, et que l'on ait débattu de l'importance des questions sanitaires, nous aimerions proposer la stratégie de l'OMS publiée en 2023. Et pour ça, il serait impératif d'avoir des stratégies MT pour l'Afrique. Nous avons tiré pas mal de leçons des délibérations que nous avons eues ces 3 derniers jours sur les situations d'urgence. Et si le comité l'approuve, nous aimerions ajouter ce point à l'ordre du jour. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il un autre commentaire? Je n'en vois aucun. Alors, un commentaire des distingués délégués sur la date de la 76e réunion du comité régional. J'invite les délégués à formuler des observations sur les dates de la 76e session du comité régional. Aucun commentaire. Nous allons maintenant déterminer le lieu de la 76e session du comité régional. Permettez-moi de vous rappeler que les critères de sélection d'un État membre souhaitant accueillir une session du comité régional s'appliqueront l'année prochaine afin de déterminer le lieu de la 77e session du comité régional. Et cela se fera pendant le comité régional l'année prochaine. Comme indiqué dans le document AFR RC 75/12, le ministère de la Santé de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a soumis une demande écrite au directeur régional concernant l'accueil de la 76e session du comité régional. Est-ce qu'il y a des observations des distingués délégués en rapport avec cette demande écrite formulée par l'Éthiopie?
Je ne vois aucun commentaire ou aucune demande de prise de parole. Le comité régional est-il prêt à approuver le projet d'ordre du jour provisoire de la 76e session du comité régional tel qu'il est proposé dans le document AFRC 75/12 de la 76e session du comité régional. Nous essayons juste de mentionner la date du 24 au 28 août 2025, du 24 au 28 août 2026. Désolé, c'est 2026. Je ne vois aucune objection à cela. Ainsi en est-il décidé. Distingués délégués et invités, nous arrivons maintenant à la session consacrée aux documents d'information qui font l'objet du point 16 de l'ordre du jour. Étant donné que nous avons 17 documents à examiner au titre de 4 piliers différents, je voudrais proposer que nous prenions ces documents en 4 groupes selon les différents piliers. Veuillez indiquer clairement sur quel document porte votre contribution. Et permettez-moi de vous inviter à faire preuve de concision dans vos observations. Vous êtes maintenant invités à présenter vos observations sur les points suivants. Au titre du pilier 1, intitulé 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle. Les points de l'ordre du jour vont du point 16.1 au point 16.9. J'invite à présent les États membres qui souhaitent faire des commentaires à le faire en levant leur plaque nominative. La parole est ouverte à qui veut la prendre. Côte d'Ivoire, suivi des Seychelles. Vous avez la parole, Côte d'Ivoire. Et pour les autres, vous pouvez juste lever vos plaques et nous allons noter vos noms. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire se réjouit de l'inscription à l'agenda de la 75e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique des différentes thématiques identifiées pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle à un engagement fort du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour soutenir les volets offres de santé, le ministère en charge de la santé a mis un accent particulier sur l'amélioration en couverture des services de santé essentiels, tant au niveau préventif, promotionnel que curatif à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, autour des 10 pôles régionaux d'excellence en santé ou PES, en vue à terme d'une prise en charge complète, intégrée et holistique de la santé des populations selon leurs besoins les plus adaptés à l'intérieur de ces presses et de réduire le nombre des évacuations avec une amélioration de la gouvernance, des plateaux techniques, des infrastructures, la disponibilité des ressources humaines en santé et la disponibilité des médicaments et intrants stratégiques, y compris
les produits sanguins dont le prix de cession a été harmonisé aussi bien au public qu'au privé à 3 000 francs CFA. Ainsi, en 2024, plus de 7 000 professionnels de la santé, toutes catégories confondues, ont été recrutés contre une moyenne de 3 500 par an les années précédentes. Une trentaine de maternités chirurgicales ont été mises en service. Toutes ces interventions associées à celles du programme élargi de vaccination et la poursuite de la stratégie de la gratuité ciblée en faveur des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans ont contribué à la réduction des décès maternels et infantiles, ainsi qu'à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, des adolescents et des jeunes. Il faut aussi noter que la santé bucco-dentaire, la santé mentale, les maladies non transmissibles, la digitalisation du secteur a également été une priorité. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire voudrait réaffirmer son engagement à tendre vers la couverture sanitaire universelle en 2030. Avec un renforcement des ressources humaines endogènes et réitérer ses félicitations au nouveau directeur régional. La Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, veuillez conclure. Merci. Les Seychelles ont la parole. Monsieur le Président, j'aimerais me prononcer sur le document 16.1. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous savons que il y a des cas de résistance aux antimicrobiens qui continuent de causer de nombreuses pertes en vies humaines. Nous continuons de booster les capacités dans notre pays et nous avons signé un partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour endiguer les risques au niveau animal et au niveau de la santé humaine. Nous avons également un mécanisme fonctionnel. Nous organisons régulièrement des campagnes au niveau communautaire. Toutefois, nous souhaitons qu'il y ait un accent plus grand sur la sensibilisation et pour que on puisse également former les pharmacistes pour que ces derniers puissent conseiller au comptoir les patients. Des renforcements techniques sont également nécessaires pour pouvoir renforcer le suivi de l'action en termes de AMR, de résistance aux antimicrobiens. Il est impératif que nous puissions mettre l'accent sur le IPC, qui est vraiment le socle pour la réduction des antibiotiques de façon non guidée. Nous renforçons notre capacité à aider les communautés à faire preuve de résilience à l'avenir. Les Seychelles sont engagées à faire avancer cette stratégie de mise en œuvre, de réglementation et de supervision. Merci. Le Burkina Faso a la parole, l'Angola se prépare. Monsieur le Président, nous allons intervenir sur le point 16.13. La délégation du Burkina Faso félicite le secrétariat pour la pertinence de son rapport qui met l'accent sur l'importance de l'autonomisation des communautés pour les soins de santé primaire, la couverture sanitaire universelle et les ODD et la sécurité sanitaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour la participation communautaire 2023-2030 dans la région africaine, le Burkina a adopté la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028, assortie d'un plan d'action triennal afin de renforcer la gouvernance, professionnaliser l'offre communautaire, accélérer la numérisation et améliorer le suivi et l'évaluation ainsi que la mobilisation des ressources. Dans cette dynamique, plusieurs progrès ont été enregistrés. Le recrutement de 32 000 agents de santé à base communautaire et leur déploiement sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones à défi sécuritaire et les milieux périurbains des grandes villes. La mise en œuvre de l'extension de la plateforme e-santé.com avec intégration des données communautaires dans le système d'information sanitaire, les revues régulières des performances et l'adoption d'une stratégie nationale de mobilisation des ressources pour un budget de 235 milliards sur 5 ans. En perspective, nous envisageons accélérer la numérisation des outils des interventions et sécuriser un financement pérenne grâce à la transparence et à l'alignement des partenaires. Pour terminer, nous prenons note du rapport et réaffirmons la disponibilité du Burkina à poursuivre la coopération avec l'OMS pour une mise en œuvre efficiente de la stratégie. Je vous remercie.
l'Angola, puis la République centrafricaine. Monsieur le Président, merci de nous accorder la parole. J'aimerais aborder le point 16.7. Pour dire que le système de santé est universel en Angola, pour répondre aux besoins des populations et pour mettre la vie humaine au centre de nos interventions, nous élargissons et augmentons le niveau des infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, nous sommes passés de plus de 2000 centres de santé à plus de 3500 centres de santé dans la première partie de cette année, en mettant l'accent sur les soins de santé primaires qui représentent plus de 59% des unités sanitaires. Depuis 2017, nous avons augmenté le personnel de la santé. Il y a des programmes spécifiques jusqu'à 2028 où nous avons l'intention de former un peu moins de 40 000 professionnels de la santé dans différentes catégories avec comme centre d'intérêt la santé générale et la santé familiale, ce qui nous permettra d'avancer vers la CSU. Et nous réalisons également des avancées en termes de digitalisation et pour ce faire, nous comptons sur davantage de volonté politique et de financement. Nous avons pu avancer dans la réduction de la mortalité infantile de moins de 5 ans, ce qui est un indicateur qui démontre que notre effort porte des fruits. Nous continuons à passer de 24 sur 1000 à moins de 10 décès sur 1000 naissances vivantes. L'Angola a l'intention de poursuivre ses efforts de consolidation du système de santé pour ne laisser personne de côté. Je vous remercie, Monsieur le Président. La République centrafricaine, le Sénégal se prépare. Notre intervention concerne le point 16.1. Monsieur le Président, la République centrafricaine félicite le secrétariat du Comité régional de l'OMS pour la qualité du rapport présenté et salue les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la région africaine. Au niveau national, la RCA a enregistré des progrès, notamment l'élaboration d'un plan d'action national budgétisé de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, l'intégration du pays au système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et l'organisation d'un atelier national de consensus sur la gouvernance de la résistance aux antimicrobiens. L'Organisation mondiale de la santé est ainsi sollicitée pour renforcer son appui technique en vue d'accélérer la mise en œuvre efficace de ce plan d'action. La République centrafricaine, Monsieur le Président, réaffirme son soutien aux mesures proposées et encourage tous les États membres à les adopter pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer pour un avenir où les antimicrobiens continueront de sauver des vies. Je vous remercie. Le Sénégal, le Guinée se prépare. Le Sénégal voudrait faire une déclaration au titre de l'item 6.7. Le Sénégal félicite le secrétariat pour la production de rapports d'étape sur le cadre de développement des systèmes de santé vers la couverture sanitaire universelle. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, aspire à avancer vers la couverture sanitaire universelle. À ce titre, nous avons élaboré une stratégie nationale de financement de la santé pour tendre vers la couverture sanitaire universelle couvrant la période 2017-2022. La mise en œuvre de cette stratégie a permis de faire progresser le taux de couverture contre le risque financier lié à la maladie de 49% en 2017 à 53,2% en 2021. S'agissant de l'offre de prestations de santé de qualité, l'indice de couverture de services de santé essentiels est passé de 47% en 2017 à 49% en 2019. Conformément à la vision du chef de l'État pour un Sénégal souverain, juste et prospère, et l'axe 2 de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, capital de qualité et équité sociale, une nouvelle stratégie nationale de développement de la CSU a été élaborée et s'articule autour des orientations suivantes. Amélioration de la disponibilité de prestations de qualité intégrée, complète et équitable, promotion d'un système inclusif de protection des populations contre les risques financiers liés à la maladie avec une assurance maladie obligatoire, renforcement des interventions multisectorielles dans le cadre de la gestion des déterminants de la santé
mobilisation accrue des ressources financières et renforcement de la gouvernance. Le Sénégal invite donc le comité régional à prendre note du rapport, à encourager l'Organisation mondiale de la santé à soutenir les pays pour la mise en œuvre effective des activités identifiées et des recommandations formulées. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Kenya, suivi du Togo. Merci, M. le Président. Le Kenya a parlé de la couverture sanitaire universelle et le Kenya, dont les progrès s'alignent aux objectifs de l'accès équitable à la santé et dans son approche sur le programme allant jusqu'à 2020-2027. Et pour ce qui est de l'économie numérique, le Kenya a entamé des réformes sanitaires. En 2023, le Kenya a pu mettre en place 4 projets de loi qui établissent l'autorité sanitaire pleinement opérationnalisée en novembre dernier. Et à présent, nous avons plus de 23 millions de membres et des dépendants ainsi que des domiciles, des ménages. Nous avons également introduit ce que l'on appelle l'IPA polé, c'est-à-dire payer lentement. C'est un fonds qui permet aux ménages de payer leur assurance médicale avec, bien sûr, des périodes de remboursement flexibles. Le Kenya s'enorgueillit de ce fonds social pour l'assistance médicale qui est soutenu par l'innovation médicale. Et le Kenya renforce ses financements au niveau national de manière à assurer la transition telle que soulignée par les nombreuses initiatives en place. Et tout cela permet de réduire les dépenses des ménages au niveau personnel. Et également, le Kenya s'engage à pouvoir mettre en place des mesures permettant d'accéder à des soins peu coûteux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Togo, suivi du Nigeria. Togo relatif au point 5. Merci, Monsieur le Président. Le Togo félicite le secrétariat pour les progrès réalisés, entre autres, la gestion des troubles mentaux, neurologiques liés à la consommation de substances psychoactives, l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire, les systèmes d'information sanitaire en santé mentale et le financement de la lutte contre les troubles mentaux, neurologiques liés à l'usage des substances psychoactives. Au Togo, les troubles mentaux constituent un phénomène préoccupant. Selon les résultats de l'enquête STEP 2021, la prévalence des personnes interrogées déclarent se sentir déprimées était de 3,1% pendant 14 jours, de 9,7% entre 7 à 14 jours et de 22,3% entre 1 à 7 jours. De même, la prévalence des troubles mentaux au sein de la population dans le district de Région en 2022 montrait une prévalence des troubles mentaux de 35,7% avec principalement les troubles liés à l'usage de substances psychoactives à 16,9%, le risque suicidaire à 15,5%, les troubles de l'humeur à 9,% et les troubles anxieux à 8,8%. Le Togo adhère aux prochaines étapes et à la vision d'une région Afrique où le risque de la santé mentale est atténué. Le dépistage a progressé au sein de laquelle les personnes diagnostiquées ont équitablement accès à des soins de qualité complets à un coût abordable. Le Togo prend note du rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Le Niger. Ghana. Merci, Monsieur le Président. Notre intervention prend sur le point 16.2. Nous félicitons le bureau régional de l'OMS pour son leadership afin de promouvoir la stratégie sur l'innovation ainsi que la réglementation des produits médicamenteux. Le rapport de la dernière réunion démontre un objectif ambitieux pour 2025, notamment la mise en place d'un système national de brevets qui permet d'avoir la flexibilité, mais aussi le renforcement des systèmes d'encadrement des brevets. Tout cela permettra de faire avancer la réglementation des systèmes de santé. Le Nigeria a donc pris des étapes pour s'aligner sur cette priorité régionale. D'abord, nous avons un engagement pour avoir un gouvernement qui est à la pointe de cette réglementation.
notre gouvernement, le 17 avril 2025, a mis un comité interministériel qui est piloté par le vice-président. Et ce comité interministériel regroupe 12 ministères et d'autres secteurs clés. Pour promouvoir les nouvelles technologies, le gouvernement met en œuvre une feuille de route pour l'avancement technologique dans notre pays qui s'aligne sur les priorités régionales. Ensuite, nous avons la chaîne de valeur Santé qui est pilotée par ce qu'on appelle le PIVA, qui est une initiative présidentielle. Enfin, le Nigeria reconnaît aussi le rôle important que jouent les technologies dans la santé. Le Nigeria demeure engagé pour atteindre le niveau de maturité 3 en termes de réglementation de l'OMS. Nous invitons ici les partenaires de l'OMS ainsi que les États membres à toujours accompagner les pays africains pour accélérer l'alignement de nos lois nationales sur les traités et les documents régionaux afin de promouvoir l'accélération des innovations. Ces innovations permettront d'avancer et nous sommes disposés au Nigeria afin de travailler avec les partenaires régionaux afin qu'à l'horizon 2030, nous ne soyons pas simplement des consommateurs, mais surtout des producteurs d'innovations technologiques dans le domaine de la santé. Le Ghana a la parole. La RDC se prépare. Merci. Le Ghana vous remercie de l'opportunité de contribuer au point d'ordre du jour 16.1 et remercier le secrétariat de ce rapport technique avec beaucoup de reconnaissance, surtout vis-à-vis des progrès réalisés dans la région. Le Ghana est en train de mettre en œuvre de nouvelles mesures et un plan d'action tout neuf aligné au plan d'action mondial sur la résistance antimicrobienne. Nous avons pu avoir des accords avec 3 laboratoires de référence pour pouvoir faire des dépistages concernant les bactéries. Ces laboratoires viennent d'être créés. Nous sommes en train de travailler à des enquêtes au regard des EMR et mettre en œuvre des systèmes de traçage des progrès réalisés dans le domaine. Et surtout, pour ce qui est des nouvelles structures, nous avons défini les rôles, les responsabilités et surtout quant à la santé animale au secteur alimentaire, pouvant permettre une collaboration sectorielle, multisectorielle. Dans ce cadre, le Ghana propose les actions suivantes. Améliorer les infrastructures en laboratoire au regard des équipements et des ressources humaines. De promouvoir l'institutionnalisation des programmes phares dans les systèmes de santé primaire. 3. Utiliser la technologie numérique pour l'intégrer dans le cadre de One Health afin d'améliorer l'efficience et la viabilité. 4. Mobiliser les ressources et intégrer les interventions EMR pour ce qui est de l'action suivie sur les EMR. Nous notons les actions proposées dans le rapport. RDC suivi de la Gambie. Merci, Monsieur le Président. La RDC remercie le secrétariat pour la qualité du rapport de situation de la mise en œuvre de plans stratégiques pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la région africaine 2019-2025. La RDC et que la situation de la malnutrition reste préoccupante dans le pays malgré les efforts entrepris par le gouvernement. L'enquête démographique et de santé 2025 montre une prévalence de retard de croissance à 47,8%, tandis que le surpoids touche environ 2% d'enfants de moins de 5 ans. Pour répondre à ce fléau, le pays a élaboré un plan stratégique multisectoriel de nutrition avec comme vision celui de faire de la RDC un pays où chaque individu jouit d'un état nutritionnel meilleur, garantissant le développement d'un capital humain pleinement contributif à l'impulsion du développement socio-économique à l'horizon 2030. La RDC s'est engagée depuis 2023 dans la mise en œuvre des innovations devant soutenir ce plan, notamment l'augmentation des ressources domestiques pour l'acquisition des intrants de nutrition afin d'améliorer la couverture de la prise en charge des cas, l'intégration des activités de nutrition à celles de la vaccination, surtout lors des campagnes de masse, la mise
en chantier de la loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'ouverture des cantines scolaires. Il faut également noter qu'en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2022, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, conscient du poids et de l'impact de la malnutrition au sein de la population, a signé la déclaration du groupe de dialogue présidentiel pour la réduction de la malnutrition chronique en Afrique, aux côtés de 6 autres chefs d'État africains et en partenariat avec la Banque africaine de développement, entre autres. Spécifiquement, le chef de l'État a pris l'engagement de réduire la malnutrition chronique à un taux de 32% d'ici 2030, avec une approche multisectorielle adaptée. Nous sommes convaincus que grâce à l'engagement du chef de l'État, la RDC pourra venir à bout de ce double fardeau de la malnutrition. Nous soutenons et adoptons le rapport du secrétariat. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Gambie se prononce sur le point 16.3. Notre délégation souhaite remercier le secrétariat de l'OMS qui a préparé ce rapport sur le programme TEN+, l'évaluation à mi-parcours. Nous notons également avec préoccupation l'augmentation de la charge de maladies ainsi que l'incapacité de nombreux pays à pouvoir gérer les maladies non transmissibles au niveau des hôpitaux de référence. Nous faisons des efforts d'adaptation et d'utilisation d'approches de gestion des MNT pour des MNT graves. Nous sommes également d'avis avec les rédacteurs de ce rapport sur les défis qui ont été identifiés, notamment le manque de compétences humaines ou en tout cas l'insuffisance de ressources humaines ainsi que les capacités qui sont vraiment sous pression. Notre pays est en train d'élaborer et de mettre en place des protocoles normatifs. Le ministère de la Santé travaille également avec l'association de la drépanocytose dans notre pays pour pouvoir sensibiliser davantage les populations sur la drépanocytose. Grâce au partenariat avec plusieurs partenaires, notamment le CDC, nous avons pu élaborer un programme dédié à la drépanocytose. Malheureusement, du fait de nos difficultés particulières, eh bien, nous invitons le bureau régional de l'OMS à nous aider à mettre l'accent sur ces MTN. 3 niveaux. D'abord, intégrer la prise en charge des MTN à tous les niveaux des centres de santé. 2, améliorer l'accès aux services et aux diagnostics essentiels pour ces conditions. Enfin, la Gambie prend note de ce rapport et soutient son adoption. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Mozambique, maintenant, la parole. Merci de nous accorder la parole. Nous félicitons Monsieur le Président. Alors, nous précisons que nous nous prononçons sur le 4 pour la réglementation des produits de santé. Nous avons approuvé les produits. Désolé, il y a plusieurs micros allumés. Les interprètes entendent difficilement. Désolé, le micro du président est encore allumé. Les interprètes entendent difficilement. Dans le domaine des médicaments et d'autres produits de santé pour l'utilisation des êtres humains au Mozambique. Cette révision permettra de déterminer des normes pour la réglementation de l'autorisation et l'introduction sur le marché de nouveaux médicaments et de produits médicamenteux, les utilisations en milieu clinique et l'utilisation pharmaceutique. Grâce à l'autorisation nationale de gestion des médicaments, nous avons utilisé les outils présentés par l'OMS pour identifier nos lacunes et de renforcer notre système pour que nous atteignions le niveau 3 de l'OMS. En ce moment, nous nous inscrivons dans le système CRP avec l'OMS pour pouvoir harmoniser et assurer la convergence réglementaire. Et nous sommes également membres actifs de l'initiative d'harmonisation de la SADC. Et donc, c'est notre engagement de garantir que le système réglementaire pharmaceutique de notre pays, via notre agence nationale,
obtiennent le niveau de maturité 3 grâce à l'appui de l'OMS. Et donc, nous proposons en faveur de l'adoption de ce rapport. Pour précision, il s'agit du point 16.8, Monsieur le Président. Merci. Madagascar. Liberia, suivi de Madagascar. Merci, honorable président de Liberia. J'aimerais faire son commentaire sur l'ordre du jour 16.1. Honorable président, le Liberia s'aligne à la stratégie et aimerait avancer quant au plan mondial sur la résistance antimicrobienne. À cet effet, le Liberia a développé un plan et s'est attelé à mettre en place un groupe de travail One Health pour pouvoir coordonner et suivre la mise en œuvre. Depuis qu'on a introduit le plan de surveillance ainsi qu'un laboratoire de référence et un laboratoire national, le Liberia a mis en place un système de surveillance du paludisme et s'attelle à pouvoir doter ce système de données EMR. Et cela permet de faciliter le suivi de l'utilisation des produits antimicrobiens. Après cela, l'étape suivante consiste à identifier les écarts et il s'avère que nous devons accroître les activités de sensibilisation, les campagnes, les surveillances internes ainsi que les systèmes qui devraient être plus renforcés à travers tout le réseau One Health. Et à cet effet, le Liberia est sur la bonne voie et attend avec impatience d'atteindre ses objectifs. Merci, Monsieur le Président. Madagascar, suivi du Burundi. Président, c'est relatif aussi au point 16. Madagascar félicite et approuve le rapport établi par le secrétariat. La résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale qui n'épargne pas Madagascar. Madagascar s'est doté d'un plan d'action national RAM aligné au plan d'action mondial de l'OMS. L'opérationnalisation de la plateforme One Health, qui constitue désormais un cadre formel de coordination, principalement entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Ces efforts s'appuient sur de bonnes pratiques concrètes, la standardisation des techniques de l'antibiogramme, le contrôle qualité, le rapportage régulier de données dans la plateforme GLAS, ainsi que le développement des programmes prévention, contrôle des infections et l'AMS. La plateforme One Health est également utilisée comme espace de partage. Cependant, les défis demeurent importants. Le laboratoire de bactériologie souffre d'un manque de moyens techniques et de maintenance. Le système d'information reste insuffisant pour collecter des données fiables sur la consommation et l'utilisation des antimicrobiens. Les données RAM existantes restent partielles et incomplètes. Face à ces défis, nous souhaiterions renforcer les capacités de nos laboratoires en techniques modernes, incluant le PCR, séquençage et la bioinformatique. Madagascar réaffirme donc son engagement total dans la lutte contre la RAM, convaincu que seule une action collective multisectorielle permettra de contenir cette menace et de protéger durablement la santé de nos populations régionales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Burundi salue et félicite le bureau. Je m'exprime pour le point 16.3 sur l'intégration des services essentiels de lutte contre les maladies non transmissibles dans les soins de santé primaire. Monsieur le Président, le Burundi salue et félicite le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique pour la qualité du rapport présenté. Il reflète avec justesse les progrès réalisés, les défis majeurs que nous rencontrons collectivement face aux maladies non transmissibles, devenir la principale cause de mortalité dans le monde, dans notre pays. Dans notre pays, bien que les données consolidées sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les infections respiratoires chroniques et les troubles mentaux soient encore limitées, nous observons une augmentation préoccupante de ces pathologies
Ajouté aux invalidités causées par les accidents de la voie publique, il est constitué un frein à notre ambition d'un Burundi émergent en 2040 et développé à l'horizon de 2060. Face à cette situation, le Burundi affirme son engagement à renforcer l'intégration des outils PEN de l'OMS dans les soins de santé primaire et à poursuivre ses efforts à travers plusieurs actions prioritaires, dont la mise en place d'un centre national de cancérologie. Une première enquête, c'est l'introduction du vaccin contre le papillomavirus chez les filles de 9 à 14 ans et le renforcement des capacités du personnel de santé, tout en intégrant de ce type de formation en ligne, ces sciences sur les maladies non transmissibles et la mobilisation des ressources pour un financement durable. Monsieur le Président, le Burundi réitère sa ferme volonté de travailler en synergie avec les pays de la région et l'OMS afin de bâtir des systèmes de santé plus résilients, capables d'offrir à nos populations des services intégrés, accessibles et de qualité dans la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles. Je vous remercie. Eswatini, l'Éthiopie se prépare. Monsieur le Président, le point 16.1 est l'objet de notre intervention. Mon pays a renforcé son approche quant à la rame grâce à une approche une seule santé et en travaillant avec le ministère de la Santé, de l'Agriculture, des Énergies naturelles, du Tourisme et des Affaires environnementales. La résistance aux antimicrobiens et la stratégie connexe a été développée en 2017. Un comité a été mis en place et fait le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie. En plus de cela, l'Éthiopie produit régulièrement des rapports dans le cadre du mécanisme classe. Et nous avons des sites sentinelles pour faire le suivi de l'utilisation et pour éviter la prévalence de la rame. En termes de coordination, nous pensons que nous faisons des progrès importants. Toutefois, nous devons continuer ces efforts, notamment ceux de sensibilisation, élargir les activités de surveillance et utiliser davantage les données pour formuler les politiques. Nous félicitons le secrétariat pour ce rapport et nous souhaitons que davantage d'accent soit mis sur les campagnes de sensibilisation sur la rame, le renforcement des cliniques, surtout sur les pathogènes, et les formations doivent être davantage organisées par l'OMS. Je vous remercie. L'Éthiopie. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions prendre la parole sur le point de l'ordre du jour 16.1.2 et nous accueillons favorablement les progrès réalisés pour la stratégie pour promouvoir la santé et le bien-être et remercions le gouvernement pour la réalisation de ces objectifs. Il a été établi une plateforme nationale et l'approche One Health a été adoptée et nous avons développé un plan et une stratégie autour de cela. Et tout cela concerne tout ce qui est relatif au changement climatique et à tous les facteurs à risque. Et nous aimerions arriver à pouvoir établir la collaboration avec les autres gouvernements pour pouvoir faire des progrès dans le domaine de la lutte antimicrobienne. Nous avons également mis en œuvre une initiative majeure menée par son excellente le Premier ministre Abiy Ahmed, une campagne dont vous avez sûrement entendu parler s'agissant de pouvoir mobiliser pas mal d'initiatives et tournant autour des problèmes sanitaires. Nous avons inclus le développement d'un corridor urbain, développer des lignes de fer et les moyens de transport, et cela dans le cadre de prévenir les maladies non transmissibles. Nous travaillons au niveau sous-national et au niveau national. Pour accélérer cela, nous avons besoin de travailler en partenariat avec l'OMS ainsi que d'autres partenaires. Un dernier mot avant que je ne finisse, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le comité régional, le nouveau président, toute la plateforme qui a sélectionné l'Éthiopie comme lieu de réunion de la prochaine réunion du comité régional. Et nous
espérons vous voir, vous, tous les frères de l'Afrique. Éthiopie, félicitations à vous. Félicitations à vous, l'Éthiopie. Je vous remercie. Nous allons inviter les observateurs, à commencer par les États membres de la région, ensuite les Nations Unies et ensuite les autres ONG à faire leur déclaration autour de ces rapports sur l'état d'avancement de la situation dans le pays. Thank you, Mr. Chair. Under the auspices of WHO. Merci, Monsieur le Président. Notre organisation, l'AIE, accompagne les efforts nationaux pour intégrer nos services dans les plans de lutte contre le cancer. En 2024 et 2025, notre organisation a travaillé avec l'OMS pour apporter des services consultatifs à Eswatini, Madagascar, Eswatini, le Nigeria, le Rwanda, ainsi que la République unie de Tanzanie pour mieux évaluer les besoins ainsi que les capacités de lutte contre le cancer. Notre organisation accompagne la communauté de lutte contre le cancer en Afrique, car nous sponsorisons et nous offrons des bourses d'études à de nombreux spécialistes pour participer à des formations et des conférences. Ensuite, nous avons renforcé des conférences de renforcement de capacités afin que de nombreux spécialistes soient dotés de compétences pour mieux prendre soin des enfants et également pour mieux mettre en œuvre le plan directeur sur la santé humaine. Voilà, on va vous arrêter là, désolé, merci. I understand that some state actors have requested. Je comprends comprendre que plusieurs acteurs non étatiques ont demandé à faire des déclarations sur ce point. Je les invite à présent à prendre la parole. La Fédération internationale, AFMS, honorable président et distingué délégué l'innovation de la santé est une étape angulaire du développement économique. Nous sommes heureux de travailler avec des fondations qui ont des capacités de fabrication de médicaments sur le continent. Nous aimerions avoir un environnement politique prévisible pouvant favoriser la recherche et le développement et la mise en place de réseaux. En plus de cela, nous allons pouvoir encourager les pays à faire une mise en œuvre totale. Nous soutenons l'opérationnalisation de tout le cadre autour de la RAM. À cet effet, nous devons pouvoir nous placer au cœur de la riposte et nous devons déterminer de quelle manière nous pouvons intégrer l'innovation dans le système de santé. Nous sommes prêts à travailler avec l'OMS-AFRO et tous les partenaires. Je vous remercie. Voilà, nous allons entendre le prochain acteur non étatique, United to Combat Entities. Monsieur le Président, nous félicitons le secrétariat ainsi que les États membres pour ce document et pour leurs efforts pour financer la santé. Malheureusement, les lacunes que nous constatons et les dépenses directes des ménages font que là, il est encore très, très difficile de totalement endiguer les maladies non transmissibles. Il est important donc de renforcer les investissements afin que personne ne soit laissé de côté. L'intégration des MNT est essentielle pour atteindre la CSU et pour avoir suffisamment d'équité en termes de santé sur le continent africain. S'il s'agit là d'un impératif moral et économique qui est en phase avec les ODD. Je vous remercie. La Société internationale de la médecine. Merci, M. le Président, distingué délégué. La Société internationale de la médecine physique et de réhabilitation aimerait remercier le comité de ce rapport et sa mise en œuvre dans la région africaine. Nous aimerions encourager
l'intégration de la réadaptation dans les services et dans les offres de services dans les cliniques en place. Cette offre d'intervention de réadaptation est une ressource clé afin d'offrir des services de réadaptation précoces aux patients afin d'améliorer leur qualité de vie, éviter les complications, encourager leur retour à leur plein potentiel physique. Je vous remercie. Médicaments initiative pour les médicaments des maladies négligées. Monsieur le Président, nous intervenons sur le point 16.1. Notre organisation félicite les États membres pour leurs efforts continus pour faire face à la menace que représente la résistance aux antimicrobiens. Nous nous félicitons de l'adoption de la stratégie pour les plans d'action nationaux pour la lutte contre la rame. La rame, comme je l'ai dit, est un défi majeur, surtout en Afrique subsaharienne, la région qui est frappée de plein fouet par la charge de morbidité et de mortalité. Nous pensons qu'il faut davantage d'actions ciblées, surtout dans les zones où les populations vulnérables, notamment les enfants, ainsi que les personnes qui sont impactées de plein fouet par les maladies tropicales négligées. Je vous remercie. NCD Alliance a la parole. On agenda le point 16.9, les maladies non transmissibles posent un problème constant et continuent à poser des menaces beaucoup plus grandes que la moyenne mondiale, surtout en Afrique comparativement à d'autres régions OMS. Pour ce qui est des dépenses consacrées à ces maladies non transmissibles, nous avons pu réaliser des gains. Nous aimerions attirer votre attention sur la réunion de haut niveau des Nations Unies qui aura lieu en septembre. Nous regrettons le fait que la déclaration ait été affaiblie. Nous ne pouvons pas offrir une déclaration contenant un engagement collectif. C'est ainsi que nous aimerions encourager le leadership politique à encourager leur allocation nationale pour pouvoir répondre de manière collective au renforcement du système de santé et mobiliser des financements autour de l'initiative, mettre en place des politiques. Vous n'avez plus le temps. L'Association internationale des étudiants en médecine. Monsieur le Président, nous prenons la parole sur le point 16.5. Notre organisation souligne la nécessité d'agir urgemment pour mettre en œuvre le plan 2025-2030. La santé mentale est une question urgente en Afrique où il faut davantage d'investissement. La couverture sanitaire universelle doit inclure la santé mentale et donc nous invitons les États membres ainsi que l'OMS à investir davantage dans des services au niveau communautaire. Avoir également l'intégration de la santé mentale dans le paquet de soins de santé primaires, former les professionnels de la santé afin que l'on puisse briser tous les stigmas et la culture du silence qui existe autour de la santé mentale. Il y va du bien-être des futures générations. Il faut aussi se pencher sur les déterminants sociaux de la santé ainsi que la pauvreté, la violence et les déplacements forcés des populations. Nous pouvons utiliser cette situation comme étant un tremplin pour pouvoir faire avancer la santé mentale et faire l'Afrique un continent développé. Merci. Thank you, Chair. L'Alliance comme Africa Tobacco Control Alliance, en raison du manque de ressources dans le secteur de la santé en Afrique, et pourtant, nous avons entendu de manière suivie dans cette réunion du thème de la mobilisation des ressources. Nous aimerions encourager les gouvernements à imposer des taxes plus élevées sur les produits dérivés du tabac et l'alcool, mais également allouer une partie de ces taxes au secteur de la santé. Cette stratégie est absente en Afrique. Ici, les taxes ne sont pas imposées de manière suffisante et généralement, ce qui est alloué à la santé est presque inexistant. Les Philippines constituent un exemple parfait de la manière dont le secteur de la santé peut subir un changement impressionnant lorsque des taxes imposées sur ces produits nocifs peuvent être allouées au secteur. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Nous nous félicitons des progrès pour l'avancée de la santé mentale sur le continent. Toutefois, nous pensons que la charge des MNT et d'autres maladies n'est pas suffisamment prise en compte, notamment l'alcool. L'Afrique est frappée et grandement de toutes les maladies liées à la consommation abusive d'alcool. Nous avons noté que de 2018 jusqu'à aujourd'hui, les dangers et les maladies liées à la consommation abusive d'alcool a augmenté de plus de 8%. Ce sont surtout les jeunes qui sont les parents pauvres de nos interventions et qui sont pourtant frappés de plein fouet. Et donc, il faut des investissements dans les politiques, augmenter la taxation et limiter la disponibilité de l'alcool, tout en augmentant l'accès à des soins à des soins de santé et la possibilité de prendre en charge les patients. Il faut davantage protéger les jeunes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au point 16.9, la Fédération accueille favorablement ce rapport et encourage l'intégration des questions liées à l'obésité dans le document. L'obésité est en hausse en Afrique. Et passant parfois, atteignant les chiffres jusqu'à 30% en Afrique, demandant ainsi que l'on y apporte une réponse multisectorielle en raison du fait qu'elle entraîne d'autres maladies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Il faudrait améliorer la santé en pouvant, et elle peut également permettre, si elle est traitée à temps, de pouvoir générer des gains économiques. Et il est vital pour réussir de pouvoir travailler en collaboration avec les personnes ayant l'expérience dans le domaine. Et nous invitons tous les États membres à reconnaître l'obésité et les services liés à l'obésité comme étant des services essentiels devant être ancrés dans les soins primaires avant que l'Afrique ne soit compromise complètement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au point 16.9, notre fédération félicite les États membres pour les avancées sur le cadre pour intégrer les services essentiels dans les soins de santé primaires. Malheureusement, les maladies cardiovasculaires demeurent la principale cause de la morbidité et de la mortalité en Afrique, l'hypertension étant le principal facteur de risque. La Fédération internationale du cœur invite donc les États membres à élargir l'accès aux soins de l'hypertension à plus de 500 millions de personnes. Nous souhaitons qu'il y ait au moins un contrôle à hauteur de 50%, promouvoir le financement, que ce soit au niveau domestique et externe, pour pouvoir augmenter l'accès à ces soins de santé au niveau primaire. Je vous remercie. International. Oui, ici, Groupe International. Merci, Monsieur le Président. Distingués délégués, au nom de notre réseau et nous accueillons favorablement les progrès réalisés par Place. Les services au niveau primaire et des districts sauvent des vies. Cependant, sans investissement approprié, des millions de vies risquent d'être laissées pour compte. Cela a déjà coûté 30% en vie humaine en Afrique. Et tous les individus portent le plus gros fardeau et cependant demeurent invisibles dans les systèmes de données et les politiques. Et la mortalité a atteint des niveaux jamais vus auparavant. C'est ainsi que nous vous encourageons à intégrer les services à cette catégorie dans les soins de santé primaires. Je vous remercie. Merci. Je ne vois pas de demande de parole des participants. Nous allons poursuivre avec le point 16 de l'ordre du jour, document d'information. Dites clairement quel est le document sur lequel vous voulez porter vos commentaires.
permettez-moi de vous inviter à faire preuve de concision dans vos observations. Vous êtes invité à présenter vos observations sur les points suivants. Au titre du pilier intitulé « 1 milliard de personnes supplémentaires mieux protégées ». Et ça, c'est l'ordre du jour 16-11. Et nous allons passer du point 16-10 à 16-11. J'invite les États membres désirant apporter leur contribution à lever leur plaque nominative. Vous avez la parole. Nigeria, Central Republic. Le Nigeria, suivi par la République centrafricaine. Merci, Monsieur le Président. Point 16.1.0. Sur l'état d'avancement du cadre, document sur le fonds des situations d'urgence sanitaire africain. Nous aimerions apporter notre perspective nationale sur la mise en œuvre de ce fonds africain des urgences sanitaires en raison de la situation complexe dans laquelle nous vivons au Nigeria, fait face à des flambées et des situations sanitaires d'urgence. C'est ainsi que l'on doit améliorer le cadre et les systèmes d'intervention d'urgence. Et pour cela, nous avons adopté une approche multisectorielle utilisant des outils comme l'évaluation du risque, l'outil de l'OMS et l'outil pour pouvoir déterminer et faciliter la planification. Nous avons également un plan de riposte aux situations de catastrophes naturelles. Nous avons prévu de mettre en place un plan de préparation, un plan de situation pour les situations d'urgence et de mettre en place un centre des situations d'urgence et un fonds de passage des situations d'urgence. Et nous invitons tous les participants à avoir un fonds pour la mise en place de ce système, ainsi que l'institutionnalisation d'outils de surveillance, ainsi que le renforcement de la collaboration multisectorielle. Nous aimerions également encourager l'UNES à augmenter son soutien financier aux États membres. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers délégués, la République centrafricaine a été lancé officiellement au cours de cette 75e session à Lusaka, en Zambie. En effet, la République centrafricaine est menacée par la résurgence de l'épidémie de choléra. L'épidémiologie actuelle de l'épidémie du choléra dans les pays de l'Afrique centrale est marquée par le fait que les 6 pays frontaliers de la RCA sont en épidémie active, avec lesquels la RCA a un flux migratoire et d'échanges commerciaux intenses. En RCA, la dernière épidémie du choléra qui est survenue en 2016 est marquée par un taux élevé de mortalité de plus de 7,6%. À ce titre, le risque de survenue de choléra demeure très élevé. Ainsi, avec l'appui de l'OMS, la République centrafricaine a procédé à l'évaluation multisectorielle des piliers de préparation avec la contribution des ministères sectoriels en charge de l'eau, de l'assainissement, de la sécurité et les partenaires locaux, mettant en évidence sur les piliers de la préparation plusieurs défis face auxquels le pays a pris des actions rigoureuses suivantes. La révision du plan préparatoire et la réponse en choléra basée sur les scénarios
actualisée au niveau du risque en 2025. L'actualisation des outils de communication en vue de la sensibilisation de la communauté, la formation des prestataires de soins et agents communautaires sur la surveillance, la communication du risque, la prise en charge, la prévention et le contrôle des infections. La formation, plutôt la fourniture en matériel PCI, les kits d'urgence basiques et supplémentaires dans les crises sanitaires à crise humanitaire. Nous continuons les exercices de simulation. l'OMS et les partenaires pour appuyer la RC. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Fonds africain pour les urgences sanitaires. Alors, je précise que je m'exprime sur le point 16.10. Ce fonds est aujourd'hui un instrument indispensable pour des ripostes immédiates et coordonnées aux urgences sanitaires auxquelles nous sommes confrontés dans la région et qui sont de plus en plus fréquentes. Les progrès qui sont mentionnés dans ce rapport nous encouragent et démontrent que les mécanismes ainsi que les compétences techniques, la gestion financière ont un impact très qui a été mobilisé pour faire face à une flambée de choléra en janvier. Direct qui se traduit par la baisse de cette flambée épidémique. Donc, cela démontre à quel point, comment ce fonds, lorsqu'il est bien doté, est efficace. C'est aussi l'exemple que la solidarité africaine, en termes de compétences techniques et financières, peut permettre de renforcer la résilience de nos systèmes de santé. C'est donc dans ce contexte que je tiens à réitérer ici l'engagement du gouvernement angolais pour une bonne gestion de ce fonds et nous encourageons tous les États membres à renforcer son engagement dans ce mécanisme qui se veut essentiel. Nous remercions l'OMS dans la région africaine, l'équipe technique du fonds pour leur professionnalisme, pour leur engagement et pour les partenaires multilatéraux qui ne cessent de nous accompagner pour faire de la santé publique en Afrique une priorité. Merci. Le Togo. À la parole, le Malawi se prépare. Merci, Monsieur le Président. La déclaration du Togo relative au point, c'est le point 10, rapport de situation sur le document 4 du Fonds pour les urgences. Le Togo félicite le secrétariat pour ce 6e rapport de situation qui décrit l'état d'avancement et de la mise en œuvre, les progrès réalisés, les mesures proposées, les enjeux, défis ainsi que les prochaines étapes. Notre pays salue les efforts de contribution des États membres qui ont permis de recueillir, depuis sa création en 2012 jusqu'en 2024, une d'urgence due principalement à la faiblesse et à l'irrégularité de la contribution des États membres. À l'absence également du comité de suivi du fonds et au rapport tardif ou incomplet à la réception du fonds. Le Togo reste convaincu du bien fondé de ce fonds et aux prochaines étapes retenues adressées aux États membres et à l'OMS. Le Togo prend note du présent rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président. Malawi, suivi de la RDC. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire un commentaire sur la situation sur le document du Fonds africain pour les urgences de santé. Nous aimerions apporter notre soutien à ce fonds et aimerions inviter la région à mettre en place un fonds, un mécanisme financier pour pouvoir répondre aux situations sanitaires d'urgence en Afrique. Nous avons jusque-là reçu 1,6 million de dollars du fonds, ce qui nous a permis
d'apporter des réponses aux situations d'urgence que nous avons connues dans le pays. Nous aimerions remercier le groupe d'évaluation technique qui a pu répondre à temps aux demandes de financement et ce qui a permis de décaisser les fonds là où cela s'avérait le plus nécessaire. Monsieur le Président, cependant, les écarts affectent le fonds et nous avons noté que le Malawi a des arriérés d'à peu près 103 millions, mais jusque-là, nous avons contribué à hauteur à peu près de 138 milliards de dollars. Et à cet effet, le Malawi demeure engagé à pouvoir s'acquitter de ses arriérés, reconnaissant l'importance de ce fonds pour sauvegarder la sécurité au niveau national et continental. RDC et ensuite Angola. La République démocratique du Congo approuve le cadre régional pour la mise en œuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le choléra 2018-2030 dans la région africaine de l'OMS et remercie. Le choléra continue de demeurer un sérieux problème de santé publique en République démocratique du Congo et sévit de manière endémo-épidémique. De la première semaine à la 33e semaine de cette année, l'RDC a notifié plus de 48 000 cas de choléra avec plus de 1400 décès, soit une létalité de 3%, demeurant supérieure à la norme de l'OMS de moins d'1%. 20 sur 26 provinces de mon pays sont concernées par cette flambée épidémique. Sachant qu'une réponse efficace au choléra exige une approche multisectorielle, la RDC s'est dotée d'un plan multisectoriel d'élimination du choléra 2023-2027. Pour faire face contre ce problème de santé publique, la RDC a mis en place un programme national de lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques depuis 2017, qui, à part la prise en charge curative des cas, mais aussi en branle les activités de prévention classiques, dont les activités en rapport avec l'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la sensibilisation, la communication de risques et la vaccination. Pour la présente épidémie en cours en République démocratique du Congo, un plan de préparation et de réponse est en cours d'exécution, élaboré au niveau du Centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP, avec une emphase sur la stratégie fleuve sans choléra. Ce plan exige une forte implication du gouvernement et des partenaires dans une approche multisectorielle. L'RDC exprime ses vifs remerciements aux différentes parties prenantes dans l'Organisation mondiale de la santé pour l'accompagnement tant technique que financier dans la lutte contre le choléra. Je vous remercie. Le Ghana a la parole, la Gambie se prépare. Monsieur le Président, notre commentaire porte sur le point 16.11. Nous remercions le directeur régional pour son rapport sur la mise en œuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le choléra sur la période 2018-2030. Nous prenons note et nous félicitons des avancées enregistrées, ce qui démontre notre engagement collectif pour progresser sur ce point très important. Reconnaissons dans le même temps les difficultés qui sont mentionnées dans le rapport ainsi que les propositions pour avancer. Alors, c'est vrai que ce rapport est très positif, mais la cible 3 dans ce rapport concernant le suivi et l'évaluation ainsi que l'adaptation du cadre régional n'a que 39% des cibles qui sont déjà atteintes. Cela démontre qu'il est important d'agir tout de suite en mettant en œuvre les actions contenues dans le rapport. En Gambie, nous avons déjà des actions qui sont en phase avec ces recommandations. Par exemple, nous avons déjà construit plus de 329 latrines qui sont sensibles au climat et nous avons déjà
plus de 1600 latrines mieux ventilées dans les foyers, dans les ménages, là où ces ménages, par le passé, se soulageaient à l'air libre. Ce qui nous permet de progresser dans notre effort d'avoir des sanitaires de qualité dans les communautés. Plus récemment encore, nous avons prévu un exercice de révision à la fin de cette année qui nous permettra de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de notre action et qui nous permettra également de faire un plaidoyer pour mobiliser davantage de soutien. Tout en reconnaissant... Désolé, on va vous interrompre, on donne la parole au Mozambique. D'accord, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour la parole. Mon commentaire porte sur le point 16.10 concernant le Fonds africain pour les urgences de santé publique. Nous avons déjà reçu plus de 500 000 $ américains. Ce fonds a contribué de manière significative au renforcement de nos capacités de riposte face aux urgences sanitaires. Mais le renforcement des professionnels de santé, notamment les épidémiologistes, les techniciens de laboratoire, les professionnels de la santé communautaire, ce qui permet de renforcer notre riposte technique et nos capacités opérationnelles. Ce financement a été essentiel pour l'acquisition de médicaments, de matériel de protection personnelle et de l'installation d'infrastructures telles que les centres d'isolement. Et tout cela a contribué à contenir la flambée épidémique. Par conséquent, ce fonds africain pour les urgences de santé publique dispose d'un fonds de contingence qui permet de renforcer la culture de préparation face aux futures urgences sanitaires. Et donc, nous prenons note de ce rapport du secrétariat et nous sommes extrêmement reconnaissants à ce au bureau pays de l'OMS de notre pays et nous apprécions énormément les dons qui ont été faits par ce fonds africain pour les urgences de santé publique. Je vous remercie. Je ne vois plus de prise de parole. Ah tiens, il y a une plaque nominative levée. Oui, le Kenya levait sa plaque. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire une déclaration sur 16-11. Le Kenya s'aligne aux aspirations aussi bien de la stratégie 2018-2030 ainsi que le cadre régional africain pour la mise en œuvre du cadre stratégique. Le Kenya a un plan focal sur le choléra et un plan d'élimination du choléra et conformément aux lignes directrices mondiales sur le choléra. Et le Kenya a amélioré ses structures de préparation et de riposte en améliorant les capacités des centres de préparation nationaux ainsi que l'équipe de gestion des catastrophes en place. Elle a intégré les lignes directrices au regard de la riposte et a renforcé également la chaîne d'offres pour ce qui est du renforcement des capacités. Et nous aimerions mettre en place un cadre pour que la population participe au contrôle de la situation. Ce qui se passe, c'est que l'on reçoit des informations sur les événements liés aux catastrophes naturelles et au climat sur le continent et nous devrions encourager les États membres à pouvoir mobiliser leurs capacités de manière à répondre et à riposter au choléra. Compte tenu du changement sur le paysage continental, nous aimerions encourager les pays à avoir des mesures plus innovantes pour ce qui est de répondre aux risques qui sont clés pour pouvoir prévenir les flambées de choléra et rendre la situation plus gérable. Nous aimerions également encourager l'accès aux contre-mesures et à cet effet, nous aimerions dire que nous sommes d'accord avec le rapport et encourageons son approbation par le secrétariat. Merci.
Le Kenya était le dernier pays. Je vais à présent passer la parole aux observateurs, à commencer par les États membres des autres régions, à pouvoir faire leur déclaration. Veuillez indiquer à quel point de l'ordre du jour vous faites allusion. Je ne vois pas de prise de parole. Je demande de prise de parole. Merci. Nous vous invitons à faire vos commentaires au titre du pilier 3, 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'un meilleur état de santé et d'un plus grand bien-être, et précisément les points 16, 12 à 14. J'invite les États membres qui souhaitent faire des commentaires à le faire en levant leur plaque nominative. La parole est maintenant ouverte à qui veut la prendre. Vous avez la parole, Nigeria. Agenda item. Merci, Monsieur le Président. Notre commentaire porte sur le point 16.14. Le rapport de la situation sur la mise en œuvre du plan stratégique pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la région africaine. Monsieur le Président, nous prenons note avec beaucoup de préoccupation de ce rapport qui présente la double charge, le double fardeau de la malnutrition dans notre région. Nous notons aussi que le surpoids et l'obésité représentent des charges et des défis importants qui nécessitent une action coordonnée. Nous félicitons la région pour le plan stratégique sur la période 2019-2025 qui donne un cadre inestimable aux États membres. Mais comme le rapport le dit si bien, les progrès sont inégaux. Il n'y a que 4 des 9 objectifs régionaux qui ont été atteints. Ce qui veut dire qu'il faut un renouveau dans notre engagement pour récalibrer nos efforts. Au Nigeria, nous avons des efforts délibérés pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, nous avons un plan multisectoriel pour l'alimentation et la nutrition sur la période jusqu'à 2025 dans les domaines de l'agriculture, l'éducation et d'autres domaines sociaux. Nous avons également des projets comme les ressources d'accélération à la nutrition qui permettent d'offrir des services nutritionnels à coût abordable aux personnes vulnérables, les femmes et les enfants. En dépit des efforts, nous notons qu'il y a des défis persistants, notamment dans l'intégration des données, la mise en œuvre des politiques nutritionnelles et alimentaires, ainsi que des événements climatiques perturbateurs. Et donc, nous accueillons ce plan et la proposition, de prolonger ce plan jusqu'à 2030. Nous souhaitons qu'il y ait des investissements, des programmes de renforcement de capacités dans les systèmes agricoles et alimentaires. Et nous sommes disposés à travailler avec les partenaires régionaux, l'OMS, ainsi que les différentes parties prenantes pour assurer qu'aucun enfant ni aucune femme ne dorme sans avoir accès à des aliments nutritionnels et abordables. Je vous remercie. La République togolaise a la parole. Nation du Togo relative au point 16.14. Au Togo, des efforts sont faits pour la réduction du double fardeau de la malnutrition. En effet, de 2013 à 2017, la prévalence de l'émaciation est passée de 6,5% à 5,7%, celle du retard de croissance de 28% à 23,8% et celle de la surcharge pondérale chez les enfants de moins de 5 ans est en dessous de 2%. Toutefois, 30,8% de la population adulte est en surpoids et en obésité selon l'enquête STEP de 2021. Par ailleurs, le taux d'allaitement exclusif est passé de 48% à 64,5% en 2013 et 2017. Et une étude sur le netcode est en cours pour servir de plaidoyer à la mise en place d'un cadre légal favorable à l'allaitement. Afin d'améliorer la situation du double fardeau de la malnutrition, le Togo met en œuvre des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition et contre la maladie non transmissible. L'initiative européenne est aussi mise en œuvre. Cependant, les défis restent à relever, à savoir la disponibilité d'un cadre légal du Code international de commercialisation,
des substituts du lait maternel après les résultats de l'étude NetCode. La disponibilité de ressources financières et humaines qualifiées suffisantes en nutrition, le renforcement de l'intégration des interventions à haut impact en matière de nutrition dans les systèmes de santé, tant dans les contextes de développement que dans les situations d'urgence, le renforcement de l'initiative européenne pour lutter contre la maladie non transmissible. Le Togo adhère aux actions proposées et prend note du rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président. La République centrafricaine a la parole. Le Sénégal se prépare. Monsieur le Président, la République centrafricaine porte son intervention sur le point 16-14. La République centrafricaine félicite le secrétariat du Comité régional africain de l'OMS pour la qualité du rapport de situation sur la mise en œuvre du plan stratégique pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la région africaine 2019-2025 et se réjouit des progrès réalisés dans cette région. La RCA a accompli également des efforts en matière de la nutrition, notamment dans la mise en place d'un comité national multisectoriel de sécurité alimentaire et nutrition sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, la mise en place du codex alimentarius, l'intégration des indicateurs de surveillance nutritionnelle dans le DHS2. Par ailleurs, le Code national de commercialisation des substituts du lait maternel est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale. Toutefois, la Région centrafricaine reste préoccupée par les défis auxquels elle est confrontée, comme l'insuffisance en ressources humaines qualifiées en nutrition et les difficultés à réaliser régulièrement des enquêtes SMART dans lesquelles le pays sollicite l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, la Région centrafricaine soutient l'adoption du présent rapport et des mesures proposées et encourage les autres États membres à les adopter. Je vous remercie pour votre attention. Le Sénégal puis le Kenya. Monsieur le Président, le Sénégal souhaiterait s'exprimer au titre du point 6.12. Le Sénégal félicite le secrétariat pour la production du rapport de situation relatif à la mise en œuvre de la stratégie multisectorielle pour la promotion de la santé et du bien-être dans la région africaine de l'OMS. En effet, le Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale multisectorielle, a élaboré un manuel de formation destiné aux acteurs de la gouvernance territoriale afin de faciliter l'adoption de l'approche de la santé dans toutes les politiques. Dans cette logique d'intervention, des conventions ont été également signées avec les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les structures privées de la santé, les associations communautaires, ainsi que des fondations nationales et internationales, afin d'assurer une gouvernance sanitaire inclusive et participative. Ces actions participent à la gestion des déterminants de la santé dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie nationale de développement de la couverture sanitaire universelle, le Sénégal envisage la mise en place d'un comité de pilotage pour la coordination de la multisectorialité de redevabilité sous l'autorité de M. le Premier ministre. Chaque secteur devra avoir un cahier de charges pour contribuer à la couverture sanitaire universelle et rendre compte de sa mise en œuvre. Pour terminer, le Sénégal invite donc le comité régional à prendre note du présent rapport de situation. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Thank you. Merci, le Kenya, puis l'Angola. Monsieur le Président, nous exprimons sur le point 16.14. Nous félicitons le bureau régional de l'OMS pour ce rapport final portant sur le plan stratégique pour réduire le double fardeau de la malnutrition de notre région. Nous alignons sur le plan les objectifs et à enregistrer des progrès importants. Et donc, nous avons un plan national qui a permis d'opérationnaliser des actions prioritaires dans de nombreux secteurs. Nous avons aussi voté une loi concernant le lait maternel et nous avons des profils et initié des packages d'étiquetage de la nutrition chez les enfants et le lait maternel. Et donc, aujourd'hui, tout cela nous encourage. Aujourd'hui, nous sommes en train de réduire les troubles de la croissance chez les enfants. Et aujourd'hui, nous assistons à une plus grande pratique de l'allaitement maternel. Tout cela permet de réduire la malnutrition, notamment chez les enfants. Ensuite, d'autres actions viennent compléter ces efforts de réduction de la malnutrition
tout au long du cycle de vie. Ce plan, nous souhaitons qu'il soit prolongé jusqu'à 2030 afin que les États membres puissent combler les lacunes déjà identifiées. Nous approuvons l'appel à renforcer le leadership, ce qui passe par une approche multisectorielle et à faire face aux urgences environnementales et climatiques qui, justement, lorsqu'on les fait rien, viennent saper nos efforts. Nous encourageons, ou nous exhortons l'OMS et les partenaires à augmenter les contributions financières, même si l'environnement de l'aide internationale est en train de changer. Nous souhaitons aussi que les efforts des États membres puissent être tournés vers l'accélération des réformes législatives. Nous restons engagés à travailler avec les partenaires et les États membres. Merci. L'Angola, puis les Comores. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous accorder la parole une fois de plus. Merci au secrétaire de présenter le rapport sur les actions des États membres, notamment les actions prioritaires et pour réduire la charge ou le fardeau de la malnutrition. Ce document sur la période 2019-2025. Effectivement, notre pays est confronté à ce fardeau de malnutrition qui affecte plus de 40% des enfants de moins de 5 ans. À la suite d'une enquête que nous avons réalisée sur la période 2023-2024. La consommation d'aliments qui ne sont pas sains constitue également un risque. Et donc, nous avons identifié des actions qui visent à réduire toutes les formes de malnutrition. Nous renforçons également les efforts multisectoriels qui sont alignés sur les cibles internationales qui visent à promouvoir la consommation d'aliments sûrs, nutritifs tout au long de la vie avec pour objectif la promotion la publication également d'une politique d'alimentation. Nous avons également dans les étiquetages des aliments, chaque score qui permet aux consommateurs de savoir quels sont les éléments nutritifs de ce qu'ils consomment. Ensuite, nous prévoyons également l'inclusion de la prévention, des activités de prévention dans nos interventions. Alors, à part tout cela, il y a aussi des défis comme les limites dans les financements des activités de surveillance nutritionnelle. Nous comptons sur l'appui de l'OMS ainsi que d'autres partenaires pour renforcer notre leadership dans la mise en œuvre et dans l'élaboration de politiques stratégiques qui abordent toutes les formes de prévention de la malnutrition. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les Comores ont la parole. Zambie se prépare. Je vais intervenir sur le point 16.14. Monsieur le Président, en niveau des Comores, la malnutrition est devenue un problème de santé publique. Ces dernières années, le pays s'est engagé dans des réformes multisectorielles de la nutrition et de l'alimentation sous plusieurs formes, notamment l'élaboration de la politique nationale de la nutrition et de l'alimentation, la réalisation de l'enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques. Le pays dispose de 23 centres de rééducation nutritionnelle internes et ambulatoires, réunis couramment. Dans le pays, plusieurs progrès ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile étant l'une des causes majeures de décès infantiles dans le pays. En 2012, 30% des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique. Selon l'enquête mixte 2022, ce taux est passé à 18,2%, tandis que la malnutrition aiguë concerne 5,1% des enfants, contre 11% en 2012. Par ailleurs, 17,5% de nouveau-nés présentent un faible poids à la naissance en 2022, contre 23% en 2012, ce qui accroît leur vulnérabilité aux maladies et compromet leur croissance. Bien que des progrès aient été enregistrés en matière d'allaitement maternel exclusif, avec un taux en hausse passant de 12% en 2012 à 22,6% en 2022, l'alimentation des jeunes enfants reste insuffisante en qualité et en diversité. L'organisation des campagnes annuelles de dépistage de la malnutrition, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage pour les enfants de 6 à 59 mois. Malgré ces efforts, des enjeux persistent. Les principales causes de cette situation incluent la pauvreté des ménages, les pratiques alimentaires inadaptées, un accès limité aux services de santé et le faible niveau d'éducation des mères et des croyances sociales culturelles.
La fonctionnalité limitée de certains centres de récupération nationale combinés à l'absence d'intégration de la lutte contre le surpoids et l'obésité dans les politiques nationales et de lutte contre la malnutrition chez les adultes, une liste encore incomplète dans le développement. Merci, nous allons devoir vous interrompre. La Gambie a la parole. Monsieur le Président, au nom du gouvernement de la Gambie, je félicite le bureau régional de l'OMS pour ce rapport détaillé et opportun sur le plan qui vise à réduire le double fardeau de la malnutrition de la région. Nous notons et félicitons les progrès réalisés, notamment la législation, le code pour le lait maternel dans plus de 24 pays. Et aujourd'hui, nous avons jusqu'à 53,6% de lait maternel exclusif, ce qui dépasse la part des 50% fixée au niveau régional. Aujourd'hui, nous travaillons également à la réalisation d'interventions, notamment des guides pour l'étiquetage des produits alimentaires et d'une alimentation nutritionnelle tout au long du cycle de vie. Nous avons également des activités de démonstration pratique d'alimentation nutritionnelle qui encouragent et éduquent les communautés, ce qui également, dans le contexte de la Gambie, encourage à une alimentation saine. Nous avons des activités de sensibilisation dans les écoles et dans les centres des adolescents, de nombreuses activités, notamment des campagnes de dépistage, ont permis de mieux identifier les cas de malnutrition aiguë. Nous investissons également dans des activités d'engagement communautaire en travaillant notamment avec les leaders religieux, les leaders traditionnels pour pouvoir promouvoir l'alimentation ou l'allaitement maternel exclusif. Je vous remercie. Madagascar, la parole. Mozambique se prépare. Merci, Monsieur le Président. Madagascar félicite et approuve le document présenté par le secrétariat. Nous sommes fiers d'être membres du mouvement Scaling Up Nutrition et d'avoir renouvelé nos engagements lors du sommet nutrition Folgraft à Paris et par la signature du Pacte mondial pour la nutrition. Notre approche est résolument multisectorielle, portée par l'Office national de la nutrition. Nous intégrons la nutrition dans les soins de santé primaire, l'agriculture, l'éducation, la protection sociale et l'eau, assainissement et hygiène. À l'échelle communautaire, la mise en place des sites dédiés, des programmes agricoles sensibles à la nutrition et le suivi de la croissance ont renforcé des pratiques essentielles comme l'allaitement maternel exclusif et la supplémentation en micronutriments. Sur le plan financier, Madagascar a exploré des solutions innovantes, notamment par sa candidature au Child Nutrition Fund et grâce à un projet soutenu par la Banque mondiale. Cependant, nous restons lucides face aux défis, une forte dépendance au financement extérieur, un déficit budgétaire national, une qualité et une accessibilité de données limitées et surtout une vulnérabilité croissante aux impacts du changement climatique. Pour l'avenir, Madagascar s'engage à renforcer l'intégration de la nutrition dans la CSU, consolider les systèmes alimentaires locaux pour améliorer la diversité et la résilience climatique et améliorer nos systèmes de données pour un meilleur suivi et une plus grande dévabilité. Au niveau régional, nous soutenons fermement les priorités clés sur la promotion du partage des bonnes pratiques entre pays africains, le renforcement des mécanismes de financement durable pour la nutrition et le développement de partenariats solides entre les acteurs pour combattre la sous-nutrition et l'obésité. En conclusion, Madagascar réaffirme que notre engagement politique fort, combiné à une coordination multisectorielle efficace, est la clé du progrès durable de la région. Je vous remercie. Mozambique. Place au Mozambique. Merci de nous accorder la parole, Monsieur le Président. Je vais faire un commentaire sur le point 16.13. Alors, la raison, elle est très simple. D'abord, parce qu'il y a un engagement politique fort au Mozambique et ce, au plus haut niveau concernant la participation communautaire. Vous voyez ici que dans notre pays, le président Daniel Francis a fait de la participation communautaire son cheval de bataille. Nous avons fait une cartographie des différents mécanismes communautaires pour promouvoir la participation sociale, la promotion de la santé. Et le Mozambique, mon pays, est
en passe de finaliser des stratégies pour des mécanismes de formation, de supervision des agents de santé et pour les intégrer dans le système de santé. Ce qui va intégrer aussi les sciences de comportement et les sciences communautaires dans notre riposte. Nous appelons ici les États membres de l'OMS ainsi que nos partenaires à intensifier leur appui technique et financier dans le cadre normatif pour le développement et la participation communautaire et avoir un système qui met les communautés au centre de notre action de santé. La participation communautaire dépend également de notre capacité à écouter et à travailler main dans la main avec les communautés. Nous réaffirmons notre engagement pour la transformation du système de santé et nous pensons que la participation communautaire est un pilier essentiel pour un accès équitable et juste dans un système de santé qui bénéficie à tous. Enfin, j'aimerais féliciter ici le bureau régional ainsi que le bureau pays de l'OMS pour leur participation active dans notre pays. Je vous remercie. Thank you. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Je vais me tourner vers les observateurs, notamment les représentants, les organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales pour des déclarations sur ces rapports de la situation. Veuillez indiquer à quel point de l'ordre du jour vous faites référence. Merci. Je ne vois aucune demande de prise de parole. Je comprends que plusieurs acteurs non étatiques ont demandé à faire des déclarations sur ce point de l'ordre du jour. Je les invite à prendre la parole. Commençons par International Society. Vous avez la parole. IAEA. Merci, Monsieur le Président. Nous devons faire face au fardeau de plus en plus lourd qui pèse sur le système au regard du cancer. Nous avons de plus en plus de cas de patients du cancer souffrant du cancer du col de l'utérus. Et pour cela, il faut tenir compte de l'aspect nutritionnel. Nous avons également la situation des programmes éducatifs qui doivent être harmonisés. Et à cet effet, le Maroc a un programme, offre un programme en même temps que le Ghana et la Zambie. Nous attendons également l'approbation de notre programme au Sénégal. C'est ainsi que nous espérons pouvoir collaborer avec l'OMS pour pouvoir réduire les cas d'inégalité dans l'accès, surtout pour les patients du cancer, en tenant compte des approches en place pour ce qui est de l'approche multisectorielle qui est encouragée. Je repasse à présent la parole à l'International Society. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'aimerais commenter sur le point 16-12, distingué délégué, la Société internationale de la médecine physique et de réadaptation accueille favorablement le rapport sur les stratégies multisectorielles pour pouvoir la santé et le bien-être dans la région OMS Afrique. Considérant le fardeau que constituent les maladies transmissibles et non transmissibles, aggravées par les défis climatiques et les crises humanitaires de la région, la réadaptation est une stratégie clé pour améliorer le bien-être de la population. À cet égard, nous invitons les États membres à intégrer la technologie de réadaptation à travers des politiques et actions multisectorielles pour améliorer le bien-être et la santé, ainsi que les résultats sanitaires dans la région africaine. Merci. Le réseau africain malaria. Alors, 16-12
nous encourageons à accroître les efforts vers l'élimination d'une maladie qui pourrait être autrement prévenue. Nous aimerions collaborer de plus en plus entre notre société et le secteur de la santé pour améliorer les interventions telles que les moustiquaires et les insecticides. C'est ainsi que nous reconnaissons le rôle important joué par la communication pour réaliser l'objectif de santé pour tous. Nous devons avoir des interventions sanitaires et travailler avec les partenaires pour combler les écarts entre les différentes politiques et les différentes institutions afin de pouvoir améliorer les systèmes d'information sanitaire. C'est ainsi que nous invitons l'OMS et les partenaires à améliorer les capacités dans ce domaine. Merci, Monsieur le Président. L'Alliance, le réseau africain sur les maladies non transmissibles recommande et plutôt remercie le réseau pour son engagement communautaire et accueille favorablement les progrès réalisés quant à cette stratégie. Pour nous, personnes vivant avec les maladies non transmissibles, avons le droit de participer aux questions qui impactent sur notre santé. Nous devons donc identifier les barrières, mais également les solutions, les programmes et politiques qui peuvent être menés par des personnes expérimentées et peuvent mener à des résultats viables. Nous devons également accroître l'appropriation, pouvant ainsi augmenter la redevabilité. Nous, personnes de cette alliance, reconnaissons que l'engagement demeure plus réactif que préventif. C'est ainsi, Monsieur le Président, Mangi International, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. 16, 13, nous remercions l'OMS, le bureau régional de l'OMS, pour la stratégie pour la participation communautaire qui est fondamentale pour arriver à l'équité, le développement durable et des systèmes de santé viables, un domaine dans lequel OMS-AFRO et les régions africaines peuvent observer des progrès, menant ainsi à la mise en place de politiques de prévention au sein des systèmes de santé. Ainsi, nous démontrons notre engagement quant à ce point, car nous pouvons proposer également des services supplémentaires, habiliter les personnes et les communautés qui sont soumises ou assujetties à différents maux. Nous aimerions également encourager les politiciens à résister à l'ingérence des entreprises privées et assurer ainsi que nos objectifs sont intégrés dans les stratégies d'engagement communautaire. Je vous remercie. Je ne vois plus de demandes de parole de la part des participants. Maintenant, invité à présenter vos observations sur les points suivants au titre du pilier 4, une OMS plus efficace et efficiente, apportant un meilleur appui au pays. Les points concernés vont du point 16-15 au point 16-17 de l'ordre du jour. J'invite à présent les États membres qui souhaitent faire des commentaires à le faire en levant leur plaque nominative. La parole est maintenant ouverte à qui veut la prendre. Le Congo, suivi du Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Congo aimerait intervenir au point 16-15 de l'ordre du jour. La délégation de la République du Congo félicite le secrétariat pour la présentation du rapport de situation sur la mise en œuvre du cadre pour intégrer
des données sanitaires régionales et des pays dans la région africaine et exprime sa reconnaissance pour les efforts déployés afin d'améliorer la collecte, l'intégration et l'utilisation des données de santé dans notre région. Nous saluons la mise en place de la version alpha du Centre régional de données sanitaires, hébergée sur une plateforme sécurisée qui constitue une avancée majeure vers l'interopérabilité et l'accès à des données fiables pour orienter la prise de décision fondée sur des preuves. Au niveau national, nous faisons face à plusieurs défis, notamment l'interopérabilité limitée de certains systèmes existants, nécessitant encore des transferts manuels de données, le besoin de renforcement des capacités techniques et humaines pour exploiter pleinement le potentiel des données intégrées, la nécessité d'un cadre national robuste de gouvernance des données pour assurer la confidentialité, la sécurité et l'utilisation éthique des informations. La République du Congo appuie les prochaines étapes proposées. Nous réaffirmons notre engagement à collaborer étroitement avec l'OMS et les autres États membres pour que le Centre régional des données sanitaires devienne un outil stratégique de pilotage, de planification, d'évaluation des interventions de santé publique, contribuant ainsi à de meilleurs résultats. Le Sénégal, suivi du Kenya. Le Sénégal souhaiterait se prononcer au titre du point 16.15. Le Sénégal salue les avancées notables réalisées dans la mise en œuvre du cadre pour intégrer les données sanitaires régionales et des pays dans la région africaine à travers le Centre régional de données sanitaires. En effet, conformément à l'agenda national de transformation Sénégal 2050, notre gouvernement réaffirme son engagement à accélérer l'harmonisation de ces plateformes de données sanitaires en promouvant l'interopérabilité et en renforçant les capacités nationales en matière de gouvernance des données. Ainsi, dans une perspective de souveraineté numérique et de digitalisation intégrale du système de santé, le Sénégal a déjà entrepris le déploiement du dossier patient informatisé et envisage la création d'un centre national d'intelligence et de données en santé. À cet effet, nous engageons également à renforcer notre organe national de gouvernance des données de santé afin de garantir la conformité aux normes internationales et à contribuer activement au groupe de travail technique régional mis en place pour piloter ce processus. Je vous remercie de votre vénérable attention. Le Kenya, suivi du Nigeria. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions faire notre commentaire sur le point 16.15. Nous savons qu'il y a des progrès réalisés quant au centre de données régional pour la période 2024 à 2030 et visant à améliorer les décisions prises grâce aux données qui auront été collectées. Nous pensons que la santé numérique est un point important pour ce qui est de régler les questions d'interopérabilité. Pour cela, le Kenya a l'objectif d'harmoniser ces données et les processus de surveillance. Ces interventions renforcées s'accompagneront de collaborations transfrontalières. Le Kenya a une politique 2016-2030 sur la technologie numérique pour améliorer l'accès. Et cette politique est soulignée et solidifiée par le projet de loi sur la santé numérique et permet au Kenya de promouvoir les prestations de services dans la santé. Et le Kenya compte sur le soutien de l'OMS pour pouvoir réaliser ses objectifs ODD. Je vous remercie. Le Nigeria, puis le Ghana. Monsieur le Président, nous intervenons sur le point 16.1, le rapport de situation sur la mise en œuvre du cadre pour intégrer les données sanitaires régionales et des pays dans la région africaine, Centre régional des données sanitaires. Nous félicitons le secrétariat pour le rapport détaillé sur
ce centre régional des données sanitaires ainsi que le cadre. Nous sommes d'accord pour dire que les données qui proviennent en temps important et qui sont fiables aident à la prise de décision et permettent aussi de progresser en termes de résultats de santé dans la région. Maintenant, au niveau national, mon pays a posé des pas très audacieux, notamment l'utilisation d'un software, donc d'un logiciel DHISS, pour améliorer la surveillance et pour améliorer la riposte, et cela même au niveau primaire de la santé. Cet investissement démontre notre engagement à améliorer la donnée, la qualité des données, leur utilisation et leur disponibilité. La question de la fragmentation des données et la limite dans l'interopérabilité constituent de véritables obstacles. C'est pour cela que nous lançons un appel pour que, certes, on tienne en compte la souveraineté de chaque État, mais que nous soyons aussi capables de faire preuve de plus grande interopérabilité et que nous nous soutenions mutuellement pour assurer la conformité à la confidentialité, la sécurité ainsi que les normes en vigueur. Le Nigeria travaille dans le cadre de AirTech Innovation qui nous permet en fait d'enrichir notre gestion des données. Nous encourageons donc l'OMS ainsi que les différents partenaires à faire en sorte que ces différentes initiatives régionales soient alignées sur les initiatives internationales alors qu'ils accompagnent les États membres. Le Ghana a la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions de l'opportunité que nous avons de prendre la parole pour commenter sur le point 16-17, question à caractère régional décodant des rapports d'audit interne et externe de l'OMS. Nous aimerions remercier l'OMS pour ses efforts quant à l'accroissement de la redevabilité et nous remercions le secrétariat pour ses progrès réalisés quant au processus de vérification et aux recommandations apportées aux vérifications externes, démontrant ainsi qu'ils évoluent dans un environnement mature. Ainsi, et cela mené à un taux général de 85%, indiquant ainsi que les bons documents accompagnent ces recommandations d'audit et le Ghana aimerait d'affirmer ici s'être acquitté de ces dépenses et avoir remboursé les montants qui leur étaient dus aux partenaires au développement. Nous aimerions également célébrer notre participation aux initiatives de paiement numérique, menant ainsi à une satisfaction de l'employé. Et pour ceux qui ont eu la formation aux procédures standards de formation de l'OMS pour réduire toutes les difficultés posées par d'autres moyens de traitement. Tout cela permet de pouvoir intégrer les stratégies de réduction des risques dans notre cheminement. Nous nous attelons à mettre en place des systèmes résilients et à cet effet, aimerions dire que nous avions favorablement le rapport. Madagascar. Nous sommes au point 16.15. Monsieur le Président, Madagascar salue nos initiatives remises par le secrétariat concernant l'intégration des données sanitaires et nous réaffirmons notre engagement ferme et continuons vers le directive régional et mondiale qui nous guide vers un système d'information sanitaire robuste et interconnecté. En effet, Madagascar a réalisé des avancées significatives dans la digitalisation de son système de santé, notamment actuellement nous disposons d'un entrepôt de données nationales fonctionnelles et basé sur la DHIS2. Cela nous permet de centraliser le rapport d'activité mensuelle de toutes nos formations sanitaires à tous les niveaux, directement sur cette plateforme. Et nous également, nous avons une initiative pilote aussi avec Comité pour la remontée des données communautaires avec une interopérabilité effective sur la DHIS2. Aussi la digitalisation des registres des centres de santé de base et en cours. Nous administrons Comité au niveau national, ce qui témoigne de notre autonomie grandissante. Cependant, nous sommes également conscients que les défis sont importants à dire
La collectivité limitée, la qualité moyenne entrave aussi nos efforts. Le changement des paradigmes du papier vers le numérique représente un défi culturel et logistique considérable. Face à ces enjeux, Madagascar s'engage à poursuivre ses efforts et on soutient pleinement les recommandations régionales. Nous encourageons également le partage périodique d'informations sur les avancées en matière d'intégration de données sanitaires entre les États membres. Nous plaidons pour la création de cercles de discussion techniques régionaux, pour une véritable communauté où nos experts pourront échanger et apprendre collectivement. En conclusion, notre engagement est clair. L'intégration de données est fondamentale pour un pilotage par la donnée efficace. Madagascar continuera de travailler activement avec ses partenaires régionaux et mondiaux pour s'appuyer sur cette information. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais exprimer notre appréciation sincère vis-à-vis de l'OMS, le Bureau régional Afrique, pour ce rapport détaillé sur et nous reconnaissons que l'OMS constitue l'épine dorsale pour pouvoir promouvoir les avancées en Afrique. Les résultats présents apportent des éclaircissements sur la constitution, la distribution et les défis auxquels fait face le personnel de santé de l'OMS. Cependant, nous avons quelques préoccupations pour ce qui est du déséquilibre du genre. Alors que l'on reconnaît les progrès réalisés pour une représentation à hauteur de 29,1% à 34% aujourd'hui, nous sommes loin d'arriver à l'équité du genre. Nous encourageons l'OMS à accélérer ses efforts pour la promotion de la femme, surtout dans les postes de leadership. L'équité du genre n'est pas un impératif, mais également une nécessité stratégique. Deuxièmement, nous remercions l'OMS pour ses initiatives au regard de l'inclusion et la diversité. Et la communication avec les États sous-représentés ainsi que les personnes vivant avec le handicap, tout cela est quelque chose que nous reconnaissons et encourageons l'OMS à pouvoir continuer dans ce sens. Nous sommes également préoccupés par les manques au regard des contributions, surtout par les partenaires importants au développement. Nous invitons le secrétariat et les États membres de l'OMS à pouvoir penser à d'autres mécanismes innovants de financement pouvant protéger le personnel et assurer la continuité dans les services de santé, surtout au regard de ce contexte dans lequel nous connaissons des contraintes. Et finalement, nous soutenons fermement les réformes entamées par l'OMS, espérant que nous allons arriver à une force de travail représentative et équitable qui pourra répondre aux défis qu'on est aujourd'hui et ceux qui nous attendent demain. Je vous remercie. L'Éthiopie. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement de l'Éthiopie félicite le Bureau régional pour les progrès enregistrés concernant l'initiative du Centre régional des données sanitaires. Cela permet de regrouper les données parcellaires qui vont nous aider donc à prendre des décisions permettant d'avoir des avancées sanitaires dans la région. C'est une approche harmonisée de l'écosystème des données. En tant qu'État membre, nous avons lu le document et nous notons que ce processus est transparent pour pouvoir finaliser la structure de gouvernance de ce partage de données. Les États membres participent, discutent avec l'État membre pour pouvoir finaliser les documents, notamment la structure, les cycles de consultation doivent être plus espacés pour permettre des consultations aussi au niveau national. Il est donc recommandé que les États membres reçoivent l'ébauche ou le projet de la version finale avant que l'on puisse procéder à la signature. Cela nous permettra également de pouvoir nous familiariser avec le contenu de la version finale. Nous pensons que c'est un exercice et une initiative qui est importante pour le partage de données. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important que l'OMS accompagne les pays pour améliorer le système de données, intégrer les différentes initiatives de digitalisation, et cela sera une approche beaucoup plus durable et pérenne en termes d'intégration des données. Enfin, nous pensons que ce centre offre des avantages tangibles aux États membres, au-delà du partage d'informations.
les pays doivent pouvoir bénéficier de leurs données agrégées, pouvoir faire des comparaisons avec des pays voisins et d'autres pays de la région. Nous pensons que ce centre doit être conçu de sorte qu'il y ait des informations analytiques qui sont présentées de manière très claire. Je vous remercie. Merci. Je vais inviter les observateurs et les membres des autres régions à contribuer. Les Nations Unies et les autres pays, autres organisations internationales pour des déclarations sur ces 5 rapports. Veuillez indiquer à quel point de l'ordre du jour vous faites référence quand vous intervenez. Merci. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Non, je n'en vois pas. Je comprends que plusieurs acteurs non étatiques ont demandé à faire des déclarations sur ce point de l'ordre du jour et je les invite à le faire. J'ai la Société internationale pour ce qui est la médecine physicale et de réadaptation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire mon intervention sur le point de l'ordre du jour 16-15. Notre organisation accueille favorablement les rapports d'état d'avancement portant à l'intégration des pays, plutôt des données de santé des pays de la région Afrique. Nous pensons que nous aimerions également intégrer ces données dans le centre régional de données. Cela constituera une base solide pour pouvoir déterminer les politiques d'investissement, assurer que les services de santé sont disponibles et que les services de la région africaine sont assurés avec accompagnés de qualité. Merci. Plus de demandes de prise de parole. Mesdames et messieurs les délégués, je pense que le secrétariat a pris bonne note de vos observations. J'aimerais maintenant savoir si le comité régional est disposé à valider les différentes observations et le jeu de documents qui a été présenté. Je ne vois aucune objection. Les documents sont donc approuvés. On prend note de ces documents. Merci. Chers collègues, nous allons marquer une courte pause de 2 minutes. Mais, s'il vous plaît, ne sortez pas de la salle, ou du moins n'allez pas très loin, parce que nous allons maintenant passer à la cérémonie de clôture. Voilà, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester dans la salle, car la Zambie souhaite, entre guillemets, vous saluer. Voilà, de sorte que vous vous souveniez de votre passage ici. J'espère qu'on se comprend à demi-mot. Merci. La raison pour laquelle je demande cette courte pause, c'est pour que les membres de la réunion qui sont encore dehors en train de prendre un goûter ou une pause café puissent regagner la salle. S'il vous plaît, je vais demander aux hôtesses ainsi qu'au comité d'organisation de demander aux membres de la réunion de bien vouloir regagner la salle.
Je me tourne vers le secrétariat pour savoir s'il y a des annonces. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, votre attention. J'aimerais annoncer que demain, il y aura un dialogue ministériel. Ce dialogue se tiendra dans cette salle. Ce dialogue ministériel se tiendra dans cette salle, la plénière, et commencera à 9 h et s'achèvera à 12h45. Tous les ministres sont invités, les chefs de délégation, plus 2 délégués. Donc, le ministre ou le chef de délégation, plus 2 délégués. Ensuite, j'aimerais préciser que vous avez un formulaire pour les départs. Donc, vous avez les codes QR qui s'affichent à l'écran. Nous vous prions de bien vouloir scanner ces codes QR qui vous redirigeront vers un formulaire et nous prendrons les dispositions pour la navette entre votre hôtel et l'aéroport. S'il vous plaît, vous devez scanner les codes dès à présent. Scannez les codes dès à présent. Je vous remercie. Grâce à ces codes, nous pourrons organiser la navette entre votre hôtel et l'aéroport. Honorable Ministers, distinguished delegates, Honorable ministre, distingués délégués, le directeur régional, Dr Janalubi, aimerait prononcer quelques mots et présenter quelque chose à l'honorable ministre de la Zambie, qui a été un excellent président. Dr Janabi, vous avez la parole. Afin de remercier l'honorable ministre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Au nom de l'OMS-AFRO, j'aimerais vous remettre un petit présent, symbole de notre appréciation de tout ce que vous avez fait pour nous. Un serpent? Alors, c'est écrit Monsieur Elijah Mujima, ministre de la Santé de la Zambie, président CR 75. Je vous remercie infiniment de vous être souvenu de moi ici en si peu de temps. Car pour nous en Zambie, nous apprécions chaque moment que nous avons passé en votre compagnie. Vous avez été très gentil, très agréable. Nous espérons pouvoir rester avec vous pour 2 semaines encore. Thank you. Honorable colleagues, thank you very much. Merci beaucoup aux honorables collègues.
Monsieur le Président et honorables ministres, chefs de délégation, avant de passer à notre point suivant, l'ordre du jour, j'aimerais profiter de l'occasion, alors que l'on attend d'amener les autres cadeaux, pour remercier Madame Pamela, notre dernier comité régional avec elle. Et puis, à un moment, un président avait déclaré: vous m'avez nourri, je vais me venger. Vous m'avez reconnu au nom du gouvernement de la Zambie, mais vous ne pouvez pas partir de la Zambie sans un petit cadeau. Je vais demander à notre personnel de faire le tour de salle et de remettre à tous un petit symbole de notre appréciation au nom de notre président Philema Kelen. Voilà, veuillez accepter ce petit cadeau en guise de reconnaissance du gouvernement de la Zambie.
C'est avec plaisir que, à l'initiative du gouvernement de Zambie, que nous puissions agir selon ce que nous prenons. Et je vois qu'ici, nous sommes une seule famille. Je voulais pas m'arrêter seulement là, mais également exprimer mon appréciation à tous nos directeurs régionaux. Et nous aimerions le remercier, lui, le directeur régional, pour la bonne organisation de cette réunion. Merci. Et à notre chère dame, Pamela, un grand prof, en très peu de temps, et elle nous a démontré son savoir. Et elle était heureuse d'être avec nous. Je lui ai dit, et elle m'a dit, écoutez, ça suffit, je vais laisser la place aux jeunes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de la 75e session du comité régional. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons notre manifestation parallèle intitulée Recalibrer l'action et les partenariats de l'OMS en matière de préparation et de réponse aux situations d'urgence en vue de la gestion des urgences de santé publique en Afrique pour des solutions plus intelligentes, durables et locales. Et cet événement aura lieu immédiatement après la clôture du comité, la session du comité régional. Conformément à l'article 20 du règlement intérieur du comité régional, le secrétariat établit en collaboration avec les rapporteurs de la session le rapport final du comité qui est communiqué aux États membres pour adoption dans un délai de 60 jours. Les États membres ont la possibilité d'informer le secrétariat des corrections qu'ils souhaitent apporter à ce rapport. J'aimerais à présent inviter l'honorable ministre sénégalais de la Santé, le docteur Ibrahima Sy, à donner lecture de la motion de remerciement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Motion de remerciement. Le comité régional, considérant les efforts immenses consentis par le chef de l'État, le gouvernement et le peuple de la République de Zambie, en vue d'assurer le plein succès de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui s'est tenue à Lusaka, Zambie, du 25 au 27 août 2025. Sensible à l'accueil particulièrement chaleureux que le gouvernement et le peuple de la Zambie, de la République de Zambie, ont réservé aux délégués, remercie le président de la République de Zambie, son Excellence Hakainde Hichilema,
pour les excellentes installations que la Zambie a mises à la disposition des délégués et pour le discours plein d'inspiration et d'encouragement qu'il a prononcé au cours de la cérémonie d'ouverture officielle de la session. Exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la République de Zambie pour leur remarquable hospitalité. Prie le directeur régional de transmettre la présente motion de remerciement au président de la République de Zambie, son Excellence Hakainde Hichilema. Je vous remercie. Merci. Thank you very much. Merci, Excellence. Je vais maintenant me tourner vers le directeur régional. Je vais lui demander de s'adresser au comité régional. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers collègues et amis. C'est pratiquement le moment de se dire au revoir et de conclure cette session du comité régional de l'OMS. Je suis là pour vous dire un grand merci. Cette semaine, ce n'a pas simplement été une réunion. Ça a été un grand pas pour moi. Personnellement, c'est mon premier comité régional en tant que directeur régional de la région africaine de l'OMS. Ça a été un tournant, beaucoup d'apprentissage et un véritable plaisir. J'ai eu l'opportunité de connaître ou de rencontrer beaucoup d'entre vous, de vous connaître un peu plus personnellement, de comprendre vos perspectives et de pouvoir voir à quel point vous êtes engagés en faveur de la santé sur le continent. Nous avons eu des discussions passionnées, mais très orientées. Nous avons décidé ensemble dans un esprit d'unité. Qu'il s'agisse de la sécurité, de la santé, des maladies non transmissibles et même la préparation en situation d'urgence sanitaire. Ce RC 75 réaffirme notre vision partagée et que tout Africain mérite l'accès à des systèmes de santé qui sont équitables, résilients et inclusifs. J'aimerais également saisir cette opportunité pour exprimer ma plus profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Hakainde Hichilema, pour son leadership et pour les meilleures dispositions dans lesquelles il nous a mis ici. À vous, Monsieur le Ministre de la Santé, Dr Elijah, merci pour vos efforts sans relâche au peuple de Zambie, pour votre esprit d'hospitalité. Vous nous avez fait nous sentir chez nous. Au vice-président, au rapporteur, votre esprit de supervision a permis des délibérations fructueuses. Merci également aux amis de la presse qui ont permis au monde entier de suivre ce comité régional. Merci à toutes les équipes, notamment le service traiteur, la sécurité, qui nous a permis vraiment de ne manquer de rien et d'être bien nourris et de nous sentir également en sécurité. Je pense aussi aux chauffeurs qui nous ont permis de faire la navette entre ce centre et nos hôtels et bien d'autres lieux en toute sécurité. Vos contributions visibles et invisibles en fait de ce 75e comité régional en Afrique, un vrai succès. Alors, nous allons maintenant partir de Lusaka, mais je pense que ce que nous avons acquis ensemble ici doit être le fondement d'une action encore plus forte qui est tournée vers l'action. Nous et moi-même, au niveau du bureau régional à Brazzaville, ne vous abandonnerons pas. Nous sommes ici pour vous servir, pour vous accompagner et pour nous tenir à vos côtés. Chaque pas du chemin. Merci pour votre confiance, pour votre leadership et merci également de croire
en l'avenir de l'Afrique, une Afrique en bonne santé. Je vous souhaite de bons voyages retour chez vous et je suis impatient de pouvoir nous retrouver la prochaine fois pour faire un pas de plus encore vers une Afrique en bonne santé. Je vous dis merci dans vos langues respectives. Je suis impatient de vous retrouver, Dieu voulant, à Addis Abeba en août 2026. À Santé Sana, on dit merci dans ma langue. Thank you, Dr. Janabi. Merci, Dr. Janabi. Nous faisons part de notre admiration du fait que vous êtes adapté si rapidement. Permettez-moi à présent de conclure. Honorable ministre de la Santé, directeur régional, professeur Janabi, Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, laissez-moi vous remercier une fois de plus de votre disponibilité et de vous être rendu disponible pour parler des questions affectant le continent. C'est difficile de toujours préparer ce genre de questions, mais nous avons travaillé ensemble pour préparer ensemble la venue des populations de notre continent. Permettez-moi de vous remercier, vous, mon vice-président, pour la manière dont vous avez pris les choses en main pendant mon absence. Et permettez-moi également de remercier l'organisation, le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé et ainsi que son nouveau directeur pour ses compétences, car il a mené les débats avec beaucoup de doigté, excellence, ambassadeur, y compris notre personnel technique. Président, je suis fier du travail que nous avons accompli durant cette réunion. Nous espérons avoir plus de discussions portant sur le bonheur de notre continent et sa sécurité. Honorable ministre, Excellence, je suis heureux de voir que nous voulons tous travailler à un accès équitable aux médicaments, aux vaccins, aux services de diagnostic. Nous voulons tous procéder au transfert technologique, accroître nos capacités locales. Nous voulons encore plus partager l'information, les idées, les ressources et notre expertise. Par-dessus tout, nous voulons jouer un rôle important pour ce qui est de lever nos ressources au niveau local pour soutenir la levée de nos fonds et soutenir encore plus l'OMS. J'aimerais aussi remercier mes homologues, les ministres de la Santé, pour que nous puissions être reconnus comme de vrais militants dans la couverture universelle. Nous devons militer pour des financements fiables en faveur de la santé. Nous devons rentrer vers nos gouvernements, les sensibiliser afin d'accroître les ressources allouées au secteur de la santé. Il ne s'agit pas seulement de ressources pour les pandémies, mais également pour la prestation de services en général. Honorable ministre, distingués délégués, je peux vous dire qu'avec cet esprit d'unité, un esprit commun, tout cela a permis d'avoir des délibérations réussies. Du fond, du cœur, je peux vous dire que nous nous sentons comme faisant partie de l'Afrique. Et ça, c'était pendant le comité régional qui a tenu sa réunion en Zambie. Je vous remercie et vous souhaite à vous tous un bon voyage de retour chez vous, de chez nous.
la Zambie. Je déclare à présent la 75e session du Comité régional pour l'Afrique close.
partners as well, or just WHO? Excuse me, ladies and gentlemen, colleagues, can we have all WHO staff, all WHO personnel coming in front here for a quick group photo so that we can transition into the next event, the last event for the day. So please come forward quickly, all WHO. Let's gather right here in front for a group photo. And the rest of the colleagues, can you maintain your seats and we'll start the next event shortly. Okay, representing the RD. Okay. Okay, yeah. All right, thank you very much. We're now ready to have the panelists to come forward to the high table. Dr. Abdusalam Bey, representing the RD, please come forward to the table. Dr. Dale Shimirimana, please come forward. Dr. Chikwe Ikwe. Dr. Landry Sagan, please come forward. Dr. Hussein Isse. Dr. Ibrahima C. Dr. Daniel Chabayinze, please come forward. If we can also have on the stage Ms. Uzomaka Gilpin, Dr. Irene Kiza, and Dr. Chris Elias. Please come forward so we can begin the final events, the side events on emergency preparedness.
We're still waiting for a few members to join the panel. Dr. Chikwe Ikweazu, please join the panel. The Honorable Dr. Hussein Isse, please come forward. The Honorable Dr. Ibrahima C, please come forward. Dr. Daniel Chabayinze, please come forward. Okay, perfect. Thank you, sir. Ms. Uzomaka Gilpin, Dr. Yes, excellent. Thank you so much. We'll be starting in just any moment now. Very short, huh? And like I'm screaming, but I have a very soft voice. Can you increase? Yeah. All right, we can go ahead and get started. This session is all about emergency preparedness and response in resource-constrained contexts. We're looking at paradigm shifts. And just to lay the context a bit for us all, we know that the landscape of emergency preparedness and response, EPR, in the WHO African region is at a pivotal junction. So this is what we want to discuss at this side event. And the objectives, I'd like to just lay out the objectives for you for this event. The objectives are to provide an update on the regional and global developments in EPR in the African region. We also hope to engage member states on resilience, management, and sustainability. These three words are so important. And finally, the objective for this side event is to enhance partnership and alignment with national priorities for EPR. So that's what we hope to achieve in the next 90 minutes or so. At this time, I would like to invite for the opening remarks and to set the tone a bit further for this conversation, Dr. Abdul Salam Gay. Thank you very much. Bonsoir tout le monde. Il fait tard et dans ces périodes-là, je commence à avoir des maux de tête et je préfère rester en français. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de commencer la discussion et pour essayer de mettre les choses un peu en place et en contexte. Il y a des signaux qui arrivent quand vous avez l'honneur de gérer quelque part dans la gestion. Et la capacité de gestion dépend de comment on détecte ces signaux et comment aussi on répond. Nous qui avons eu le privilège et l'honneur de gérer des emergencies en Afrique, on a détecté récemment 3 signaux. Le premier signal est que lorsque COVID-19 est arrivé, les pays s'attendaient à ce qu'il y ait une solidarité, comme d'habitude, et aussi des supports techniques et matériaux au cours des réponses. Cela n'a pas eu lieu. Les pays africains se sont débrouillés et ont eu des réponses extrêmement efficaces. Les millions de morts que l'on espérait ne se sont pas passés et l'économie aussi a pu survivre malgré quelques blessures. Et les pays sont sortis avec un état d'esprit en matière de réponse aux urgences différent. Ils ont eu beaucoup plus confiance en eux parce qu'ils ont eu beaucoup plus de capacités qu'ils ont appris grâce à cette façon de faire, souvent sans aide. Le deuxième signal est lié au fait que il y a eu récemment pour certains donateurs de l'Organisation mondiale de la santé ont réduit leurs dons à l'organisation parce qu'il y a un changement de priorité. Mais cela, c'est pour l'ensemble de l'organisation. Pour les urgences, cela a commencé beaucoup plus tôt parce que les fonds qui étaient venus dans COVID ont commencé à se tarir progressivement.
Ça, c'est un autre signal. Le troisième signal pour les urgences en Afrique, en ce qui concerne l'OMS, est que depuis un certain temps, nous avons fait un changement important en bousant nos moyens et nos ressources humaines en dehors de notre capitale et les ont amenés à Dakar et à Nairobi dans des hubs. Ces hubs, certes, existaient, mais nous les avons développés et le nombre de personnes a été multiplié de façon extraordinaire. Et ce signal est que on n'avait plus notre réponse comme ça se faisait. On était beaucoup plus proche des pays, mais aussi il y a des réalités qu'il fallait tenir compte. Donc, il y a eu 3 signaux que nous avons notés. Des changements au niveau des pays liés à Covid, des changements au niveau des donateurs liés à un changement de priorité et des changements liés au fait que sur le plan géographique, nous n'étions plus à Brazzaville, mais nous étions plutôt à Dakar, Brazzaville et Nairobi, avec aussi des intentions d'aller à Pretoria. Et ces signaux nécessitaient d'être analysés. Et nous avons fait quelques étapes. Pour les pays, nous avons fait une enquête auprès des États membres grâce à une firme indépendante qui nous a permis d'avoir des résultats et des analyses. Nous avons aussi fait une analyse stratégique des hubs grâce à des experts, avec aussi le travail de nos experts propres pour amener un cadre qui concerne les hubs. Nous avons aussi suivi les recommandations de notre headquarter en matière de comment on réagit en ce qui concerne la réduction des fonds. Et nous avons appliqué, tout cela a donné des résultats. Donc, on a eu 3 paquets de résultats qui concernent ces 3 signaux. Tous ces résultats ont été mis ensemble et maintenant, c'est le moment pour moi d'introduire le TAC, ce qu'on appelle le Technical Advisory Group. C'est un groupe de 15 personnes qui ont été affectées par notre régional directeur pour la conseiller, en ce moment-là, c'était le Dr Massidi Somariti, en matière des urgences sanitaires EPA. Ce groupe est venu de 600 personnes, des experts, des volontaires nous ont donné leur nom et leur CV, et il y a eu un groupe d'indépendants qui a choisi 15 parmi ces 600. Donc, nous avons donné tous ces résultats à ce groupe pour leur dire quelles recommandations vous pouvez tirer de cela. Ils se sont réunis il y a 2 semaines et ils sont venus avec des recommandations d'ordre général pour le moment qu'il va vous présenter, mais de façon assez claire, il y a un document qui sera aussi circulé. Et les discussions qu'ils ont menées la semaine dernière, c'était des discussions publiques. Chacun pouvait se connecter et les entendre discuter. Donc, on va continuer en demandant au TAC, le chair qui est ici assis, de dire ce qu'ils ont fait et les résultats, mais aussi, nous allons demander les avis au niveau global à Dr Chikwe Iheguezo, qui est ici assis, et au niveau continental à Africa CDC représentant, et au niveau des pays à ses excellences, messieurs les ministres qui sont ici assis. L'objectif, c'est de discuter et pour vous, de nous dire qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire face à cette situation de changement qu'on a noté grâce à ces 3 signaux. Merci beaucoup. Thank you very much for those opening remarks. Dr. Gay, merci pour ces propos liminaires. Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant inviter le président du groupe EPR qui nous donnera des perspectives d'experts ainsi que de recommandations. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'aimerais que l'on accueille ici le docteur Dio Echilimana.
Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et messieurs. Salam, en quelques mots, planter le décor et présenter ce que nous faisons en tant que conseil consultatif qui donne des orientations. Mais je me pose certaines questions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'OMS est en phase avec son rôle auprès des États membres, que ce soit aussi par rapport même au siège ou au bureau régional? Pour répondre à cette question, eh bien, nous avons initié une enquête auprès des États membres. Et voici ce que révèle cette enquête. D'abord, l'on note que les pays, les États membres, voient en l'OMS un partenaire de confiance, de choix, que ce soit via les normes que l'organisation édicte, et tout cela apporte une certaine valeur pour mieux préparer les ripostes sanitaires. Ensuite, l'OMS est très en avance dans le domaine de la préparation, notamment une approche de coordination multisectorielle de nombreux partenaires. L'autre chose que je vais ajouter, c'est que l'OMS, selon les États membres, doit faire un plaidoyer pour l'inclusion des acteurs locaux et la société civile dans les situations d'urgence sanitaire. La troisième révélation, c'est que l'OMS doit jouer un rôle de catalyseur pour la coordination des actions de préparation et de riposte. Pour les États membres, le renforcement des capacités est vraiment l'une des principales priorités pour pouvoir mieux coordonner la préparation et la riposte. Et donc, les États membres souhaitent que le bureau régional de l'OMS ait des investissements sur le long terme avec les institutions de santé, les professionnels de la santé, ainsi que contribuer à l'élaboration de stratégies sur le long terme. Sur la base donc de ces révélations, de ces découvertes, eh bien, nous souhaitons, en tout cas les États ont demandé que l'OMS-AFRO ait une approche inclusive, multisectorielle et facilite l'implication des acteurs nationaux et infranationaux et qu'il y ait également des activités de coordination transfrontalière, notamment pour qu'il y ait une sorte de cohésion et de cohérence. Et c'est ce que nous avons également entendu de la bouche des ministres de la Santé au cours de cette 75e session du Comité régional. Comment est-ce que l'organisation doit accompagner les pays en termes de préparation et de riposte? Alors, plusieurs recommandations peuvent être faites. La première, c'est que l'OMS, le bureau régional, je veux dire, en tenant compte du contexte géopolitique du moment qui risque de s'inscrire dans la durée, doit faire face, doit réunir différentes parties prenantes et coordonner les activités. Ensuite, aider les pays à faire des activités de surveillance au niveau national, ce qui est nécessaire, surtout en période de riposte. L'OMS a également renforcé les compétences des professionnels de la santé. Doit aussi apporter une aide externe pour faire face aux situations d'urgence lorsque c'est nécessaire. Les institutions de santé africaines doivent aussi pouvoir intégrer, mutualiser les forces, surtout en termes de personnel de santé. Enfin, il faut également des activités de détection précoce. L'alignement sur les plans régionaux est une condition sine qua non. Sans coordination, les lacunes et les gaspillages seront monnaie courante, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Aujourd'hui, la santé, j'aimerais dire que les activités de riposte et même de préparation commencent avec vous et finissent avec vous. C'est pour cela qu'il faut davantage mobiliser des ressources en interne. Par exemple, les pays africains ont aujourd'hui créé un espace fiscal lors des sessions parlementaires, tandis que d'autres se sont dotés de fonds nationaux dédiés aux situations d'urgence sanitaire. Je dois dire, et je le réitère, c'est que l'aide financière internationale doit venir en deuxième plan. Tout commence par nous-mêmes. Ensuite, concernant le RSI, le règlement sanitaire international, ce règlement sanitaire international doit
nous aider à bien définir nos objectifs au niveau national ainsi que les implications de législateurs ainsi que du pouvoir exécutif. Et donc, je vous invite à parler avec vos collègues au sein de la région pour que vous puissiez partager des informations et coordonner vos efforts en termes de préparation et de riposte. Enfin, utilisez vos voix au sein de vos pays. D'abord, travailler avec d'autres ministères de tutelle ou des ministères pertinents comme l'agriculture, les finances, les ministres en charge de l'élevage, des ressources halieutiques, etc., pour coordonner les efforts dans un esprit d'approche une seule santé, one health, comme on dit. De cette manière, vous pourrez mieux défendre les intérêts de ces autres collègues à l'échelle régionale aussi. Enfin, nous devons, au niveau de la région, prioriser une mobilisation des ressources pour la préparation et la riposte. Il est impossible que nous ralentissions de notre effort parce que les menaces à la santé sont continuellement avec nous et comme vous le savez, mieux vous prévenir que guérir. Je vous remercie. Very much. Thank you very much. Merci infiniment, docteur. Je suis certain que nous en apprendrons davantage durant les échanges sur le renforcement des capacités. Nous allons maintenant donner la parole aux autres panélistes. Pas besoin de venir vers le public. Je vais maintenant donner la parole au docteur Chikwe pour son intervention, notamment en ce qui concerne la riposte au niveau mondial. You said we could stay here, right? Je peux rester ici, n'est-ce pas? Merci infiniment. Je vous remercie, docteur Zimala, pour ces idées que vous avez partagées en ce qui concerne le travail du groupe technique qui, en ce qui concerne le programme des urgences sanitaires de l'OMS. Pour rebondir rapidement sur ce qu'il a dit, eh bien, vous avez mentionné quelques priorités. Et vous avez parlé du fait de renforcer les capacités au niveau local. J'aimerais revenir sur un terme qui est revenu très souvent dans le cadre de notre travail. Eh bien, c'est la souveraineté. Partout en Afrique, tous les pays réclament davantage de souveraineté au niveau sanitaire. Et cela signifie que nous souhaitons faire davantage pour nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui implique aussi les émotions. Et personne au niveau mondial me dirait que ce n'est pas une bonne chose. Mais comment est-ce que nous pouvons faire davantage pour nous-mêmes? Eh bien, nous devons renforcer les capacités. Et il s'agit de capacités complexes. Beaucoup de pays ont commencé il y a cela de nombreuses années. Mais vous savez, comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 100 ans. Et le moment idéal suivant, c'est aujourd'hui. Il existe des défis. Au travers de la riposte à la COVID, nous avons relevé nos capacités dans beaucoup de pays, ce que nous n'aurions pas pu faire autrement. Nous avons également renforcé la surveillance dans beaucoup de pays. Les EOC, quel est l'élément suivant pour dépendre de moins en moins d'organisations telles que l'OMS? Eh bien, il s'agit de pouvoir concentrer ces capacités-là afin que les institutions et les organisations puissent jouer le rôle que l'OMS et le CDC Afrique jouent. Beaucoup de pays se sont déjà lancés. Certains ont décidé de mettre en place des agences nationales de santé publique. Le Zimbabwe a annoncé également cela. Le Kenya, il y a de cela quelques semaines. Et pourquoi est-ce que tout ceci est important? Qu'est-ce que cette agence de santé publique vous apporte? En réalité, il s'agit d'un écosystème.
il s'agit de rassembler tout le monde afin que les uns et les autres travaillent et apprennent les uns des autres, se renforcent mutuellement leurs capacités. Donc, nous avons des personnes à différents niveaux qui interviennent. Nous ne saurions arriver à un niveau de souveraineté si nous ne développons pas nos capacités. Et pour ce faire, nos collègues doivent intervenir dans des institutions où ils peuvent on peut avoir une certaine croissance. Donc, nous devons penser à comment traduire ces recommandations en actions concrètes. Donc, personne ne vous dira que le renforcement des capacités, c'est une mauvaise chose. Il faut pouvoir rassembler ces capacités-là au sein d'institutions. Et ce faisant, au bout de quelques années, les défis, que ça concerne le programme relatif au VIH-Sida ou le programme relatif à la tuberculose, ou lorsque nous allons éradiquer la polio, je vois Chris dans la salle, que nous puissions dire que toutes ces infrastructures que nous avons mises en place ont été transférées vers des institutions nationales qui vont assurer la gestion. Je reçois donc votre recommandation comme un appel que vous nous lancez. Nous devons intervenir en première ligne de la riposte. Et là où j'aimerais voir l'OMS dans le futur, ce n'est pas en première ligne, mais plutôt en arrière-plan, derrière les équipes de pays pour fournir une orientation, pour fournir un appui technique ça et là, mais les pays doivent être au premier plan. Et j'espère que nous allons pouvoir renforcer les capacités. Et l'OAS, l'OMS et toutes les institutions, tous ceux qui sont là pourront apporter leur contribution. Et les pays en première ligne. Merci. Je vous remercie, Dr. Chikwe. Je reviens au terme souveraineté. Merci d'avoir abordé cela. J'aimerais maintenant inviter le CDC Afrique à nous présenter une perspective continentale. Donc, nous avons le Dr. Landry qui est là et qui remplace qui représente le directeur. Merci, Excellence, Dr. Chikwe Yekweazu. Merci beaucoup pour ces mots de sagesse que vous avez partagés. Mesdames et messieurs les ministres, chers partenaires, je suis heureux de représenter le directeur général du CDC Afrique, son Excellence le Dr. Jean Kazea, qui vous envoie ses chaleureuses salutations et s'excuse de son absence ici, qui est due à d'autres engagements. Je m'en vais donc partager son propos concernant ce sujet. Je tiens à remercier le directeur régional de l'OMS pour avoir invité le CDC Afrique pour ce dialogue en ce qui concerne les ripostes aux situations d'urgence en Afrique. Le CDC Afrique reçoit les recommandations émises par le panel en ce qui concerne les modalités d'ajustement de l'OMS face au contexte actuel. Notre continent, avec une population de 1,4 milliard de personnes, est confronté à plus de 100 situations d'urgence sanitaire chaque année. Nous avons la maladie à virus Ebola, la maladie à virus Marburg, et nous sommes confrontés à d'autres défis qui affectent nos capacités d'un point de vue financier. Nous ne saurions oublier le changement climatique, les conflits qui continuent de mettre à mal nos systèmes de santé qui sont déjà fragilisés. Et ce panorama requiert que nous repensions notre approche. Et les recommandations émises arrivent à point nommé. Elles nous invitent à opter pour des solutions locales
axé sur l'unité, le leadership au niveau continental. Au CDC Afrique, en qualité d'agence en charge de la santé publique au niveau de l'Union africaine, et qui a reçu le mandat des États membres de jouer un rôle de chef de file en ce qui concerne la santé publique, la fabrication des médicaments au niveau local, et tout récemment, qui a reçu le mandat de repenser le financement de la santé en Afrique. Nous souhaitons saisir cette occasion pour indiquer que nous sommes résolument engagés à collaborer avec tous les partenaires, y compris l'OMS. J'aimerais mettre l'accent sur une innovation que le CDC Afrique a lancé il y a 2 ans avec le bureau régional de l'Afrique de l'OMS et le bureau régional de l'Europe. Alors, cette nouvelle initiative a été lancée en tant que partenariat novateur ayant pour but d'harmoniser les efforts et d'éviter les doublons. Ceci nous permet d'exploiter les avantages comparatifs de nos institutions pour le bien-être des populations. Et cette initiative a permis de renforcer la surveillance et les 2 dernières années, le GIP a permis de soutenir les États membres en matière de mobilisation des ressources dans le cadre du processus de lutte contre les pandémies. J'aimerais mettre l'accent sur une innovation réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du GIP. Nous avons été confrontés à une flambée de variole simienne qui a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par le CDC. Et des efforts ont été déployés afin de réduire les doublons. Le CDC Afrique et l'OMS ont mis en place le système de gestion des incidents afin de répondre à cette flambée de variole simienne. Aujourd'hui, ce modèle assure la coordination entre 13 partenaires au niveau continental autour d'un plan, un budget, un système de notification et un système de gestion financière. Et les recommandations formulées, notamment celles concernant la coordination au niveau régional, rejoint ce modèle. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, je vais maintenant parler des perspectives d'avenir. Nous pensons que le GIP, en tant que cadre élaboré pour renforcer la préparation, devrait pouvoir continuer à grandir. Et nous avons aussi un cadre de riposte au niveau continental face aux situations d'urgence sanitaire, surtout lorsque nous avons des flambées multiples. Nous aimerions donc exploiter le modèle que nous avons en place et qui a été adopté par notre champion de la lutte contre le choléra, le président de la République, pour renforcer les efforts de lutte contre le choléra. Il s'agit donc d'une occasion pour nous de renforcer la préparation aux situations d'urgence sanitaire et nous pensons que ce système doit être repensé, doit être renforcé pour le bien-être de nos populations. En conclusion, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de l'unité, d'agir comme un seul homme. Nous avons besoin de solidarité. Et cette unité dont nous parlons n'est pas une unité symbolique. Et c'est cela qui marque la différence entre une réponse fragmentée et le fait de pouvoir assurer notre sécurité à toutes et à tous.
Le président Hichilema a lancé un appel et cela constitue le signe, un exemple du type de leadership dont nous avons besoin. Et si nous souhaitons protéger nos populations, nous devons faire en sorte que la volonté politique soit de mise. Nous voulons qu'il y ait de la solidarité, nous voulons des investissements au niveau national qui sont durables. Et sans cela, nous ne saurions atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Sadé, pour nous avoir donné ces perspectives exhaustives. Nous allons à présent aborder la perspective nationale. Je vais me tourner vers le Mozambique, qui est confronté à une situation particulière avec, non seulement elle est confrontée à des situations d'urgence sanitaire, mais également des catastrophes naturelles dues au changement climatique. Donc, le cas du Mozambique est particulier, mais il fait preuve de résilience. Je vais donc demander au ministre de la Santé du Mozambique, pouvez-vous partager avec nous la manière dont votre pays s'est construit et a adapté son système de santé et comment est-ce qu'il a pu réussir à décentraliser une approche et adopter une approche basée sur les communautés? Merci de me donner la parole. J'ai l'honneur de vous saluer, mesdames et messieurs, et de remercier les invités qui nous ont conviés à prendre part à cet événement. Le Mozambique est un pays très vulnérable au cyclone. En moins de 3 mois, le pays a enregistré 3 cyclones qui ont détruit de nombreuses infrastructures. Ces cyclones et les maladies qui accompagnent ces événements nous ont obligés à répondre avec un contexte de engagement politique au niveau le Zambie par les também a preparação antecipada. Há grande investimento no país na formação no subsistema comunitário. O país tem 3 subsistemas principais. Tem o sistema público, o subsistema privado e o subsistema comunitário. Este é a bandeira, eu falei aqui numa das minhas intervenções, esta é uma grande bandeira do Presidente da República de Moçambique, porque isto traz melhor acesso, maior resposta ao nível das comunidades, principalmente na promoção de saúde, que é um aspecto extremamente importante. Temos 2 planos em implementação, o plano de eliminação da cólera e o plano de adaptação climática, também são instrumentos vitais para a nossa intervenção como país. Igualmente, temos investido em planos anuais de contingência a todos os níveis, quer no nível distrital, provincial e nacional, em que orientamos ações multissectoriais e severas. Há várias equipas multidisciplinares, quer ao nível nacional, quer ao nível provincial. Temos também os comitês operativos de emergência e saúde pública a todos os níveis, que facilitam a resposta coordenada, integrada, em articulação com os outros setores. Também avançamos bastante com os laboratórios de saúde pública,
aproximando o diagnóstico junto das populações. É importante ressalvar aqui que contamos também com um grande apoio dos parceiros estratégicos, um deles que lidera no país, que é o parceiro de primeiro contato do nosso país, que é a Organização Mundial da Saúde, que tem mobilizado também apoio técnico e financeiro na preparação das emergências, assim como o CDC e a Fundação Bill e Melinda Gates têm colocado recursos diretos para a resposta às emergências. Mas também o Fundo Global tem nos apoiado bastante naquilo que é os centros operativos de emergência. E também as parcerias público-privadas que nós temos, principalmente no nosso país, para resolver essa situação com o envolvimento comunitário. O envolvimento comunitário é um pilar principal no nosso país para lidar com as emergências. E depois temos a resposta a nível da Comissão Nacional dos Determinantes do setor da saúde, também organizado para poder responder aquilo que é o tratamento clínico das situações, mas, como eu dizia, o envolvimento multissetorial e o envolvimento comunitário é sido decisivo. É importante também o trabalho que fizemos, que foi levar a literacia das comunidades, e isto contribuiu muito para a redução dos rumores, porque os rumores traziam dificuldades. Quando olhamos para os dados da cólera do nosso país, dos 68 óbitos que o país registrou da cólera, 48 foram na comunidade. Isso significa que havia barreiras das comunidades para ter acesso aos cuidados de saúde por questões religiosas, questões culturais, e foi preciso também trabalharmos nelas com o envolvimento das lideranças locais. Por isso, este é o nosso pensamento, mas dizer que estamos abertos também a aprender mais com os outros países africanos. Muito obrigado. Thank you so much, Honorable. Muito obrigado e fico feliz por ter falado da disseminação de informação falsa ou de desinformação. Penso que, de facto, há muito que fazer para vermos como combater esse tipo de rumores e informações falsas face à crise. Agora vamos passar para o Senegal. O Senegal tem um papel único na região ocidental de África. Vamos ouvir do Dr. Seyd, se pode nos falar mais sobre o papel que o Senegal desempenha quanto à gestão do EPR a nível regional na África Ocidental. Muito obrigado pela palavra e agradeço aos organizadores deste painel de veras importante. Bom, o que está sendo dito aqui é importante. Antes de responder à questão, permitam-me revisitar alguns fatos importantes. Estamos a falar de resposta à emergência, então há que ter ideia de como o sistema está organizado. Quando falamos de resposta a emergências, estamos a falar de infraestruturas, estamos a falar de capacidade laboratorial ou laboratórios, a falar da disponibilidade de vacinas, estamos a falar também da existência de sistemas de vigilância funcionais, e também estamos a falar de sistemas de disseminação da informação no seio da população. Estamos também a falar da capacidade nacional de coordenação
e também da capacidade de coordenação transfronteiriça. Agora, tendo em conta todos estes aspectos, a nossa organização, a nível do Senegal, nós criamos o Centro de Resposta à Emergência. Temos também um Conselho Nacional de Gestão de Surtos. Temos o Centro Regional da OMS para a preparação e gestão de emergências. Portanto, lá temos várias ferramentas, temos nos beneficiado também de capacitação para responder a emergências. Também tivemos a sorte, ou temos a sorte de ter o apoio da OMS com a formação do nosso pessoal médico. Estamos a falar de profissionais de saúde que prestam apoio sempre que enfrentamos uma emergência. Temos a capacitação em vigilância epidemiológica e também temos o apoio do Instituto Pasteur e outros serviços laboratoriais que nos ajudam na detecção antecipada de surtos, tal como foi o caso do Mpox, foi detectado em menos de 48 horas. Também organizamos recentemente o seminário de vigilância, de colaboração para vigilância, com apoio da Fundação Bill e Melinda Gates. E reunimos todas as partes interessadas, o ministro do Ambiente, da Saúde e tantos outros que são partes interessadas na matéria de vigilância. E não podemos falar de preparação para a resposta à emergência sem a capacidade de produção vacinal. É por isso que, com o apoio do Instituto Pasteur, estamos a produzir uma série de vacinas que podem ser bastante úteis no caso de surtos. O Senegal também tem trabalhado em colaboração com outras agências para responder a emergências. Agora, com base na experiência recente, nós destacamos uma equipa médica para as zonas menos favorecidas e então criou-se uma equipa que aproximou-se das comunidades para prestar os serviços. Porque nem todos que precisam de cuidados encontram-se em zonas fáceis de alcançar. Então, temos sempre que garantir que os cuidados sejam acessíveis. Realizamos consultas comunitárias, de rastreio para podermos dividir a população. Portanto, são pessoas que tinham diversas condições que sem este serviço talvez poderiam perder a vida. Precisamos sempre de
nos adaptar e precisamos de garantir a formação do pessoal de saúde para poder estar pronto para responder às emergências. Antes de concluir a minha intervenção, gostaria de agradecer à OMS, bem como à Fundação Bill e Melinda Gates. Eu visitei o centro de emergência da OMS e vi que é bastante interessante e está claro que muito trabalho já foi feito. E gostaria de agradecer à OMS Genebra, assim como à OMS África e todas as equipas que trabalham com vista a auxiliar-nos na solução dos problemas da nossa população, seja a formação e a formação do pessoal para responder a emergências. De facto, o Senegal desempenha um papel preponderante nesta área. E quando falamos deste grupo, há uma demografia que não devemos esquecer, os refugiados. O Uganda, sabemos, acolhe a população, a maior população, se não a maior de todas as populações de refugiados do mundo. Vamos ouvir do representante do Uganda, se pode nos dizer como é que o Uganda tem aproveitado a capacidade nacional como a vigilância integrada para gerir a crise humanitária e acolhendo tantos refugiados. Muito obrigado. Obrigado por fazer a correção. Quando diz a ministra da Saúde que está aqui, não. Trago saudações da minha ministra. A nossa representante vem deste país. Quando chegou em Uganda, estávamos no meio do surto da ébola. Doutora Kassonde, somos críticos para resolver este surto. Então, alguém que vem de uma agência técnica e reconhece que a liderança e a resiliência do país são chave para responder à crise. Então, permita-me destacar algo nisso. Como disse, o Uganda já tem quase 2 milhões de refugiados e todos são bem-vindos, podem viver em Uganda. É um convite aberto. Se acharem difícil viver em qualquer outro sítio, podem viver no meu país. A liderança é acompanhada de inovação. A inovação, permita-me destacar o último surto de ébola. Tivemos o surto em 3 cidades, são 300 quilômetros de distância. Identificamos o primeiro caso num grande hospital de referência nacional e o paciente estava no contexto de cuidados intensivos. A liderança decidiu destacar instalar um laboratório móvel para ébola. É a primeira vez que fizemos esta instalação do centro provisório onde havia no epicentro do problema. Todos não queriam que isso fizesse isso, mas a liderança disse, se tivermos que fazer, é melhor fazermos da nossa forma, mas também esperamos que não cause outro surto. Em segundo, isolamos todos os contactos. Portanto, através da quarentena. A maioria das pessoas que entraram em quarentena eram os colegas que trabalhavam nos hospitais, nos cuidados intensivos, porque os contactos estavam no contexto hospitalar. Isso não foi fácil, porque para cada caso podemos estimar cerca de 30 contactos. Então tivemos que colocar cerca de 400 pessoas em quarentena. Isso foi liderança ousada. Em terceiro, começamos a aplicar a vacina de ensaio logo no início. É preciso protocolo, é preciso preparação, mas sempre trabalhamos com a academia e a OMS para preparar isso. Se tivesse, para que havendo um surto no futuro, poderemos aplicar a vacina, porque atualmente
não temos a vacina aprovada para ébola. Então, ao invés de dizer que estamos a responder, Uganda doou ao mundo nova informação através da pesquisa, porque permitir que nós nos expuséssemos a uma nova vacina em termos de resposta também foi algo único. E os resultados foram bem anotados. O surto foi contido em 66 dias e depois de 87 dias o surto foi declarado como terminado. Portanto, há muitos refugiados em Uganda que ainda podem voltar às suas casas. Então, há muito movimento transfronteiriço e isso nos obriga a colaborar com os vizinhos. Então, ficamos alerta a tudo o que acontece nos países vizinhos. Recentemente houve um surto da cólera no distrito que faz fronteira com o Sudão do Sul, mas já sabíamos que havia lá um surto. Então, isso também foi contido em tempo recorde, porque sabíamos que havia um mercado aberto, uma feira onde podia ser o epicentro. Depois vou falar da liderança, portanto, em torno do Mpox. Depois de se declarar a Mpox como uma doença de preocupação internacional ou ameaça à saúde pública, começamos a categorizar os grupos, portanto, em 3 categorias: os pescadores, os seus contactos, os trabalhadores de sexo. Então, identificamos esses indivíduos e logo que a vacina esteve disponível, fomos até onde estão. Trabalhando com a África CDC, fomos ao que chamamos de distritos vermelhos e os colegas registraram as pessoas e as pessoas receberam a vacina. É aqui onde conseguimos, porque se esperarmos por aquilo que já é conhecido, nenhum conhecimento será gerado. Então agora somos capazes de ir às cidades e reduzir o número de casos de Mpox, porque tínhamos saído do modo de prestar cuidados, usando os trabalhadores de sexo para convidar os seus contactos e dessa forma vacinamos a todos. Então, para concluir, eu penso que devemos ser mais inovadores, não devemos seguir o que já é conhecido. A liderança deve ser ousada, tentar novos métodos, porque nessas novas abordagens poderemos ser capazes de entender melhor o que está a acontecer. Então, precisamos de soluções adaptadas à situação. Muito bem, excelente. Uma abordagem um pouco heterodoxa, mas adaptada às necessidades. Chegou a altura agora de dar a palavra às partes interessadas que intervêm. Nestas alturas, darei a palavra ao Dr. Elias. Gostaria de saber como é que a Fundação Gate pode ajudar e favorecer a resposta, a preparação e resposta em situações de emergência e capacitar as organizações da região. Vou começar por agradecer o Escritório Regional da OMS, Região Africana, por nos ter convidado. Somos já parceiros há bastante tempo. E para responder à sua pergunta, já recebeu elementos de resposta, já ouviu os agradecimentos dos vários oradores, mas somos nós que agradecemos a sua parceria, porque a nossa parceria é conseguida graças à apropriação pelos países e às parcerias com o reforço das capacidades. Muitas vezes os parceiros para o desenvolvimento podem dar resposta a surtos epidémicos ou a problemas. Nós preferimos ajudar no reforço de capacidade a nível nacional. Nós conseguimos estabelecer várias parcerias por várias vezes com grupos orgânicos da OMS sob o mandato do Dr. Chikwe a nível regional e mundial. Ouviu também as palavras do Dr. Salam, estamos muito felizes pelo inquérito levado a cabo pelo Escritório Regional da OMS, Região Africana.
aliás, e para dar resposta às mudanças e como capitalizar na sequência dos ensinamentos da Covid-19. Eu também fiquei muito feliz por ouvir as observações dos nossos colegas como no Uganda, Moçambique e no Senegal. Em Moçambique e Senegal tivemos a oportunidade de apoiar a criação da arquitetura de resposta às situações de emergência, e nomeadamente no Senegal, sim. E alguns dos elementos que não têm a ver com o que foi dito, e cito, é que o acordo de colaboração é sine qua non. Fizemos os acordos na sequência do plano conjunto de ação às situações de emergência. A colaboração, tal como disse o colega do CDC de África, a intervenção na sequência da pandemia e também às várias crises de emergência e aos surtos epidémicos que observamos. Já foi dito pelo Dr. Janabi ontem, houve mais de 160 ocorrências no último ano e a metade, ou 50% destas ocorrências a origem das alterações climáticas, e a situação só vai piorar. Haverá eventos climáticos severos, pessoas deslocadas, e vai agregar muitos mais problemas. Por isso, ouvir as perspectivas dos países, da OMS e do CDC de África ajuda-nos a adaptar a resposta rápida. Muitos já tiveram a oportunidade de dizê-lo, a preparação é mais importante que a resposta e é menos onerosa, permite salvar vidas, e penso que por isso estamos muito felizes na qualidade de doadores de continuar a apoiar esses esforços nacionais, reforçando as capacidades das instituições nacionais e regionais. Já foi dito, haverá cada vez mais desafios ou ocorrências no futuro, e é uma honra estar junto de vós. Se eu tivesse uma sugestão concreta a fazer, é apostar no balanço já iniciado e aproveitar os ensinamentos e as experiências de uns e de outros, tal como foi dito pelo colega do Uganda. É necessário capitalizar as várias experiências para reforçar a coordenação, de modo a que, quando uma situação de emergência venha a ocorrer, a resposta possa ser rápida e não haja perda de tempo em relação à reflexão relativamente à resposta. Temos muitos acrónimos na preparação e resposta à situação de emergências, o SEARCH, etc. Por isso é necessário trabalhar estreitamente com a OMS e o CDC de África e outros órgãos regionais para continuar a reforçar a liderança na preparação e na resposta à situação de emergências. Muito obrigado pelo vosso papel de chefe de fila e as parcerias estabelecidas com a nossa organização. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Elias. Gostaria de voltar a fazer igualmente a pergunta à senhora Gelpin, como é que a sua organização procede ao reforço de capacidade na resposta do PRE? Muito obrigada. Doutor Ikeguazu, excelentíssimos senhores ministros, minhas senhoras e meus senhores,
agradeço esta oportunidade de poder usar a palavra na qualidade de FCTO do Reino Unido, um parceiro de longa data. Penso que a questão aqui de que se trata não é unicamente uma questão relativa à saúde, é uma questão que tem a ver com o desenvolvimento, a segurança e também com a equidade, uma equidade profunda com consequências ao nível mundial. Ouvi-se falar de solidariedade, soberania regional, mas a solidariedade mundial é igualmente importante. Nenhum de nós está em segurança, a menos que todos estejam em segurança. O Reino Unido está fortemente empenhado na segurança mundial com um pacote de ajudas internacionais, sobretudo relativamente às catástrofes naturais e também às epidemias de ébola e outras. É claro que o meio envolvido está complicado, como sabem que a ajuda pública ao desenvolvimento britânico vai ser reduzido, mas contudo temos oportunidades. A adoção de um acordo sobre as pandemias, o balanço para a abordagem uma só saúde, progressos tecnológicos e ainda muito mais importante, e aliás fui testemunha neste Comitê Regional, o primeiro ao qual eu assusto é justamente esta vontade profunda dos Estados-membros de se tornarem autossuficientes. A nossa abordagem e principal prioridade são, pois, parcerias diversificadas para ter em conta todas as questões transfronteiriças e promover a inovação. É a primeira das nossas prioridades. E é graças a essa parceria que vamos desejar reforçar e encorajar. E com o CDC de África, a OMS da Região Africana, o Instituto Pasteur de Dakar, o Instituto Pasteur de Dakar e outros parceiros. Pois bem, vamos prosseguir essa parceria para a vigilância, resposta aos surtos, para investigação e para criar uma envolvente favorável aos desenvolvimentos a nível local. Envidamos também esforços para desenvolver esforço ao nível do Estado britânico, todas as competências que lá existem. Não vou aqui citar todos os programas, mas gostaria de dizer e garantir que estamos presentes e ativos em muitos países africanos. Segundo lugar, alinhamos no desenvolvimento multilateral e desenvolver abordagens relativamente à segurança global, a cobertura universal de saúde e os cuidados de saúde primários integrados. Nomeadamente a agenda de Lusaka, que é fundamental para a perenidade das nossas intervenções. Um terceiro aspecto essencial são os financiamentos flexíveis que vão ser criados para dar resposta imediata às crises, sobretudo nos meios, nas situações críticas. E vamos continuar a contribuir ao mecanismo da OMC, assinar a intervenção dos imprevistos. Sabemos que o Fundo de Resposta do CDC de África precisa de apoio para continuar a proteger as populações e para criar intervenções rápidas em situações complicadas. Mas na nossa mente trata-se de criar a possibilidade de intervenção rápidas cada vez que é necessário. Instituições como a OMS, a Região Africana, o CDC de África são os primeiros balcões para os quais é necessário virar-se quando ocorre uma dessas situações. E por isso a inovação deverá ser encorajada. E para ser mais prático e abordar as várias etapas práticas, nós gostaríamos de trabalhar da forma mais inteligente e gostaria também de referir os vários âmbitos em que poderemos intervir. Não estou surpreendida porque a Fundação Gates está aqui presente
nós vamos reforçar as parcerias com todos os doadores para conseguir ter incidências acrescidas. Com a Fundação Gates, nós apoiamos uma primeira iniciativa entre a OMS, a Região africana e o CDC de África, através de vários investimentos que são relativos à agenda de Lusaka, insistindo na liderança dos países, e nomeadamente no que diz respeito à cobertura universal de saúde. Vamos avançar alguns instrumentos suscetíveis para favorecer esta iniciativa. Relativamente a outros aspectos, apoiamos os modelos search, intervenção no terreno, e também intervimos também na capacidade do pessoal de saúde, na capacitação do pessoal de saúde. Apelamos a CDC de África e ao OMS da região africana a harmonizar os seus procedimentos para a formação das equipas e apelamos igualmente os Estados-membros a cooperarem para eliminarem os obstáculos para o destacamento rápido das equipas continentais de resposta às crises ou ocorrências. Apoiamos a formação e estamos muito orgulhosos dos milhares de agentes de saúde que foram formados. Mas quando nos interrogamos relativamente à rapidez do seu destacamento, constatamos que existem muitas lacunas e a situação deverá mudar se quisermos ser úteis. E as instituições que eu citei, assim como os Estados-membros, têm a possibilidade de ultrapassar estes obstáculos. Se estiverem interessados, nós procedemos a uma avaliação e vão encontrar informações interessantes sobre os efeitos desses destacamentos ou desenvolvimentos. Devo dizer que estamos muito orgulhosos dos apoios que concedemos para este tipo de intervenções e de estratégia. E agora é necessário catalisar os recursos internos dos Estados-membros. O apoio, o fabrico local, a transferência de tecnologia, as compras e abastecimentos agrupados. Ouviram falar desta iniciativa do Gavi, com o que faz com os países e as regiões. Colocamos na linha da frente os produtores africanos. Nós vamos continuar a apoiar estas iniciativas e também tendo em conta os planos nacionais bem documentados, não esquecendo nesta abordagem e também a coordenação transfronteiriça. E é necessário integrar uma só saúde, o One Health, com enquadramentos de acompanhamento e de avaliação consolidados. O Estado, trata-se do dinheiro dos contribuintes que está a ser investido ou que será investido e é necessário dispor de medidas para avaliar os resultados. Como disse anteriormente, é muito importante mensurar a incidência e é necessário saber fazê-lo. Como não estamos aqui a questionar-nos em relação à próxima pandemia, mas vai acontecer. Nós já entendemos esta questão no Reino Unido e a abordagem vai depender das parcerias, dos sistemas criados e da coragem de agir rapidamente e de forma sólida. Muito obrigada pela sua intervenção. Quando falamos de preparação e resposta a situações de emergência, temos a Federação Internacional do Crescente Vermelho, que é um grande ator, e pergunto ao seu representante como é que a Cruz Vermelha, aliás, desenvolve algumas das inovações do futuro. Trata-se da Cruz Vermelha e não do Crescente Vermelho. Muito obrigada, todo o protocolo observado. Em nome da Federação Internacional da Cruz Vermelha, permita-me que aproveite esta oportunidade para expressar o nosso reconhecimento à OMS por nos ter convidado e para podermos participar neste encontro
e participar nesta manifestação paralela. E incluir as organizações da sociedade civil nas atividades da linha da frente. Estamos confrontados a mudanças sistémicas e a recursos cada vez mais limitados. Esta realidade exige uma mudança de paradigma de todos os atores ao nível regional, nacional e infranacional. A nossa coordenação coordena os esforços de muitos Estados-membros em África. Nós temos mais de 4 milhões de voluntários. Em 14 mil sucursais em África. Esses voluntários respondem sempre ao nosso apelo e deveremos, é claro, contar com as parcerias e um quadro de apoio para poder reforçar a nossa ação no terreno. Antes de mais, as nossas antenas nacionais servem de auxiliares para apoiar as ações dos governos. Estão incluídas no Plano Nacional de Preparação e Resposta às Situações de Emergência, definidas pelos parlamentos. Saúde no terreno, nas ações e nos planos nacionais de preparação e resposta a emergências. Já tivemos a oportunidade de dizê-lo, temos uma parceria com a OMS e no âmbito desta parceria os nossos peritos partilham as experiências. Trata-se de uma parceria estratégica. Trabalhamos com o CDC de África para apresentar respostas à varíola símia. E relativamente à vigilância, trabalhamos em estreita colaboração em várias operações, nomeadamente a vigilância transfronteiriça. Solicitamos ao CDC de África, aos governos, a manterem estes mecanismos depois das situações de emergência estarem resolvidas. Deveremos investir na preparação antes que as crises venham a ocorrer. Deveremos, muitas vezes, agir com fundos limitados e tudo isto agrava as situações de emergência. A mudança de paradigma aqui é que nós tenhamos muito mais financiamentos e que possamos investir na preparação das comunidades. Em quinto lugar, é muito importante que possamos articular os sistemas de vigilância comunitários e que os esforços sejam orientados. Deveremos estabelecer uma colaboração com o Sistema Nacional de Vigilância e, por isso, os nossos sistemas deverão estar ligados aos sistemas nacionais para podermos capitalizar os dados. O
O governo do Quênia está a trabalhar em estreita colaboração com a nossa organização para estabelecer uma ligação entre o seu quadro de bordo e os nossos sistemas. Finalmente, gostaríamos de insistir na intervenção comunitária as crises tal como a ébola, a doença por vírus ébola e da Covid-19 salientaram a importância da colaboração com as comunidades. Estamos fortemente empenhados em trabalhar com as comunidades para a planificação das respostas, assim como a preparação. Nós exortamos o CDC de África, a OMS da Região africana, os doadores, os parceiros a fazerem mais e melhor para criar um sistema de saúde mais resiliente, tendo em conta as comunidades. Agradeço os membros deste painel pelo papel importante que desempenham na saúde, na melhoria da saúde da nossa região. Muito obrigado, Dr. Kissam, muito obrigado aos membros do painel. Agora daremos a palavra aos participantes. Se tiverem perguntas, observações ou se desejarem usar da palavra, levantem a placa. Então, fazemos a palavra, só temos mais 10 minutos e dispõem de 2 minutos por intervenção. E se puderem, também poderão fazer perguntas aos membros do painel que estão na tribuna. Temos o pedido da palavra feito pela Gambia. Pode intervir. Muito obrigado, senhora moderadora, e agradecemos aos oradores por este debate instigador. A preparação para emergências é um aspecto crítico de prestação de cuidados de saúde. A Covid-19 demonstrou onde estão as lacunas. Estamos felizes que tal esteja a ser abordado, mas certamente não pode ser falado fora do fortalecimento de sistemas de saúde, porque geralmente respondemos com base na nossa capacidade. Fico feliz que os colegas tenham falado de várias áreas. Para o Dr. Chique, sim, é verdade. A árvore que foi plantada há 100 anos, alguns anos, portanto, isto é um desafio porque estamos a ter problemas e algumas árvores ainda não foram plantadas, mas algo tem que ser feito. A soberania sanitária de que falou, penso que é crítica, mas a verdade é que temos que ser realistas. Existem a mesma razão pela qual as nossas estão além daquilo que podemos fazer. Essa é a realidade. Ainda precisamos de parcerias e temos que nos complementar enquanto países africanos. Penso que várias vezes temos a tentativa de fazer tudo sozinhos, ao invés de aproveitarmos as vantagens e potenciais uns dos outros e complementarmos-nos. Outros continentes estão a fazer isso. Temos um certo de excelência na Gâmbia, o Senegal tem outro e podemos nos complementar, porque o que tentamos fazer é que cada um quer construir tudo para si e não temos os recursos necessários. E eu penso que a OMS e a África CDC, portanto, é bonito que estejam a trabalhar juntos, porque quando a África CDC chegou, uma das nossas preocupações é que uma das suas responsabilidades seriam duplicadas com as da OMS. Então, achamos que até haveria fricções, mas ficamos felizes que estão a estabelecer parcerias, mesmo que quando falamos de sistemas de vigilância ainda não sabemos a quem reportar. Reportamos à OMS ou à CDC. Então, a harmonização disso é crítica e fico feliz que estejamos a ouvir isso. Mas, para concluir, devido ao tempo,
quando se trata de desafios no setor da saúde, os recursos. Sim, somos países pobres e ainda adquirimos produtos médicos e consumíveis ao mesmo custo que os países ricos. A OMS e a África CDC devem se unir e defender uma discriminação. Criamos os produtos a preços mais baixos para o alguns membros do problema. Algum desse lucro vem dos pobres e dos ricos. Então, se esses lucros são dos países que adquirem um produto, então por que não podemos defender uma posição em que as pessoas se tornam apenas multimilionários e não multibilionários? Então, não estamos contra multinacionais, mas estamos a ser realistas porque conhecemos que parte do nosso problema é porque nós compramos medicamentos e produtos médicos a custos elevados e ainda não temos recursos. Então, OMS, África CDC, por favor, apresentem e advoguem para que nós adquiramos os medicamentos a preços mais baixos, para que também possamos desenvolver. O último ponto é se podemos também ter em conta o cancelamento da dívida para DNTs, por exemplo. É algo que podem fazer. A África CDC da saúde. Obrigado. Passamos a palavra, por favor, cada intervenção. Muito obrigado. Agradecer pelo grupo técnico consultivo a sua recomendação. Aprendemos bastante sobre diferentes emergências. A Etiópia é um país pioneiro nestas matérias da ébola. Então, estamos a trabalhar agência que é destacada no país, já certificada os profissionais que podem ser usados em qualquer sítio na África. Se precisarem, podem solicitar, porque acreditamos em apoiar uns aos outros. Estamos abertos para participar. E também, junto com o escritório regional da OMS, criamos o Centro de Formação para Emergências em Addis Abeba, que está próximo ao aeroporto. Então, é lá onde o pessoal poderá ser formado. E estamos agora quase a alcançar a acreditação da OMS e poderemos ser também certificados. Então, somos por colaboração e parceria para a preparação e resposta à emergência entre os países, entre as regiões. E devo dizer que não precisamos duplicar nada. O que já existe temos que usar. É a mensagem principal que eu aprendi hoje. E peço que tenhamos estratégias ou que nos ajudem a criar estratégias. Por último, queria sublinhar a gestão ou logística. A Ethiopian Airlines é uma companhia muito boa. Então, temos que pensar naquilo que passamos durante a Covid. E a OMS e a África CDC devem nos permitir trazer produtos de fora para a África. Muito obrigado. Muito obrigada por essas perspectivas. E, por fim, vamos ouvir a intervenção do Quênia. Muito obrigada. Quero agradecer aos oradores pelo debate
frutífero. Direto ao ponto. Sabemos que quando falamos de constrangimentos fiscais e financeiros na resposta a emergências, temos que ter em mente que quando respondemos a algo é porque já aconteceu. Então, como é que mitigamos para que não aconteça? Então, geralmente, ouvimos avaliações de risco no nosso trabalho. E eu sei que a OMS tem tantas ferramentas que já disponibilizou aos Estados-membros para que possam fazer a análise de risco. Então, gostaria de ouvir da sede da OMS o que está sendo feito para garantir que os países sejam capazes de não apenas realizar as avaliações de risco que sempre fazemos, mas como é que isto tudo vai ser acoplado para que, como região africana, possamos fazer o acompanhamento dos riscos, seja através de painéis ou vigilância baseada em eventos, para que possamos mitigar a ocorrência de eventos, porque quando ocorre o custo sobe exponencialmente. Então, o custo da avaliação e avaliação de risco é de fato muito mais baixo. Muito obrigada. Temos uma pergunta sobre mitigação. Talvez o Dr. Dale ou o Dr. Chico pode responder. Muito obrigado. Eu fico feliz de responder, mas também há um senhor aqui na sala. Obrigado pela oportunidade de responder à pergunta da República do Quênia. É verdade que na OMS temos um módulo de preparação que é composto por dois elementos, a montante e a jusante. Em a jusante temos o risco ou avaliação do perigo e temos uma avaliação da capacidade em que falamos de SPOGE e usamos os resultados da avaliação de risco e nisso também temos uma ferramenta e temos a avaliação de capacidades que leva à criação dos planos nacionais. É um módulo que está bem articulado no IHR e neste momento em que falo da avaliação de capacidade, isso é para tentar e avaliar a implementação da capacidade. Então temos um quadro e uma ferramenta que nos permite ver progressos de implementação da capacitação. E é um instrumento aprovado pelos Estados-membros. Para acrescentar, temos um trabalho de veras interessante, projetos. Usamos inteligência artificial para introduzir todos os dados que temos na avaliação de risco, porque mesmo que tenhamos um único país, a análise ultrapassa a capacidade do ser humano. Então, agora estamos a criar uma relação com vários parceiros, não vou citar ninguém, para criar ou usar a inteligência artificial para explorar esses dados e a informação. Não sei se o Dr. Chico alguém gostaria de reagir a algo que foi dito pela plateia. Obrigado. Quero comentar em torno da contribuição da Gambia e da Etiópia. Penso que estão a falar de pontos essenciais, o primeiro dos quais é quando olhamos para o acesso a produtos de saúde, em particular as contramedidas médicas, este tem sido um ponto crítico de debate na negociação do tratado pandêmico. Penso que está a falar de uma dimensão crítica aqui, é garantir que haja justiça e equidade no acesso a medicamentos. E o ponto de acesso e beneficiários
que é o anexo das negociações em curso, vai abordar essa questão. E a África CDC, trabalhando com a OMS, a apoiar os nossos negociadores para garantir que este ponto seja bem explicado para o interesse do nosso povo. A segunda questão é o espaço fiscal. Penso que é aqui onde entra a dimensão política do nosso trabalho. Ontem tivemos a sorte de ouvir da sabedoria da Sua Excelência o Presidente Hichilema, que insistia que a saúde é determinante para o desenvolvimento econômico. E dizia também que não é só sobre o desenvolvimento econômico, mas também a transformação industrial. Queremos, de fato, defender, olhando para como os Estados-membros devem enfrentar esta crise da dívida crônica. Ontem até tivemos alguma explicação da definição do risco, como é que o risco determina a taxa de juros, já que os nossos países contraem a dívida. Penso que esta é uma dimensão importante da negociação que deve ocorrer a nível político. Quero vos assegurar que, como parte do nosso trabalho, como África CDC, no Comitê de Saúde do G20 e no Comitê de Finanças, esta questão está sendo abordada. Quero garantir que este é um ponto importante na negociação, porque a não ser que reduzamos a pressão do nosso espaço fiscal devido ao serviço da dívida, será difícil para os Estados-membros sustentar a crise atual e mitigar o seu impacto. O último ponto a destacar é como é que podemos nos unir neste tempo em particular para agregarmos as nossas necessidades e negociar um preço justo. Penso que a questão de aquisições agrupadas foi destacado pela Sua Excelência quando se falou do mecanismo africano de aquisições agrupadas, um mecanismo que os chefes de Estados confiaram à CDC para implementar. Isso visa negociar taxas ou preços equitativos e justos, isto junto com a necessidade de impulsionar a criação do que gostamos de chamar de forma simples como a criação de estoque, ou acumular uma disponibilidade suficiente de produtos no continente para nos prepararmos melhor para epidemias e surtos. Penso que o comentário da Etiópia está em torno disto. Bem compreendido, muito obrigada. Temos outro comentário aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer à OMS pelo fundo que se deu à Uganda para responder à ébola. E também dizer que a forma como vemos o financiamento para surtos deve ser tão flexível e tão imprevisível como os surtos, porque se escrevermos um texto e seguirmos esse texto à letra durante um surto, não poderemos ter sucesso, porque seremos burocratas. Então, precisamos ultrapassar as burocracias. Vamos ter o discurso de encerramento desta fase pelo Dr. Gay. Muito obrigado a todos aqui presentes, começando com os que contribuíram com o inquérito dos Estados-membros, os que comporam os peritos e também o debate estratégico que tivemos sobre o centro. E também aqui a todos os oradores, eu penso que as vossas contribuições são inestimáveis.
gostaria que isto fosse o início de uma reflexão e discussão, e qualquer de vós que volte ao seu país e replique esta questão, o que vamos fazer agora? Porque às vezes quando há uma crise, sempre se diz, não é bom perder uma boa crise. Agora temos uma crise com implicações em todo lado, mas sempre podemos encontrar uma forma de fazer muito com pouco. Não é apenas um slogan. Se virmos onde somos menos eficientes e melhorarmos aí, poderemos ter bons resultados. Muito obrigado a todos e esperamos continuar este debate para melhorarmos a resposta em toda a África. Muito obrigado, Dr. Gay. Muito em que refletir. Não esqueçam que temos um convite para irmos morar para Uganda. E desta forma chegamos ao fim da sessão. Muito obrigado pelo vosso tempo dispensado e tenham uma boa noite.